Attendez, hop. Pia de hoje trebiați, ma principia cu domanda boc. Per questa sessione c'è un'innovazione, abbiamo una bella campana. Con un bel usono, ecco, e die a buere de obu, di sicuro a tutti i simboli dell'Assemblea di Corsica. È stata fatta da un specialista che era venuto aveva fatto le campane, parecchie campane corse, dei 10 di Corsica, e mi ha comandato questa piccola campana. Ecco, allora ora tenete come l'ugiole, perché ogni volta che il tempo sarà passato sentirete il gioco della campagna. Ecco, ci trovi un nome normalmente. Allora, saluto a tutti. La prima domanda a bocca ad essere fatta da Gore in fronte ad essere Veronique Bietri che la dava. La parola. Vi ringrazio, signora Presidente. Donc, comment accepter que ces enfants soient contraints de poursuivre une scolarité bilingue, réduisant davantage leurs chances de réussite? Ecco un pezzo di ciò che descrive Claude Perrin, presidente di AFCPE di Corsica, in una lettera mandata alla ministra francese dell'Educazione. Un scritto che mette in causa di maniera chiara il bilinguismo, la sua legittimità, la sua generalizzazione e il piano 2030 di un ritornato che faccia della lingua corsa un sapere fondamentale. Un scritto che è una vera dichiarazione di guerra in un quadro di un altro soggetto aveva adoperato queste parole. Oggi su fatto vi devi far reagire, signor Presidente, in quella stessa zerga e cambiare d'andatura. In una mandatura coerente, impegnata in azioni forti per la nostra lingua, una tale lettera non sarebbe stata possibile. Ma oggi, su tipo di dichiarazioni, trova un terreno favorevole, un terreno di tralasciera, di silenzio e una situazione di fragilità politica. Avete voluto opinare a carica della delegazione lingua corsa, ma di poi nulla. In parecchie occasioni il nostro gruppo è intervenuto per domandare conti, per proporre, per rilanciare. Ogni volta ci avete risposto con generalità, promesse o mezzi misure e il risultato si vede. A forza di lasciare spazio biotto, si va a sinistrare i discorsi di paura e di regresso. Non ci imponiamo più, non ci vediamo più vale, non difendiamo più con forza i nostri diritti e su silenzio è pigliato per debolezza. E come tu dici su detto corso, a chi si va a niente a volpi usi magna. Intanto, d'altri bocci si va cinizzando. Abbiamo inteso due collettivi, Femo la Gampa e Parliamo Corso, che hanno esprimato le stesse inquietudini. Ci hanno trasmesso proposte concrete e realistiche, una base seria di lavoro con una società e mica senza aiuto. Spartino il nostro punto di vista, la lingua ha bisogno di proposte politiche forti. Abbiamo inteso parlare di un'istanza nuova che sarebbe finalmente messa in ballo. Frattempo, abbiamo pigliato conoscenza in cui piace di un rapporto sortito all'ultima minuta che deve essere votato oggi
per la creazione di una commissione. Allora, io, Presidente, davanti alla regressione della lingua, in la toponimia, in l'abbandono della cartola, in assalti sempre più forti contro i nostri diritti linguistici, speriamo che un lavoro concreto si metterà in piazza per misure forti, che questa struttura dedicata tanto bramata darà parole a chi di chi lavora, che vodarete a accorsi che un vero segnale di volontà politica per la lingua, perché qui non si tratta più di un dibattito, ma di un'urgenza. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Qual è che da rispondere il Presidente dell'Esecutivo? Vi ringrazio per la vostra questione, sarà di corto, posto che abbiamo un dibattito dedicato dopo mezzogiorno. Penso che la situazione è a tempo grave, ma porta di noi risposte e spero che porterà risposte chiare a livello giuridico, costituzionale e dell'insegnamento del corso. Allora, posso scompartire parecchie delle vostre rimarche e inquietudini, non sono mica tutto affatto d'accordo, avevi pensato nella presentazione generale, ma non c'è una radio mica. Di poi 2021 abbiamo fatto di più che ciò che abbiamo fatto tra 2015 e 2021, ma di sicuro non basta mica. Ho gustato, e questo è il più importante, è il fatto che pur con i nostri sforzi, la nostra volontà attuale, il quadro generale, che lo sia a livello giuridico, del sistema educativo o della società, il quadro generale non garantisce mica a tramandare e l'uso della lingua per restituire la nostra lingua alla sua piazza naturale e della società corsa. Giungiamo di noi a un stato dove mi pare la nostra strategia porta un po' di frutti, pur per sottolineare le mancanze del sistema attuale. Quando un po' si sono interrogati l'opportunità di fare un ricorso contro la decisione del prefetto e ha sostenuto davanti alla vostra assemblea che ci voleva fare questo ricorso, pur sapendo che sarebbe infine un ricuso da parte della giurisdizione amministrativa. E so che accaduto non ci ha mica sorpreso, ma penso che abbiamo fatto una dimostrazione forte che il quadro costituzionale attuale non permette mica un vero statuto della lingua, che lo sia nella vita di tutti i giorni, che lo sia nell'accesso all'impiego, che lo sia nel sistema educativo. E per rapportare all'attualità c'è a tempo questa decisione del Consiglio di Stato e la dichiarazione del rappresentante sindacale. Allora io voglio dire che di sicuro non sa fare come non a tutti, penso che è normale che in una democrazia si possano esprimere tutte le opinioni, eppure l'opinione che sia tutta affatto contraria a ciò che noi pensiamo. E in una democrazia ciò che il dibattito democratico permette di decidere ciò che lo vuole il popolo. E ciò che lo vuole il popolo oggi in Corsica e l'ha detto di maniera chiara, pur attraverso voti unanimi dell'Assemblea di Corsica, di che la lingua corsa sia ufficiale e che lo ci sia in tutti i domini della società un uso consacrato della lingua pari in cui francese. Allora, c'è da voler organizzare qui, ce la fa lo presto. Penso che non c'è mica che lo sia solo l'affare di un consiglio esecutivo, perché penso che la lingua è l'affare di tutti e l'abbiamo dimostrato attraverso le nostre mobilizzazioni, la nostra lotta e i nostri voti. Ed è per questo che come Presidente dell'Assemblea abbiamo proposto a sapere di spiazzare per l'Assemblea di Corsica l'ultima fase a tempo di formalizzazione della nostra visione di revisione costituzionale, la nostra visione di un statuto della lingua e della legge organica a bene e la nostra visione di piazza della lingua in un sistema educativo, perché sapete meglio che me è una fortuna oggi
avere un rettore chiamato oggi nella stampa rettore di lingua e faccia assai, ma come alla duetta è assai, se lo si ne va e che lo ne viene un altro, non abbiamo accatastato nulla, quello è il primo affare. E il secondo affare, la DAI a alta voce, pur se non voglio mica dare cattive idee a quelli che ci stanno assenti, ma forse quelli che ci stanno assenti e chi può arrivare a essere, non parlano mica un corso, non capiscono mica, non vogliono mica imparare né parlare, ma la DAI quantunque, pur con tutti gli sforzi e la volontà di un rettore, domani, se lo c'è un ricorso giuridico, per dire che il bislinguismo è molto più l'immersione sono facoltativi, vince nel quadro attuale. E la nostra visione sarà rimessa in causa. Dunque c'è una securizzazione giuridica di abbiazza di lingua corsa dell'insegnamento. Dunque di tutto questo ne abbiamo parlato e soprattutto abbiamo propone la nostra visione, spero, scompartuta. Terzo e ultimo punto, vogliamo passare da una politica di lingua a una politica linguistica, le moetta, e tempo e ora. Abbiamo un rapporto di prefigurazione, d'orientazione che è stato rimesso, abbiamo un lavoro rimarchevole che è stato fatto dalla Commissione della Cultura, da Muriel e tutti quelli che sono impegnati. Abbiamo scontrato queste ultime settimane parecchi lettori di lingua fra i quali parliamo corso e il collettivo Femo la Campà. Aspettano tutti i lettori che l'Assemblea di Corsica e il Consiglio esecutivo fiano di questa questione una priorità assoluta, di esaminare bene e vi propone radio in qua Presidente dopo un mese che noi ne viamo una priorità assoluta e concreta. Ringraziabi. Allora, la domanda bocca da essere da Romain Colonna. Per fa popolo. Grazie, signore Presidente. Saluto a tutti. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, nous avons appris par voie de presse que le groupe CMA-CGM envisagerait de vendre la compagnie maritime, la Méridionale, qu'il avait rachetée en 2023. Cette annonce, si elle venait à se confirmer, intervient dans un contexte social déjà préoccupant, marqué par des tensions internes, une perte d'activité de la compagnie, une incertitude croissante pour les salariés. Les organisations syndicales, notamment le STC des marins de la Méridionale, et il y a là-haut 4 représentants que je salue, ont exprimé avec force leur vive préoccupation face à l'orientation prise par la direction actuelle et aux conséquences potentielles d'une vente de la compagnie. Au-delà des choix de gestion d'entreprise, cette situation soulève des enjeux fondamentaux liés au service public. La Méridionale est aujourd'hui délégataire de 2 lignes relevant de la délégation de services publics maritimes en Corse et le continent. Le retrait de son actionnaire principal ou l'arrivée d'un repreneur sans projet territorial clairement défini alimente de sérieuses interrogations. Cela pourrait affecter directement le principe de continuité territoriale, la stabilité de la DSP en cours 2023-2029 et bien sûr les emplois insulaires qui pourraient être fortement menacés. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, pouvez-vous nous indiquer si la collectivité de Corse a été officiellement informée de cette intention de vente et quelles démarches ont été engagées afin d'anticiper ou encadrer une éventuelle cession de la Méridionale? Quelles seraient selon vous les conséquences possibles pour la délégation de services publics, tant sur le plan juridique que sur le plan opérationnel? Et enfin, pouvez-vous nous préciser quelles garanties la collectivité de Corse entend exiger de tout éventuel repreneur, tant en matière de maintien de lignes et des ports desservis, que de respect de l'emploi insulaire et de préservation de ce service public stratégique pour la Corse? Je vous remercie. Ringraziabi. Allora, quello che va a rispondere il presidente dell'ufficio di trasporti. Avete la parola. Vi ringrazio, cara Presidente. Monsieur le conseiller, merci pour cette question qui est
dont on attend la réponse évidemment très attendue du Conseil exécutif face à cette situation. D'abord, je tiens à m'associer à vos salutations concernant la délégation de STC Méridionale que nous serons amenés à rencontrer dès aujourd'hui. Vous l'avez indiqué, certains médias se sont fait l'écho d'une potentielle, à ce stade, vente de la Méridionale par l'actionnaire principal, à savoir le groupe CMA-CGM. Donc à ce jour, premier élément de réponse, nous n'avons aucune confirmation officielle de cette information, nous n'avons été destinataires des intentions réelles définitives du groupe concernant donc la compagnie maritime. Il est important de considérer d'ailleurs dans le court terme que dans le cadre actuel des DSP maritimes 2023-2029, le principe de continuité territoriale prévoit ce genre de situation de manière générale et juridique, et donc il n'y aura pas de rupture de service de continuité territoriale. Ça, c'est de l'ordre du fantasme alors qu'il est. Ça ne veut dire qu'il ne faut pas anticiper ce qui pourrait se passer, et je vais indiquer pourquoi. Donc, vous l'avez rappelé, la Méridionale exploite en codélégation la ligne Ajaccio-Marseille et en opérateur unique la ligne Porto-Vecchio-Marseille. Donc, il y a un cadre évidemment contractuel spécifique pour chacune de ces lignes qui garantit les intérêts de la continuité et de la collectivité de Corse au cours des différentes phases de discussion, tout autant que la continuité de service. Donc, au regard du droit d'abord, le groupe CMA-CGM peut se retirer soit par un processus de cession, soit par un processus de liquidation. Il convient également de prendre en compte la situation financière de l'entité méridionale au regard des comptes d'exploitation prévisionnelle réactualisés. Et à ce titre, sans rentrer dans le détail, il se trouve que l'Office des Transports a développé une compétence d'évaluation de contrôle dans les contrats qui nous permet d'avoir un regard précis sur l'évaluation financière par ligne des compagnies délégataires. Sur le cadre contractuel pour la DSP Ajaccio-Marseille, mais comme celle d'Ajaccio-Porto-Vecchio, donc en cas de liquidation ou redressement judiciaire d'un membre de groupement, donc il y a d'abord bien sûr résiliation de plein droit de la convention pour le membre du groupement concerné par la procédure collective, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de la convention adressée par la collectivité au liquidateur ou à l'administrateur judiciaire. Donc il y a un mécanisme ensuite de retrait du membre concerné qui est actionné, suivant lequel la résiliation à l'égard du dit membre intervient en respectant un préavis de 6 mois avant la date d'interruption des services. Donc ça veut dire qu'à compter d'une éventuelle notification, qui n'est pas encore là évidemment, il y aurait encore 6 mois de transition. L'autre membre du groupement sur Ajaccio donc continue d'assurer l'exploitation du service, donc il y a l'obligation de l'autre délégataire d'exploiter pour éviter donc la rupture de la continuité du service, situation qui fait l'objet donc d'un avenant à la convention. Ça, c'est le rappel du cadre contractuel actuel pour la préservation de la continuité. Et bien sûr, aucun versement, aucune indemnité issue de la résiliation aux membres du groupement qui ont fait l'objet de la procédure collective. Dans le cas de la cession de la convention ne peut intervenir qu'après l'agrément express, écrit et préalable de la collectivité de Corse. Donc le bénéficiaire de la cession est alors subrogé au délégataire dans les droits et obligations résultant de la convention. Et à défaut évidemment d'agrément par la collectivité, la cession sera considérée comme irrégulière et inopposable à la collectivité pour entraîner la résiliation pour faute de la convention. Donc ça, c'est quelques rappels sur les deux lignes, avec une spécificité dans la deuxième ligne. Effectivement, c'est que nous ne sommes pas dans le cas de l'obligation de reprise par l'autre délégataire et il faudrait relancer une procédure selon ce qui encadrerait l'éventualité d'une cession ou de rachat de contrat par un opérateur. Ça, c'est pour le cadre fixé lié au contrat en cours qui garantissent quand même un caractère prévisionnel, on ne sommes pas encore en rupture, et une possibilité d'anticipation selon les cas qui seraient posés s'il y a une intention réelle qui, encore une fois, alors qu'il est, n'a pas été confirmée. D'une manière plus générale, entre la situation que nous avons déjà évoquée depuis des années maintenant, et plus particulièrement depuis quelques semaines, suite au conseil d'administration de l'Office des Transports de la Corse, aux réponses que j'ai déjà réalisées ici au nom de l'exécutif aux questions orales, et aux dernières assises des transports que nous avons tenues le 6 juin dernier, auxquelles les groupes étaient conviés, concernant donc l'incertitude de financement de la dotation continuité territoriale, la question de l'indexation, donc le risque qui pèse aujourd'hui sur les contrats aériens et maritimes, et en raison de cette nouvelle actualité, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait un mouvement de ligne important concernant la méridionale, la collectivité de Corse, son président, le conseil exécutif, bien sûr l'Office des Transports de la Corse, entendent prendre l'initiative. Donc d'abord en se rapprochant rapidement du groupe CMA-CGM pour tenter de connaître plus précisément les intentions de celui-ci, mais évidemment de rencontrer immédiatement les représentants syndicaux, au rang desquels le STC évidemment, des salariés de la compagnie, pour la question de la préservation de l'emploi et d'anticiper ce genre de questions. La même démarche sera opérée auprès de la compagnie délégataire Corsica Ligne, mais plus largement, comme on l'a fait pour les assises sur les transports,
auprès du monde économique, les chambres consulaires, qui étaient déjà aux assises des transports évidemment, pour réaliser un diagnostic commun et tisser des pistes de travail sur 2 échelles de temps. Première échelle de temps, l'urgence donc, le court terme, obtenir les garanties suffisantes d'une transition pour le maintien de la continuité territoriale dans son périmètre et fonctionnement actuel. Je viens d'indiquer les contrats, mais vraiment de préciser les choses. Envisager aussi par tous les moyens nécessaires à étudier et mettre en œuvre le maintien des emplois corses, évidemment, la maîtrise des actifs, le devenir de l'outil naval, qui est une question essentielle, dans un cadre, pour nous, qui doit garantir le plus haut degré de maîtrise par la Corse, de son économie, de sa société, maîtrise du service public, du transport maritime. La deuxième échelle de temps, mais qui commence dès à présent en termes de travail, mais qui aura pour répercussion une évolution dans le moyen et long terme, et le moyen terme, c'est d'accélérer évidemment les travaux en collaboration avec les forces politiques, syndicales, économiques et sociales, devant conduire à des évolutions substantielles d'ici 2029 des cadres du CDSP maritime actuel, pour créer les évolutions d'un futur système de continuité territoriale entre la Corse et le continent français, évidemment parallèle à nos travaux sur la continuité territoriale européenne par ailleurs, et qui inclut dans son périmètre de réflexion et d'action, entre autres pistes, mais il est important de le rappeler, le devenir de l'outil naval et son degré de maîtrise par la Corse, question qu'il faudra se poser d'ici 2029, l'évolution possible de la gouvernance juridique et politique de la continuité territoriale elle-même, y compris au travers des différents modèles en partenariat de potentielles compagnies territoriales de navigation. Le modèle de financement pérenne, c'est la question de l'indexation de la dotation de continuité sur la TVA, et les nécessités et impacts qui sont liés aussi à la transition énergétique et environnementale dans le domaine maritime, parce que ce sont des domaines importants aujourd'hui qui impactent y compris financièrement le modèle. Voilà nos intentions en ce qui concerne le Conseil exécutif, en ayant une extrême vigilance sur cette situation, car entre la question de la dotation de continuité, son indexation qui commence dès la loi de finances 2026, et cette question-là, nous sommes dans une situation potentielle de crise qu'il faut anticiper et qu'il faut chevaucher pour arriver au plus haut degré de maîtrise par la Corse de ses intérêts fondamentaux dans ce domaine. Je vous remercie. Ringraziabi, Presidente. Allora, normalmente di Cati Cognetti che dava una domanda a bocca, ma una vegu mica. Si vous le permettez, je peux poser ma question. À la place de Cathy Cognette, elle est dans les embouteillages. Non, votre question sera posée après celle de vos collègues. Entendu. Il n'y a pas de souci. Donc, Cathy posera sa question à la fin. Merci. Nous passons maintenant à Josefa. Allora, Giacometti Pireda. Signore Presidente, pubblicazioni di l'INSEE, fatti d'attualità palesano una realtà conosciuta. Si impoverisce la società corsa, predazione di ricchezze, speculazioni sfrenate, svie mafiose, traffico di droga, senza mezzo di regolazione pieghiamo sotto il peso di agonizzazione di popolamento. I partiti nazionalisti, quelli di vostra maggiorità, chiamano all'azione. Poi c'è l'azione di questa collettività e lo scarto tra i discorsi e i fatti. Siamo chiari, lo scarto esiste tra i mezzi della nostra istituzione e i bisogni veri di Agorzica e di Igorzi. Dobbiamo ottenere trasferimenti di fiscalità e potere legislativo. Ma no, la risposta non può essere solo a denuncia di mancanze. No, non si può portare l'ambizione di un progetto nazionale limitandosi all'amaro constato di una situazione che ci è imposta. L'azione istitutionnelle non basta, è detta, ma ferme un harnais maillot. L'action de notre collectivité doit s'appuyer sur une politique qui pousse les curseurs au maximum, utilise le moindre levier, opère des choix clairs, assume les rapports de force lorsqu'ils sont nécessaires. Il n'y a pas de place pour les consensus sans envergure. Nous n'avons plus le temps. Quelques exemples. Sur les déchets, vous affirmez votre attachement à la maîtrise publique, mais actez une privatisation de fait dans le plan adopté en Assemblée de Corse, confère monte, perché ha scelto la veria Mubiu et qui a citoyen all'impunerebbe. Sur la colonisation de peuplement que vous dénommez flux migratoire, dénoncé comme un facteur de déstructuration, que vous intégrez comme un facteur de dynamisme au détour d'un schéma d'aménagement sous le vocable solde migratoire positif, perché ha scelto la veria Mubiu et qui a citoyen all'impunerebbe. Sur la langue, indignation, à juste titre, contre des décisions de justice et les inepties d'un colon à l'argumentaire anti-corse qui émerge au fur et à mesure que la colonisation avance.
à défaut de mettre en place une politique linguistique offensive. Perché ha scelto la veriamo più e che la situazione l'imponerebbe. Sur le budget de la collectivité, les 5 000 arrivants pèsent, oui, vous avez raison, lourdement, particulièrement sur le secteur social, nous y reviendrons. Les impôts augmentent, les dotations diminuent. Il faut exiger l'état des flux financiers, demander à de multiples reprises. Non, en effet, la Corse ne coûte pas cher à la France. Mais oui, la dépendance nous coûte cher. Faisons-en la démonstration. À l'heure où doit se négocier un nouveau pacte budgétaire et fiscal, négocier, non pas comme le PTIC, dont les règles vous ont été imposées. Abbiamo qui torna a accettare l'imosina, perché ha scelto la veriamo più e che la situazione l'imponerebbe. Sur les écritures constitutionnelles, elles ont déjà sacrifié l'essentiel. Là aussi, l'absence de rapport de force et de consensus l'imposait. Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une attaque, non, mais d'une alerte, à l'appui d'un constat. En matière d'alerte, ma question donc. La procédure de révision du PADUC a été engagée avec beaucoup de retard. Il s'agit d'un projet de société, il ne sera pas suffisant. Le premier rapport d'étape définissant plus précisément les modalités doit être présenté à notre Assemblée. Quand le sera-t-il? Les terres agricoles basculent, la spéculation s'accélère. Ogni giorno case e terre passano in mano vrustir. Je sais l'ampleur de la tâche, mais la situation nous commande d'aller vite. Monsieur le Président de l'AUE, vous aviez affirmé vouloir un PADUC de combat quitte à être borderline. Nous devons l'être, collectivement, dès maintenant. Le temps de la révision ne peut être celui de l'inertie en l'attente d'une hypothétique évolution favorable. Des projets porteurs d'un autre modèle, eux, n'attendent pas. Ils cherchent déjà à s'insinuer dans les brèches, tirant profit des retards et se jouant des non-choix. Quando venera l'ora d'adottare revisione di un PADUC, non s'accetterà. Desse intrappolate a votare perché ha scelto un lavoreremo più e che le conseguenze di questa situazione si saranno imposte. Vi ringrazio. Dunque, Dio Presidente dell'Agenzia di Urbanismo e dell'Energia chi va a rispondere. Julien Paolini. Merci Madame la Présidente, Madame la Conseillère. Chère Josépha, je vous remercie pour votre question. Elle m'offre l'opportunité de revenir sur les propos que j'ai tenus en novembre dernier à l'occasion de la présentation du bilan du PADUC et de l'ouverture de la procédure de révision. Alors oui, je vous le redis, je l'ai dit en novembre dernier, le nouveau PADUC doit être celui d'un combat. Dans ce combat, nous devons nous appuyer, je crois plus que jamais, sur les fondamentaux de notre famille politique. Un combat pour la reconnaissance de notre peuple, un peuple qui doit pouvoir continuer à travailler et produire librement sur cette terre, à décider de son avenir, à vivre dignement et à transmettre à ses enfants ce qu'ils ont reçu de leur père. La révision du PADUC ne sera donc pas une simple formalité administrative, c'est une certitude ou une mise à jour réglementaire. Ce sera immanquablement la traduction concrète d'un nouveau projet de société pour la Corse, une Corse qui ne peut plus se contenter de subir et de dépendre. Un projet qui ne sera pas non plus calqué sur des modèles importés de l'extérieur, mais pleinement enracinés sur notre identité, sa défense et nos valeurs communes. Sur ces points au moins, Madame la Conseillère, je pense que nous pouvons être d'accord. 10 ans après l'adoption du PADUC, donc 2015, il faut bien constater que notre île a profondément changé. Parfois en bien, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle aussi de le reconnaître, et parfois elle a changé de manière inquiétante, ce qui est parfois aussi très anxiogène pour de nombreux Corses et bien sûr pour ses élus. La Corse est aujourd'hui confrontée à des enjeux que le Conseil exécutif n'ignore pas. Vous en avez cité quelques-uns, j'y reviens, la spéculation foncière et immobilière, l'érosion de la langue, les inégalités territoriales, les bouleversements climatiques, le sentiment de dépossession et d'injustice dans de nombreux secteurs qui est ressenti par les Corses. Mais au-delà de la recherche de consensus, que vous jugez inefficace, voire sans envergure dans vos propos, pour ma part, je crois au contraire que le Conseil exécutif et les élus de l'Assemblée de Corse, en tout cas ceux de la majorité, ont affirmé leur choix politique
en instaurant un rapport de force dans de nombreux domaines. Je vais en citer quelques-uns. Pour exemple, en matière d'aménagement du territoire, le rétablissement de la cartographie des ESA, après 2 annulations successives au tribunal administratif, un long combat juridique de 10 ans. La reprise des eaux dorées dans le cadre d'une société coopérative associant les maires, les salariés et les collectivités de Corse pour la protection d'un bien commun. La rédaction d'un cadre d'occupation du domaine forestier pour une meilleure gestion de ces espaces naturels. En matière de transport, maîtrise publique des infrastructures, instauration du bénéfice raisonnable dans les DSP, non-inscription au budget de la collectivité de Corse de l'indemnité due à la Corsica Ferries de 50 millions au titre des mandatures précédentes. Autant d'actions et donc de combats qui sont la preuve que nos décisions sont conformes à nos discours, à nos convictions et à nos choix politiques, qu'ils aient d'ailleurs ou non fait l'objet de consensus. Venons-en à la question démographique. Oui, notre population repose exclusivement, notre croissance de population repose exclusivement sur un apport migratoire extérieur. Mais sur ce sujet, vous avez sorti, pas mes propos, mais les écrits de leur contexte. Dans le rapport relatif au schéma de développement urbain durable, nous avons parlé d'un solde migratoire positif au sens mathématique du terme, plus 5 000 arrivées par an. Au sens politique, je rappelle que ce rapport précise, je cite le rapport du président, « Cette évolution démographique est près de 3 fois supérieure à celle observée en France, l'évolution démographique corse. Elle a eu pour conséquence de modifier profondément les équilibres sociaux et culturels, mais surtout fonciers et urbanistiques du territoire insulaire. » Un constat que je crois nous pouvons partager. Donc ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat objectif qu'il ne faut pas instrumentaliser non plus ou tomber dans la caricature, comme font certains, Iran, pas vous, et allant jusqu'à dire qu'il faudrait fermer nos frontières, si tant est que nous en ayons les moyens. Donc une réalité démographique factuelle qui transforme profondément la société et qui sous-tend beaucoup de choix que nous aurons à faire. Et là-dessus, je vous rejoins. Cette croissance démographique accélère la bétonisation des espaces, aggrave les tensions sur le foncier et le logement et fait le jeu surtout des appétits opportunistes et spéculatifs. C'est donc un enjeu politique de premier ordre et à travers la révision du PADUC, on aura bien sûr à discuter de l'autonomie, pas seulement institutionnelle, mais dans nos réalités quotidiennes. L'autonomie énergétique, on en parle souvent, alimentaire, hydraulique ou encore numérique. Cela suppose de porter une vision du développement dans laquelle l'intérêt général prime sur les intérêts privés ou partisans. Mais il faut être aussi clair, sans évolution institutionnelle, sans autonomie législative, le PADUC, aussi ambitieux soit-il, aussi borderline soit-il, aussi loin nous mettrons les curseurs, il restera malheureusement insuffisant, prisonnier d'un carcan juridique au pouvoir certes important, mais encore trop limité au niveau normatif pour réguler un certain nombre de phénomènes. C'est pourquoi je regrette sincèrement que vous n'ayez pas fait le choix de nous accompagner dans la réforme constitutionnelle. Parce que sans réforme constitutionnelle, point de statut de résident et point de reconnaissance pleine de la langue, par exemple. Donc lors de la session de juillet, je crois que c'est prévu le 24 et le 25 juillet prochain, Madame la Présidente, nous proposerons à votre Assemblée un débat d'orientation stratégique sur le périmètre, la méthode et le calendrier de la révision du PADUC. En juillet, nous aborderons donc les multiples sujets et combats à venir que vous évoquez dans votre question, à tiroir par ailleurs, la souveraineté, l'autonomie, les droits fondamentaux, la protection des biens communs, le dérèglement climatique, la lutte contre la criminalité organisée et les pratiques mafieuses. Autant de sujets sur lesquels nous prenons rendez-vous donc le mois prochain et je peux vous assurer, Madame la conseillère, que nous serons présents à ce rendez-vous et sans aucun détour. A ringraziarvi. A ringraziarvi. C'è adesso una domanda fatta da Marie-Claude Branca, Beccore in Fronte. Jo consigliere in carica dell'agricoltura, jo presidente, anche se non è qui per il momento, in un Sutanaccio da almeno 100 anni, ma sicuramente anche di più,
tutti gli anni in principio giungono milioni di invasori e distruttori da 20 aprile a metà di giugno. Mangiano, ruzzichino quasi tutta la vegetazione, che pare che uccisi che è passato un fuoco. Se porte i balconi sono aperti, entrano in casa e si infrugnano dappertutto. In de noi chiamiamo a tampa, in francese la chenille du Bombix. Da anno pare che questi tampi hanno cominciato a andare in altre regioni di Corsica e quest'anno hanno fatto un vero scompianto. Ma abbiamo potuto figliolare rimane chiudendo da Grosseto a San Giorgio che di là i voli ricominciano a buttare. Ma l'invasione anche se dura poco può avere conseguenze importanti per il turismo, ma soprattutto per l'agricoltura, che è già a malattia. D'altronde, comunque, non si può né si deve eliminare totalmente gli insetti, perché c'è da rispettare l'equilibrio della natura e la salute della gente e delle persone. Dunque, evidentemente, c'è a fare attenzione al tipo di trattamento. Ma ci sono sicuramente maniere di diminuire il disgusto. Presidente, ci potete dire se voi avete già cominciato a studiare le conseguenze dell'invasione di quest'anno a tutti i livelli e se voi avete messo in piazza aiuti per tutti quelli che sopportano questi disgusti. Da un'altra parte, che pensate di fare in cooperazione con l'ODARC, la Camera d'Agricoltura, l'Ufficio dell'Ambiente, per studiare l'evoluzione del comportamento di questa tampa e trarre a prevenzione e a regolazione per l'anno a venire. Vi ringrazio. Ringraziabili. Il Presidente di l'ODARC va a rispondere. Ringrazio per la vostra questione. Comme vous le soulignez, la Corse fait face depuis 2 mois à une infestation exceptionnelle de chenilles, du papillon Bombix disparate, et ce, tant par l'ampleur des surfaces impactées que par le rapprochement des épisodes de population par rapport au cycle précédemment observé. Ainsi, un épisode similaire s'est déjà produit en 2024, touchant plus de 4000 hectares sur 6 foyers répartis sur toute l'île. Ce qui, au regard de la durée habituelle de 2 ans des épidémies, laissait présager une nouvelle infestation en 2025. Aujourd'hui, ce sont plus de 20 000 hectares qui sont impactés, notamment sur 5 zones. La vallée du Prunel, du Taro, le centre Corse, le Cap Corse, le nord de Bastia, le secteur de Vintisere. Les experts du département de la santé des forêts estiment que les chenilles ont atteint ces derniers jours leur taille maximale. La phase de décroissance est donc amorcée et une refoliation des chênes est déjà observable dans la plupart des foyers. Seul celui de Vintisere demeure en cours. Les dégâts sont très importants sur les chênes, mais des attaques sur résineux, châtaigniers et arbres fruitiers sont également observées. Des études et suivis menés par l'Office d'environnement de la Corse et ses partenaires ont montré que la lutte contre les chenilles par insecticides n'est pas souhaitable en milieu naturel et pourrait même prolonger la durée de dégradation en limitant les effets de la surpopulation. À cet égard, les traitements aériens autorisés en Sardaigne en 2023 se sont avérés très peu efficaces sur les chenilles. De même, les protocoles de lutte biologique mis en place par l'Office de l'environnement n'ont pas eu d'effet probant. La régulation naturelle semble donc être la plus efficace, car si les chenilles sont trop nombreuses, elles finissent par épuiser les ressources de nourriture. En parallèle, les populations de prédateurs, oiseaux et carabées, dont le Calosome sycophante, contribuent également à faire baisser les quantités de chenilles. Le facteur déclenchant des dégradations n'est pas vraiment connu, mais résulte certainement de la concomitance de plusieurs paramètres favorables à l'espèce. Des études récentes semblent démontrer que les sécheresses ont tendance à accroître la proportion de femelles dans la population, augmente ainsi le risque d'épidémie.
Les épisodes de 2023 et 2024 de sécheresse en Corse pourraient être un facteur explicatif. De même, l'important foyer qu'a connu la Sardaigne il y a 2 ans pourrait avoir contribué à l'arrivée de larves dispersées par les vents. L'épisode de l'année dernière a permis de confirmer que si le passage des chenilles de Bombyx disparates affaiblit nécessairement les arbres touchés, elles ne provoquent pas leur mort. Cependant, peu ou pas de fruits sont présents car les arbres produiront à la place de nouveaux feuillages en début d'été. D'un point de vue de l'impact de ces infestations sur l'activité agricole, les éleveurs porcins sont bien évidemment les plus concernés compte tenu de l'affaiblissement des populations de chenets, voire certaines de châtaigneraies, dans les régions où celles-ci ont été touchées. Mais des conséquences notables sont également à souligner pour les apiculteurs et les castanéiculteurs. Les services de l'État, interrogés lors du conseil d'administration de l'ODARC en date du 16 juin, ont assuré porter une attention particulière sur l'identification des foyers touchant des surfaces utilisées notamment pour l'élevage afin d'évaluer les potentielles pertes économiques pour les exploitants concernés. Une évaluation précise des surfaces impactées pourrait être réalisée à partir de fin juin, période à partir de laquelle la situation devrait être stabilisée. Ces phénomènes ne relèvent pas des calamités agricoles. La DRAF a assuré rechercher des solutions pour permettre une indemnisation des pertes subies par les agriculteurs impactés. Un travail d'estimation de ces pertes, réalisé par la Chambre d'agriculture de région Corse, à cet égard en cours. En parallèle, les productions sous signe officiel de qualité AOP charcuterie et AOP miel se sont rapprochées de l'INAO afin d'obtenir des dérogations à leur cahier des charges face à cette situation exceptionnelle. L'ODARC restera bien évidemment vigilant pour ces annonces soient faites par l'État, soient suivies des faits et que tous les moyens soient mis en œuvre pour limiter au maximum l'impact de cette infestation sur les exploitations agricoles corses. Grazie. Ringraziabi, Presidente. Allora, c'è una domanda che da essere fatta da lui Pozzo di Borgo, Beffa Pobulu. Avete la parola aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, depuis plusieurs années, la collectivité de Corse déploie des efforts considérables pour garantir un accès équitable au numérique à l'ensemble du territoire, à travers le contrat Corsica Fibre et une politique volontariste d'aménagement numérique. Même les territoires les plus isolés bénéficient désormais de la fibre optique, réduisant significativement la fracture numérique dans nos villages. Pourtant, dans le même temps, les défaillances du réseau de téléphonie mobile persistent notamment sur les grands axes routiers structurants comme les RT20, RT10 ou RT40. Ces coupures de réseau sont fréquentes et prolongées. Cette situation n'est pas nouvelle. Dès 2018, une question orale soulignait l'impact de ces défaillances sur l'activité économique, la sécurité et l'égalité d'accès aux services. En 2019, l'Assemblée de Corse a adopté à l'unanimité une motion appelant à une couverture complète du territoire en téléphonie mobile, dénonçant une couverture calamiteuse dans de nombreux secteurs. Malgré ces alertes, trop de zones blanches ou grises subsistent à proximité des agglomérations et aussi dans les zones rurales. Ces dysfonctionnements sont amplifiés par un réseau saturé en haute saison. Ma question est donc la suivante. Le Conseil exécutif de Corse a-t-il récemment actualisé le diagnostic de la couverture mobile sur les principaux axes routiers de l'île? Et envisage-t-il d'engager une démarche structurée auprès des opérateurs et de l'État pour pallier à ces défaillances? Et surtout, à l'instar de la stratégie mise en œuvre pour le déploiement de la fibre optique, la collectivité de Corse pourrait-elle proposer un calendrier de rattrapage concerté, fondé non sur les seules logiques de rentabilité des opérateurs, mais sur les besoins prioritaires en matière de sécurité, d'accès aux services et d'aménagement du territoire? Je vous remercie. Avec la parole, bonjour Présidente. Oui, c'est là aussi un rapport de force politique permanent et les quelques éléments que je vous communiquerai dans le cadre de la réponse à votre question, je vous remercie d'avoir posé, démontreront donc à la fois ce rapport de force permanent, ces quelques acquis et les difficultés qui subsistent. D'abord rappeler que nous avons une attitude engagée et volontariste sur la question à la fois de la réduction de la fracture numérique et au-delà d'une réduction de la fracture numérique sur la couverture numérique de la Corse, et que nous essayons avec le même engagement, et y compris d'ailleurs en développant des procédures citoyennes, confère celles que nous avons
diligenté sur la question de la 5G, nous essayons d'avoir le même engagement sur la téléphonie mobile. Un mot, puisque la question y invite, sur le déploiement du très haut débit. Nous sommes à 96% de couverture du territoire, donc nous allons tenir nos engagements en la matière. Bon, je rappelle une fois encore, puisqu'on, par définition, on souligne surtout ce qui ne va pas ou ce qu'il faut faire, mais rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, la Corse est l'île de Méditerranée qui a le plus de contraintes, notamment à travers son statut d'île montagne, mais qui a aussi la couverture en termes de numérique la meilleure, ce qui nous place comme un territoire leader à identité géographique identique et à peuplement identique, un territoire leader en Europe et en Méditerranée. En ce qui concerne la téléphonie mobile, la grosse différence, c'est que nous n'avons pas de compétences directes. Donc nous sommes simplement un partenaire associé et consulté. Rappelez néanmoins que depuis 2018, nous avons fait de l'amélioration de la couverture dans le cadre de la téléphonie mobile un objectif prioritaire. J'ai coprésidé depuis cette date avec le préfet de Corse le comité de pilotage du programme New Deal qui associe l'État, les opérateurs et qui doit viser à combler les zones blanches de téléphonie mobile. Des résultats positifs quand même, puisque sous l'impulsion de cette commission et dans le cadre de cette démarche générale qui concerne la France, pour la Corse, 125 sites sont en cours de déploiement, 72 nouveaux sont d'ores et déjà opérationnels pour l'essentiel dans des zones de l'intérieur initialement non couvertes et également sur de nombreux axes routiers et certaines portions. Donc un bilan complet vous sera communiqué d'ici la fin de l'année, puisque le programme New Deal touche à sa fin. Donc, en termes statistiques, on a beaucoup progressé sur la 4G, puisqu'on est passé de 25% de couverture du territoire en 2015 à 95% en 2025. Bon, ça, c'est la statistique, sauf que les 5% restants, ce sont souvent des axes routiers, et y compris des axes routiers très fréquentés. Alors, à cet égard, je rappelle que j'avais interrogé le 25 octobre 2019 l'ARCEP en lui demandant de faire évoluer la réglementation dans la mesure où les portions d'axes routiers considérées comme prioritaires par l'ARCEP sont définies par référence à des flux routiers à l'année qui ne permettent pas, y compris en route territoriale, d'être concernés, dans la mesure où on a une forte saisonnalité. Je signale au passage que cette interrogation avait été relayée par Jean-Félix Acquavive, à l'époque député à l'Assemblée nationale, qui avait posé une question orale pour rappeler cette difficulté et pour demander ce que comptait faire le gouvernement pour y répondre. Quand je vous disais c'est un rapport de force politique, et j'écoutais toujours avec intérêt la question orale de Josefa Giacometti, qui le sait bien elle-même, pour avoir été conseillère exécutive, combien le rapport de force est permanent et difficile. Sur cette question, au demeurant simple et qui normalement appelle une réponse tout aussi simple, la question de Jean-Félix Acquavive avait été posée et publiée au journal officiel le 24 septembre 2019, signalée ensuite comme importante au gouvernement le 9 décembre 2019, et la réponse écrite a été publiée au journal officiel le 12 octobre 2021. Donc, vous voyez qu'il faut du temps et j'espère que ces délais concernant les relations entre le gouvernement et l'Assemblée nationale au plan français vous conduisent à un peu plus d'indulgence concernant les critiques développées à l'égard des relations entre l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif, qui, me semble-t-il, au moins sur les délais, sont caractérisés par des réponses beaucoup plus brèves. Toujours est-il, sur la 4G, la réponse avait été négative, puisque l'ARCEP, finalement, n'a pas accepté de revenir sur les critères qui avaient été posés. Par contre, pour la 5G, après que nous ayons validé le principe suite à une consultation citoyenne, ce sont bien l'intégralité des routes territoriales de Corse qui sont concernées par l'obligation de couverture. Dernier mot, les points noirs, R10, R20, R40, identifiés comment? Grâce à un état des lieux que nous avons mis en place. Je le rappelle, nous n'avons pas accepté de nous référer uniquement
aux données communiquées par les opérateurs mobiles qui sont souvent trop optimistes. Donc nous avons mis en place, et je salue la direction du numérique, une application mobile Misenti qui a permis de croiser les données avec les maires, avec les usagers, et qui a alimenté une cartographie consolidée de tous les relevés opposables aux opérateurs. Donc nous continuerons à pousser pour que de 95%, on passe à 100%. Et vite. Merci, Monsieur le Président. Question maintenant de Chantal Pédinier, pour Roussofio. Merci Madame la Présidente. Si vous le permettez, avant de poser ma question, je voulais adresser un petit message de soutien à notre collègue et amie Santa Duval, qui a fait une très grosse chute et qui a été opérée cette nuit à Bastia. Donc je voulais lui dire qu'on pense à elle. Je vous remercie. Donc ma question orale concerne le risque d'accroissement du différentiel entre le coût des entrants agricoles et le tarif fret matières premières. Monsieur le Président, je reviens vers vous à propos de l'extension justement de ce tarif fret matières premières à l'import de foin et d'aliments pour bétail. J'avais, pour ceux qui s'en souviennent, déposé une motion en octobre 2018 concernant ce sujet. Après plusieurs renvois à la demande de la majorité, il fallait dissiper des fragilités juridiques avant de statuer. Donc je reviens aujourd'hui vers vous sur ce sujet. Alors, la DSP relative à la desserte maritime entre la Corse et le continent prévoit un tarif fret matières premières. Ce tarif fret s'adresse aux matières premières qui sont destinées à la Corse et à être transformées en Corse. Il se trouve que l'aliment pour le bétail et le foin sont exclus de ce tarif préférentiel. J'avais donné un exemple à l'époque, c'était celui du lait, qui est une matière première. Et vu le coût du mètre linéaire, il était bien plus facile et surtout bien plus économique de faire venir du lait. Un berger achète le lait, fait son fromage avec, plutôt que d'acheter l'aliment pour le bétail qui va nourrir ses brebis, qui lui feront du lait et il fera son fromage avec. On se rend bien compte du problème posé par les matières premières et le fourrage, puisque les entrants nécessaires aux productions et exploitations insulaires sont à 45 € le mètre linéaire, lorsque les matières premières destinées à être transformées en Corse, comme le lait, la viande, les carcasses de porc et éventuellement, sont importées à 20 € le mètre linéaire au bénéfice du tarif préférentiel de cette DSP. Donc, je rappelle quand même que le fret est le cœur de cible de la continuité territoriale instaurée en 1976. Il y a quelques semaines, la Chambre d'agriculture et l'ODARC se sont publiquement inquiétés du risque d'augmentation du prix de ce fret via deux variables qui font fluctuer les tarifs, le prix du carburant et la taxe carbone qui est destinée à encourager le verdissement des flottes maritimes. La perspective de l'augmentation de ce différentiel ne peut qu'aggraver, je pense, la situation existante. C'est une réflexion qui nous inquiète tous, j'en avais discuté avec plusieurs de mes collègues de la majorité, et qui me conduit à vous interroger aujourd'hui de nouveau sur une proposition qui date de 7 ans. À l'aube d'une saison estivale qui risque également d'être marquée par la sécheresse et face au risque que constitue la hausse du tarif fret pour le monde agricole, ne croyez-vous pas, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller exécutif, que l'extension du tarif fret matières premières à l'import de foin et d'aliments pour le bétail ne serait pas une solution juridiquement viable et politiquement envisageable? Je vous remercie. Merci. Donc, qui va répondre? Jean-Félix Aquaviva, président de l'Office des transports. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Conseillère pour cette question. J'associe à ma réponse le président de l'ODARC, Dominique Livré, mais aussi les chambres d'agriculture avec lesquelles nous avons largement échangé, notamment dans le cadre des assises des transports de la Corse, puisque ce dont vous évoquiez, ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la réaction de la Chambre et de l'ODARC, venait en convergence avec la proposition d'assises des transports de la Corse, liée aux mises en cause que nous faisions ici précédemment, lors d'une question orale précédente, des décisions externes à la Corse en termes de taxes et de normes qui impactaient le système de continuité. Je rappelle que l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée de Corse étaient invités à ces assises, qu'on espère qu'ils vont se joindre, à défaut d'avoir, sauf Jean-Michel Saville qui avait été là au début de réunion, se joindre à la déclaration politique solennelle
qui a fait l'objet d'une unanimité avec tous les acteurs économiques et sociaux pressants lors de ces assises, dont les chambres consulaires, sur la question de la continuité territoriale et sur la question de l'impact négatif des normes et taxes sur cette continuité. Donc je fais un petit rappel, c'est important, vu les très grands risques que pèsent sur la continuité territoriale, que nous avons largement évoqués, et j'espère que tout le monde en a pris conscience. Sur la question des tarifs fret, un petit rappel, vous l'évoquez, mais c'est important de préciser les choses. Bon, tout d'abord, le tarif de base hors taxe n'est pas à 45 € hors taxe, il est à 40 € hors taxe. Nous sommes arrivés aux responsabilités en décembre 2015, le tarif général des marchandises a fait l'objet, je vous rappelle qu'en 2015 c'était la crise SNCM, il a fallu assainir la délégation de service public, et pour moins de contributions de dotation dans le maritime qu'auparavant, c'est-à-dire pour 80 millions d'euros à peu près à l'année 2016 au lieu de 104 et 110 auparavant, nous avons réussi quand même à assainir et à baisser les tarifs, c'est-à-dire baisse du tarif général de 46 € hors taxe précisément, à 35 d'abord, même si on l'a remonté après pour des raisons de recettes à 40, donc c'est une baisse de 13,4% quand même, hein, et création de différenciation tarifaire à l'export et aux matières premières transformables. Et après, je rentrerai dans le détail des questions juridiques que vous évoquez. Donc à l'export, ça veut dire une baisse de 46 € hors taxe à 20 € pour les entreprises qui exportent et 20 € pour les matières premières transformables. Et je rappelle aussi une baisse à 15 € pour les productions fermières qui exportent à partir de matières premières locales fermières. Ça va jusqu'à 67% de baisse. Ce qui a permis, fort heureusement, parce que c'était le fait indiqué, on ne le dit pas assez, mais c'est important quand même, dans les combats et rapports de force permanents qu'évoque le président souvent sur des questions comme le New Deal, d'avoir un acquis aujourd'hui, un acquis qui a été décidé en 2016-2017, reconduit dans les ADSP 2019, reconduit dans la DSP 2023-2029 et sécurisé maintenant par la décision de l'État de l'Union européenne, c'est-à-dire ces différenciations tarifaires qui ont fait l'objet de hautes luttes, parce qu'après je vais revenir aux questions des intrants, foin et je vous répondrai aussi sur le lait et les carcasses, a fait l'objet d'une sécurisation. Ça a permis aux filières viticoles, IGP, AOP, d'avoir des taux de croissance à l'export à 2 chiffres depuis 2017, aux clémentines pareil, 15% moyenne de croissance à l'export, et pareil pour la production fromagère, et pour les bières, piètres par exemple, c'est-à-dire des volumes en chiffre d'affaires qui ont explosé, fort heureusement, parce que c'était l'effet indiqué, par l'atténuation des contraintes d'insularité, permettant ces tarifs à l'export différenciés, à la fois sur la matière première transformable, et à la fois sur le produit à l'export, ou sur les productions fermières, parce qu'il y a aussi des fermiers qui exportent. Bien. Néanmoins, je l'indique, on est face à l'Union européenne, et dans le cadre d'un droit constant. Sur la question, je vais différencier le lait et la carcasse, puisque votre question était d'abord la question des intrants, du foin, en collaboration avec Domaine-Livré et du fourrager. Pour l'État et l'Union européenne, le foin n'est pas considéré comme une matière première transformable, contrairement au lait qui rentre dans un processus de fabrication. Comme les emballages primaires ont été admis à 20 € parce qu'ils rentraient dans un processus de production. Ça a été un combat juridique qui fait que, premièrement, premier élément de considération juridique à droit constant, qui fait qu'on n'a pas pu intégrer le foin et les intrants consommables par les bêtes dans la tarification. Deuxième élément, ça a déjà, je crois, été précisé par l'ODARC, mais je le reprécise, c'est la question de la règle des minimis. C'est-à-dire que le fourrage et le foin qui est utilisé par les agriculteurs, qui sont par ailleurs éligibles à des aides à la PAC, premier pilier, on dépasse la règle des minimis normée par l'Union européenne, et effectivement, ça crée un problème juridique qui, à ce stade, à droit constant, ne peut pas être contourné. On peut le contourner, un petit clin d'œil, si évolution institutionnelle et constitutionnelle. Si la Corse, comme les Açores, a un statut d'autonomie dans la Constitution française, il y aura des répercussions sur l'Union européenne, comme pour les Açores, sur les aides d'État, où il y a eu des décisions juridiques de Cour de justice européenne sur les crédits d'impôt, par exemple, sur les aides d'État aux entreprises, qui fait qu'effectivement l'Union européenne était obligée de reconnaître un statut constitutionnel, et ce pourrait être le cas sur l'adaptation des règles des minimis pour les agriculteurs. C'est une réalité juridique objective. Ça, c'est un premier point. Sur la question du lait et des carcasses, là, on se heurte à la question de la libre circulation des marchandises. C'est le principe de libre circulation de distorsion de la concurrence. Ce n'est pas le même principe. Néanmoins, il est évident que pour nous, nous travaillons d'abord à muscler avec l'ODARC la question de faire en sorte que l'ensemble des fromagers affineurs utilisent et privilégient par d'autres dispositifs que la continuité territoriale le circuit court avec la production de lait par des bergers insulaires. Ça, c'est le premier élément sur le dispositif ODARC. Et le deuxième élément, nous sommes en train de réfléchir quand même malgré tout
alors à droit constant, autant que faire se peut, et évidemment dans l'évolution institutionnelle évoquée, avec la reconnaissance de la clause d'insularité dans les traités, dans la Constitution, on sourit, mais c'est une réalité objective. Moi, je veux dire, je le dis gentiment, à un moment donné, on ne peut pas le factuel reste le factuel du point de vue des traités de l'Union européenne et du point de la Constitution française. Mais néanmoins, sur d'autres aspects, c'est-à-dire sur la gestion notamment environnementale des émissions de gaz à effet de serre, du transfert des produits, on essaie de trouver des voies de contournement, des fois usines à gaz, mais difficile de faire en sorte d'avoir des différenciations tarifaires à affiner dans le futur sur ces questions-là. C'est un élément de réponse pratique. On n'attend pas l'évolution pour faire. C'est un peu la question de Josepha. Mais néanmoins, il faut se mettre à l'idée tous ensemble qu'il va bien falloir qu'on franchisse des Rubicons pour libérer un peu une énergie sur ces questions-là. Bien. Sur la question générale, le carburant, les normes, je ne vais pas revenir dessus, elles peuvent peser à 8 € le mètre linéaire en supplémentaire pour le tarif à l'export. Donc c'est une question urgente. Je renvoie à la déclaration politique solennelle, au mémorandum que nous porterons face au gouvernement, force politique nationale. Ça touche à la question de la continuité française à sécuriser. Et pour le reste, l'ODARC, évidemment, musclera les initiatives pour l'autonomie fourragère aussi par ses propres initiatives de soutien aux agriculteurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller exécutif. Serena Battistini, maintenant, va poser une question au Corin Frontet. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, Monsieur le Président de l'Office de l'environnement, de nombreux incendies de navires à passagers ont eu lieu ces derniers mois dans les ports de San Fiorenzo, Ajaccio ou Calvi. Nous saluons ici Mylène Berretti et la famille Cancellieri, ainsi que les autres bateliers qui ont eu à subir les affres des flammes, mettant en péril économique leur société et l'avenir des salariés qui y travaillent. En février 2025, dans cet hémicycle, Corinne Frontet indiquait que l'activité de la promenade en mer était un secteur en tension. Les mises à feu récentes ou les assassinats de ces dernières années sont là pour malheureusement le rappeler. Ce secteur nautique permet, sur la période estivale, de générer des revenus et des profits qui font vivre de nombreuses familles corses. Sur cette situation, certaines crapules et mafieux, par appât du gain, cherchent à s'y engouffrer par la force et veulent mettre la Corse en coupe réglée avec une société soumise où règne la loi du plus fort, l'argent roi, la cupidité et l'exclusivité des bénéfices. Ces individus prospèrent aussi sur le flou qui entoure l'activité des promenades en mer en termes de régulation et d'organisation, notamment sur certains sites emblématiques comme l'Agriate avec les plages du Lodo et de Saleccia ou la région de Scandola et les calanques de Piana. À l'Agriate, la ligne entre le port de San Fiorenzo et le ponton du Lodo relève même plus à horaire régulier du matin au soir d'un transport classique de passagers que de la seule promenade en mer. Pourtant, dans plusieurs de ces sites remarquables, parc naturel marin Cap Corse Agriate, réserve naturelle des Bouches de Bovenivadio, réserve naturelle de Scandola, la collectivité de Corse pourrait et devrait avoir les moyens d'intervention en collaboration avec les municipalités concernées et les différents partenaires institutionnels. Ailleurs, certains acteurs ont cherché à prendre les devants face à une situation similaire. Par exemple, en France, entre Marseille et La Ciotat, le transport de passagers nécessite une autorisation au préalable du Parc national des Calanques depuis le 1er mai 2020. Notre question est la suivante. Là où elle en a les moyens, la collectivité de Corse envisage-t-elle une véritable régulation et organisation du secteur de la promenade en mer vers certains sites sensibles de nos côtes? Arin Radial. Arin Radiabi. Allora, quelle cadava a risposta Guy Armanet. Arin Radiabi, cara Presidente, cara consigliera, vi ringrazio per la vostra domanda. E più che mai è d'attualità, torna stasimana a avuto un iboghi di guasti in San Fiorenzo. Vous rappelez dans votre question orale les destructions criminelles qui frappent des Corses et leurs outils de travail dans le secteur des promenades en mer, mais aussi dans bien d'autres branches d'activité, hélas. Vous l'avez fait en février 2025, nous l'avons dit aussi à plusieurs reprises, y compris lors des années antérieures. Nous exprimons à nouveau à toutes ces personnes, leurs familles, leurs salariés, notre soutien et bien sûr notre solidarité.
Le Conseil exécutif de Corse est totalement engagé, vous le savez, dans la lutte pour une société corse libre, apaisée et démocratique, et contre, bien sûr, les pratiques mafieuses dans le domaine politique, administratif, économique, culturel, éducatif et sociétal. En ce qui concerne la justice et la police, il appartient donc à l'État d'exercer sans faiblesse et avec continuité et cohérence dans le respect des libertés fondamentales, de ses compétences régaliennes, y compris concernant éventuellement l'assainissement de certains secteurs d'activité. Alors, vous m'interrogez sur notre action concernant la régulation du secteur des promenades en mer, et je vais vous répondre. L'organisation du secteur de la promenade en mer et plus largement des activités déployées sur notre littoral est une problématique qui répond à plusieurs enjeux environnementaux, socio-économiques et sociétaux. La collectivité de Corse et l'Office de l'environnement sont pleinement engagés pour accompagner le changement de trajectoire nécessaire, pour renforcer et garantir une gestion durable des usages sur les sites sensibles de nos côtes, comme vous l'avez rappelé. Rappelons d'abord l'action au droit de nos aires marines protégées menée en concertation avec les élus locaux, c'est d'ailleurs le cas, et les socioprofessionnels de la batellerie. Nous avons à construire les dynamiques respectueuses des principes de développement durable. Je rappelle que le plan de gestion de la réserve naturelle d'Ibuki di Bonivasio, adopté à l'unanimité par l'Assemblée de Corse en décembre 2024, comporte des orientations importantes en matière de régulation des activités et de limitation de fréquentation anthropique. L'objectif acté et partagé par l'ensemble des acteurs institutionnels et socio-économiques fixe un quota de 2000 personnes maximum présentes simultanément sur les îles Lavezzo. Une diminution de la fréquentation annuelle dans des proportions de 200 000 visiteurs jusqu'en 2026 et 150 visiteurs entre 2026 et 2030. Nous n'allons pas attendre 2026 et 2030, je vous rassure. Sur la partie terrestre, et ça me permet de saluer le travail effectif effectué par les équipes, parce que vous allez voir, c'est parlant. Sur la partie terrestre de l'île Lavezzo, les actions de gestion qui sont traduites par des travaux de cicatrisation des sentiers, nous sommes passés de 27 km avant réalisation de l'opération à 3 km de sentier. 27 km, 3 km. Nous pouvons noter à cet effet une baisse de fréquentation de 20% par rapport à 2023 et de 40% par rapport à 2021, qui étaient les années après Covid, où nous avions eu ce pic de fréquentation. Nous avons donc diminué de moitié. Nous sommes à aujourd'hui sur une logique de 176 000 visiteurs, alors que nous étions sur des projections à 289 000 visiteurs en 2021. Donc nous sommes d'ores et déjà quasiment dans les clous de 2030. Pour concourir à l'atteinte de ces résultats, les différentes sociétés de promenade en mer et des loueurs de bateaux ont participé dans une réelle logique partenariale à la dynamique sur la partie maritime. Donc nous avons traité la partie terrestre et la partie maritime aussi. Donc nous avons mis une interdiction d'accès autour des îles de Rattino, Sperduti et Puraia. Diminution de la surface d'ancrage autour de l'île elle-même, Olavezzi, 14,9 hectares en 2022 pour 4,7 hectares en 2024. Des conventionnements sont passés avec l'Office de l'environnement qui vise à structurer, encadrer et réguler l'accès aux pontons et aux bouées du 1er mai au 31 octobre. Au-delà des recettes générées par ces conventions, entre parenthèses 40 000 €, qui participent bien évidemment à l'entretien de ces ouvrages, la démarche collective d'organisation et de régularisation des flux a permis d'enregistrer en 2024 une baisse de 10% de la fréquentation nautique tout autour de l'île. Cette réussite dans l'extrême sud de notre île témoigne de notre capacité à mobiliser l'intelligence collective, afin d'atteindre bien sûr des résultats concrets, et ce malgré une forte attractivité ou de nombreux défis posés tant en mer que sur terre. Aussi, la communauté scientifique a salué le modèle de gestion de la RNBB et invite les gestionnaires à en dupliquer le mécanisme.
Sans plus attendre, c'est ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train de mettre en place à Scandolo. L'OEC et le PNRC finalisent un dispositif qui prévoit l'attribution de licences professionnelles nominatives au personnel des sociétés qui, en 2024, se seront acquittés du paiement de la taxe Barnier. Vous avez bien compris que l'on souhaite, par cette mesure-là, éviter les effets d'aubaine. Dès juillet 2025, l'OEC attribuera des fanions aux sociétés recensées sur le périmètre du futur espace protégé de 70 000 hectares, au droit du site de l'UNESCO. Cette organisation qualitative et quantitative des activités de promenade en mer permettra à la fois de promouvoir les entreprises insulaires vertueuses et de limiter les impacts sur l'environnement. Elle sera complétée par l'attribution d'un label de qualité proposé par l'Office et conditionné à une formation qui garantit une parfaite connaissance des enjeux environnementaux à destination des sociétés qui ont vocation à intervenir dans les sites naturels. De la même manière, au sein de l'Agriat, la plage du Laude, classée en vocation naturelle fréquentée au titre du PADUC, fait l'objet de mesures de régulation conciliant les problématiques environnementales et économiques par le parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriat. À cet effet, une motion déposée par nos collègues Juliette Pontsèvre et Anne-Laure Santouch, votée à l'unanimité le 29 juillet 2022, est venue conforter le travail mis en œuvre par le président du Conseil exécutif et le parc marin pour réguler les rotations des navires à utilisation commerciale type NUC. Rappelons néanmoins que certains élus communautaires ou municipaux d'opposition, à rebours de la position prise par leur famille politique à l'Assemblée de Corse, ont refusé de soutenir cette motion. Malgré cette fausse note, ensuite des travaux menés depuis 3 ans, le parc marin, en proposant une gestion du ponton, pourra effectivement coordonner l'embarquement des passagers par les sociétés conventionnées. Je dois dire aussi que dans les travaux qui sont effectués à Scandola, les maires au Gircondo nous accompagnent dans la démarche et ils régulent eux-mêmes la présence des bateliers dans leur port. Alors, en guise de conclusion, s'il est vrai qu'il est toujours intéressant de s'inspirer des autres, et vous l'avez dit dans votre question, je crois qu'il convient aussi de reconnaître et saluer le travail accompli chez soi, bien sûr, d'autant que nos institutions disposent de moyens réglementaires et financiers limités. Dans le parc national des Calanques, le directeur a toute la latitude pour prendre des arrêtés réglementaires, et vous l'avez dit, au contraire, dans une réserve naturelle, bien que depuis 2002, la loi ait transféré des compétences élargies au président du Conseil exécutif de Corse, ces actes, par exemple les arrêtés instaurant les quotas, relèvent toujours de la responsabilité du préfet. En attendant, Madame la conseillère, soyez certaine que nous continuerons à œuvrer avec les moyens à disposition pour accompagner le secteur de la promenade en mer et de l'encadrer et de le réguler, au même titre que l'ensemble de notre économie bleue, sur la voie de la transition écologique et d'un développement économique et social vertueux, rejetant toute forme de dérive et de pression de nature mafieuse. Aringradia Bassai. Aringradiabi. Maintenant, la question de FAPO va être posée par Nadine Nivadjoni. Je vous en prie. Il ne marche pas? Celui d'une voisine, si vous pouvez. Merci. Non, il ne marche pas non plus. Donc, il semble y avoir un petit problème. Non, ça marche. Alors, Madame la Présidente, je considero esecutivo dell'Agenzia dell'Energia a nostra domanda bocca portano a un moratório a l'energia rinnovabile e saber e conseguenze per la Corsica. Depuis plusieurs années, la collectivité de Corse réaffirme avec constance sa volonté d'accélérer la transition énergétique de notre île. L'Assemblée de Corse a posé des jalons clairs. Une révision ambitieuse de la programmation pluriannuelle de l'énergie, validée par la délibération du 30 mars 2023, un engagement financier fort à travers le protocole État-collectivité de Corse du 28 avril 2023, mobilisant près de 200 millions d'euros sur 15 ans, et la reconnaissance de l'intérêt public majeur pour les projets d'énergie renouvelable tant que les objectifs de notre PPE ne sont pas atteints.
délibération du 26 avril 2024. Dans le même esprit, nous menons une concertation approfondie pour l'élaboration de la cartographie des zones d'accélération intégrées au schéma territorial des ENR et au schéma régional climat, air, énergie. Cette démarche vise à développer les projets là où ils sont techniquement viables, socialement acceptables et cohérents avec notre modèle territorial. Or, le 19 juin dernier, l'Assemblée nationale à Paris a adopté en première lecture un amendement instaurant un moratoire sur la nouvelle installation éolienne et photovoltaïque au motif de lancer une prétendue étude objective et indépendante visant à déterminer le mix énergétique optimal pour la France. Même si le vote solennel du 24 juin à l'Assemblée nationale française sur la proposition de loi incluant le moratoire a été rejeté, il éveille évidemment toutes nos plus grandes craintes. Nous suivrons de près le vote en seconde lecture après son passage au Sénat et la position portée par les uns et les autres. Pourtant, cette étude existe déjà. Le gestionnaire public du réseau RTE a conduit entre 2019 et 2022 un travail d'une ampleur inédite à travers l'étude Futur énergétique 2050. 2 ans d'analyse, 40 réunions de concertation, près de 4000 contributions citoyennes et des modélisations du système électrique européen heure par heure sur 30 ans, intégrant des centaines de chroniques météo issues du GIEC. Les scénarios ont donc été rigoureusement étudiés. Rien ne justifie, ni sur le fond ni sur la forme, un moratoire remettant en cause cette expertise publique, exhaustive et transparente. Le solaire constitue aujourd'hui une source d'énergie décarbonée, compétitive et rapidement mobilisable. Contrairement à certains discours fallacieux, les coûts liés aux installations solaires incluent déjà les investissements nécessaires pour l'adaptation des réseaux. Tous les experts internationaux s'accordent. La neutralité carbone impose un mix énergétique diversifié, combinant énergie renouvelable, nucléaire et sobriété. Tous les scénarios validés par RTE convergent sur ce point. Le rôle central du solaire et de l'éolien y est clairement établi. Enfin, les Français eux-mêmes soutiennent massivement cette orientation. Selon un sondage Odoxa de mai 2024, 87% des citoyens soutiennent l'énergie solaire. Face à ces constats, Monsieur le conseiller exécutif de Corse, de l'Agence de l'énergie, quelles seraient les conséquences concrètes pour la Corse si ce moratoire venait à s'appliquer en l'état ou même si la politique énergétique gouvernementale prenait d'autres orientations? Nous sommes inquiets pour nos projets en cours, mais aussi pour nos entreprises, les emplois, les finances publiques et notre trajectoire énergétique. Le Conseil exécutif entend-il faire valoir devant l'État que la Corse a d'ores et déjà engagé un processus rigoureux de planification territoriale validé par l'Assemblée de Corse et qu'il n'est pas acceptable que des décisions unilatérales prises à Paris viennent nous remettre tout ça en cause? Je vous remercie. A ringraziarvi. Dunque, vado a rispondere au Presidente di l'AUE. Merci, Madame la conseillère, pour votre question. Tout d'abord, je rappelle à toute fin utile que l'amendement, mais vous l'avez dit, que je qualifierais de particulièrement dangereux pour la Corse, a été rejeté à une très large majorité hier par l'Assemblée nationale. Vous l'avez rappelé également, cet amendement instaurait un moratoire sur les autorisations, les raccordements au réseau et la mise en œuvre de nouveaux projets ENR d'énergie renouvelable, notamment sur l'éolien et le photovoltaïque, qui allait jusqu'à le renouvellement et à l'extension des projets existants. Donc c'était un moratoire plus, on va dire. Donc nous prenons bien sûr acte du vote de l'Assemblée nationale et nous en profitons aussi pour rappeler que si cette loi et donc cet amendement et ce moratoire avaient été entérinés, cette mesure législative aurait mis à mal les objectifs que nous nous sommes fixés en termes de performance énergétique, que nous nous sommes fixés collectivement
sur proposition du Conseil exécutif, par un vote de l'Assemblée de Corse, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été adoptée en mars 2023. J'y reviendrai. Parmi ces objectifs, on retrouve l'autonomie énergétique à l'horizon 2050 et notamment un objectif à court terme en 2028 qui est de doubler notre taux d'autonomie énergétique pour le porter à 70%. Mais pour cela, on a besoin bien sûr des ENR et notamment du photovoltaïque où on prévoit une augmentation de puissance de 270 MW en 2028. Et bien sûr des objectifs aussi, grâce aux ENR, de lutte contre le dérèglement climatique et la pollution atmosphérique. Les arguments qui étaient portés par les défenseurs de cet amendement, de ce moratoire, notamment la droite républicaine et le Rassemblement national, étaient un risque de blackout qui ne tient pas du tout la route en Corse, en raison, vous l'avez dit, des études approfondies qui ont déjà été menées dans le cadre de la PPE, par EDF, par l'Adréal, par l'AUE, mais aussi ces défenseurs du moratoire portaient un message qui est d'opposer finalement le nucléaire, on connaît la place du nucléaire en France, aux énergies renouvelables. Cette opposition est totalement chimérique en Corse, puisque à ce jour on n'a pas de production nucléaire, même si notre collègue Pierre Jong est un fervent défenseur des petits réacteurs nucléaires qui aujourd'hui ne sont pas encore à maturité. On verra dans quelques années, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Au-delà de nos ambitions énergétiques, ce moratoire menace bien entendu les entreprises et l'emploi dans le secteur de l'énergie. Et c'est en Corse un secteur important. Et vous avez pu lire dans la presse d'aujourd'hui les réactions des professionnels du secteur qui ont aussi réagi vivement à cette proposition de moratoire. Je rappelle aussi que ça a un impact sur les finances publiques puisque le prix de l'énergie produit avec les énergies renouvelables est bien inférieur à celui produit par les énergies fossiles et notamment par la combustion du fioul dans les centrales. Donc, ce qu'on va faire au niveau du Conseil exécutif, c'est que, bien sûr, on va demander aux sénateurs qui vont être prochainement saisis de ce texte de confirmer l'amendement de cette proposition de moratoire, et au premier lieu, bien sûr, les sénateurs corses. Un amendement qui, je le rappelle, est non seulement contestable au niveau français, je dirais, mais totalement absurde pour la Corse. On va aussi réitérer notre demande auprès du gouvernement afin que soit publié dans les plus brefs délais le décret relatif à la PPE pour la période 2024-2028. On a en Corse une PPE spécifique, comme toutes les zones interconnectées, qui est différente de la PPE française. Et on n'a pas besoin d'attendre la promulgation de la PPE française, qui est très fragilisée par les débats en cours à l'Assemblée nationale, pour entériner la PPE de Corse. Cette promulgation, on l'attend depuis 2 ans. On l'attend depuis mars 2023. Et elle est attendue notamment par les entreprises et les investisseurs insulaires dans le secteur des ENR, mais également dans le secteur du bâtiment. Et je réponds aussi par certaines critiques qui nous disent que vous n'exercez pas assez vos compétences, vous n'êtes pas assez efficace dans de nombreux domaines. Sur ce point, en tout cas, il semble que l'exercice des compétences rencontre des difficultés plutôt de l'autre côté de la mer qu'ici. Sur ce point, d'ailleurs, le président du Conseil exécutif a écrit le mois dernier au ministre Marc Ferracci, suite à sa venue en Corse, pour que le décret soit signé avant la fin de l'été 2025, comme il s'y était engagé. Donc, wait and see. Je vous remercie. Thank you. Allora, domanda a bocca a di l'ultima di quella di Cati Cognetti. Parlez haut et fort, puisque les enfants de Morosaia vous écoutent. Nous les saluons. Salude. Neri parlera du Obu. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Merci aux enfants de Morosaille qui ont déjà œuvré et qui ont offert à la Présidente un beau livre. Merci pour votre venue et pour l'engagement de l'équipe à leur côté. Alors cette question, Monsieur le Président, Madame la Conseillère,
s'adresse en fait à la réforme prochaine et au PRIC adopté dans notre collectivité. Le 25 juillet dernier, notre Assemblée adoptait le PRIC, les pactes régionaux d'investissement dans les compétences 2024-2027, pour prendre le relais de celui qui s'était achevé au 31/12/2023 et qui s'était élevé à 64 millions d'euros entre 2019 et 2023. Dans la nouvelle convention, la CDC prévoyait un montant socle annuel de 7 millions d'euros et 1000 entrées en formation par an, avec une priorité aux bénéficiaires du RSA, aux personnes en situation de handicap et aux seniors. Sur la période quadriennale s'étalant de 2024 à 2027, 44 millions d'euros étaient prévus, dont 28 millions, soit 63% assumés par la CDC, 16 millions, 37% par l'État. 2024 est passé et on est à la moitié de 2025. Alors, près d'un an après le vote, je souhaiterais savoir où nous en sommes concernant ces appels à projets découlant du PRIC. Je sais que certains appels à projets ont été publiés récemment concernant les bénéficiaires du RSA. En décembre dernier, j'avais donc interrogé sur ce point l'exécutif au détour d'un rapport sur les fonds européens. Et Flora Mattei, en charge, m'avait alors répondu qu'un bilan de la période passée était en préparation pour mieux appréhender la nouvelle. Qu'en est-il aujourd'hui de ce bilan ? Monsieur le Président, quand pouvons-nous espérer avoir une déclinaison concrète du PRIC, ainsi que le lancement d'appels à projets? C'est, je le rappelle, un enjeu important dans une île qui aspire à tendre, et c'est normal, vers l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins du monde économique en termes d'emploi. Et un enjeu important également au titre des compétences en matière de formation dont la collectivité de Corse est déjà dépositaire. Je suis certaine que la conseillère en charge de ce dossier, nouvellement élue, saura pourvoir et apportera des solutions. Par ailleurs, je souhaiterais savoir comment la collectivité va intégrer la réforme du financement de l'apprentissage dans les premières mesures entreront en vigueur au 1er juillet. À compter de cette date, la participation forfaitaire des employeurs, fixée à 750 € par contrat d'apprentissage pour les diplômes de niveau 6 et 7, Bac+3 et au-delà, sera effective. Les CFA seront chargés de recouvrer cette participation financière obligatoire. Parallèlement, s'appliquera une minoration de 20% au niveau des prises en charge et des formations dispensées à plus de 80% en distanciel, tout comme une proratisation journalière et non plus mensuelle au niveau des prises en charge, afin de financer les coûts réels de la formation actant pour tout mois commencé et dû. Enfin, si actuellement les nouveaux de prise en charge sont versés par les OPCO selon un cadencement de 3 versements, 40%, 30% et 30%, il y en aura désormais pour la dernière année du contrat un solde de 10% pris sur le 3e versement, avec une priorisation sur les métiers du haut tension. Sommes-nous sûrs que les métiers du haut tension qui vont être élaborés correspondront aux attentes de notre territoire au niveau des entreprises et des bénéficiaires? Les données financières qui vont déterminer l'ensemble de la logique liée à l'apprentissage dont il faut à présent tenir compte et intégrer. L'apprentissage, on le sait, est une mesure en faveur des jeunes et un succès qui ne dément plus. Il nous faut donc sécuriser ce dispositif nécessaire à notre jeunesse, nos entreprises et notre tissu économique. Bien sûr qu'il faut renforcer un alignement entre les formations et les besoins du marché du travail, mais nous devons dès aujourd'hui nous y plonger. Je vous remercie. A ringraziarvi. Allora, Lauda Guidicelli va da rispondere, consigliere in carica di Avvomazione. A ringraziarvi, signora Presidente. Madame la conseillère, je vous remercie pour votre question qui va me permettre de faire un point d'étape, vous l'avez dit, un an après, avec des premiers indicateurs plutôt positifs. Donc le nouveau pacte régional d'investissement dans les compétences a été adopté par votre Assemblée en juin 2024. Il a été signé avec l'État en septembre 2024 afin de pouvoir renforcer les actions en faveur des publics les plus éloignés de l'emploi et il constitue un levier structurant pour former, qualifier, insérer et accompagner ces publics tout en répondant aux besoins du
tissu économique. Vous le rappelez dans votre question, sur la période 2024-2027, un budget prévisionnel de près de 44 millions d'euros est mobilisé, cofinancé par l'État à hauteur de 37% et de 63% pour notre collectivité. Le PRIC repose sur des principes financiers, à savoir un montant socle de dépenses annuelles de formation professionnelle en direction de publics dits prioritaires à hauteur de 7 millions d'euros assumés par la collectivité et une enveloppe complémentaire annuelle de 4,5 millions d'euros pour 2024 et 2025 apportée par l'État au titre de dépenses additionnelles engagées par la collectivité de Corse dans le cadre d'une convention financière que nous signons avec l'État. Le PRIC, vous l'avez dit, s'adresse en priorité donc aux jeunes sans qualification, aux bénéficiaires du RSA, aux travailleurs en situation de handicap, mais également au public dit senior. Un an après son adoption, un bilan positif peut être dressé. Le montant financier inscrit dans le cadre du PRIC au titre de 2024 donc, a bien été engagé. En effet, près de 21 millions d'euros ont été programmés par la collectivité de Corse, dont plus de 15 millions pour la programmation d'actions de formation, notamment dans les secteurs sanitaires et social, mais également autour d'actions annexes telles que la rémunération des stagiaires et l'aide à la formation. Les objectifs quantitatifs, quant à eux, sont non seulement atteints, mais également dépassés. Dépassés pourquoi? Parce que le socle, je dirais, l'objectif annuel des 1000 entrées en formation donc, a bien été effectué, mais en fait, ce ne sont pas 1000 entrées, mais plutôt 1380 entrées qui ont été enregistrées, dont 1047 qui relèvent du public prioritaire ciblé par le PRIC, soit 76% de l'effectif global. Je tiens à votre disposition, je dirais, le détail de cet effectif pour pas forcément alourdir la réponse. Nous envisageons donc pour 2026 la construction d'appels à projets ciblés en direction des secteurs stratégiques liés aux métiers en tension. Cet appel à projets complémentaire à l'offre mise en place dans le cadre du programme régional de formation permettra d'adapter encore davantage l'offre de formation aux besoins des entreprises concernés, surtout premier acteur, tout en sécurisant évidemment les parcours professionnels de ces publics prioritaires. S'agissant du financement de l'apprentissage, la réforme applicable à partir du 1er juillet 2025 marque une évolution importante du financement et de la gestion des contrats d'apprentissage. Elle s'articule autour de principes suivants. Donc, premièrement, la participation obligatoire de l'employeur, vous l'avez dit, hein, par exemple, le versement d'une participation forfaitaire de 750 € pour chaque nouveau contrat d'apprentissage de niveau Bac plus 3 à Bac plus 5. Et en même temps, si l'apprenti change d'entreprise en cours de formation, l'entreprise d'accueil elle-même devra payer une participation réduite, mais quand même à hauteur de 200 €. Autre principe, la proratisation du financement au jour près, avec entre autres un financement ajusté à la durée réelle du contrat. Sa mise en place aura un impact direct forcément sur la trésorerie des CFA afin d'éviter un trop perçu en cas de rupture de contrat. Autre principe, la réduction des financements pour les formations à distance, vous l'avez rappelé dans votre question, mais aussi l'instauration d'un nouveau calendrier de versement. Actuellement, nous étions sur des modalités de versement qui étaient de 40, 30, 30. Et aujourd'hui, il y a une volonté de remplacer ce versement par un nouveau calendrier 40, 30, 20, 10. Et les 10% sont ce solde qui sera conditionné à la production des justificatifs, donc factures, certificats de réalisation, état de présence. Vous le savez, et je vous sais attentive aussi aux évolutions législatives, la loi du 5 décembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a procédé à une transformation importante de la gouvernance et du financement de l'apprentissage. L'intervention de notre collectivité est désormais subsidiaire. En effet, en application de l'article L6211-3 du Code du travail, issu de l'article 34 de cette loi, la collectivité de Corse peut contribuer au financement des CFA quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient. Depuis cette loi, malgré tout, la collectivité poursuit l'accompagnement de la formation par l'apprentissage, mais ne peut plus intervenir dans le financement des coûts de formation. Cela représente près de 900 000 € de financement par an mobilisés par la collectivité de Corse en faveur de l'apprentissage en 2024, auquel évidemment s'ajoute l'aspect soutien à la modernisation des plateaux techniques. Consciente des bouleversements susceptibles d'être engendrés sur le financement,
je vais suivre, et avec vous à mes côtés, avec attention, la mise en œuvre de cette réforme afin de pouvoir en mesurer les impacts et forcément les éventuelles inquiétudes que pourraient rencontrer les CFA, mais aussi les publics de ces différents dispositifs. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. Ecco, emu compiu as edute di domanda bocche. Badiai carchi parole. D'abord, je souhaite la bienvenue à Paul Casanova, Nicolai, bonjour, donc, qui arrive dans notre hémicycle à la suite du départ de Valerie Bozzi, évidemment sur les rangs du groupe On Sauf Youno. Bienvenue Madame Casanova Nicolai. Je voudrais avoir une pensée évidemment pour Santa Duval, donc, qui a eu un accident, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement, mais je pense que ça ne va pas être prompt non plus, ça va être un peu compliqué, donc nous pensons fort à elle, bien évidemment. Je rappelle qu'en termes d'organisation politique, Madame Charlotte Terrigui, avant de faire l'appel, a quitté le groupe On Sauf Youno, ou donc a rejoint le banc des non-inscrits. Par ailleurs, nous accueillons, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école de Morosai, si dei bambinudi all'assemblea di Gorsiga, si dego a vostra maestra, Madame Terrachon, ma si d'accompagna di Dino, di quello che va aiutare a fare questo libro di legno e che sarà presentato dopo, in principio, prima arriviada dopo mezzogiorno, d'accordo? Monsieur Mattei, si piade benvenuto all'assemblea di Gorsiga e a ringraziarvi per il vostro regalo. Je voudrais avoir une pensée aussi émue pour Jackie Rossi, qui est décédé le 25 mai dernier, qui était secrétaire général du STC à la fin des années 90, dans une période qui était très douloureuse pour la famille nationaliste, qui a été un grand défenseur de notre peuple, des travailleurs insulaires en particulier. Donc c'est une figure emblématique dont la silhouette nous était familière et dont l'engagement était total, qui nous a quittés. Je pense à lui, je pense évidemment aux siens. Je voudrais avoir aussi une pensée pour la famille Tiberi, car Jean Tiberi a quitté ce monde à plus de 90 ans. Je ne vais pas refaire le CV politique de Jean Tiberi, qui est particulièrement long, particulièrement riche, que ce soit en tant que député, maire de Paris, bien évidemment. Moi, je pense à Xavier, sa femme, à ses enfants, et puis à ses neveux, bien sûr, une famille cortenaise honorablement connue. Donc, je sais aussi que tous les Corses, non pas de Paris, mais les Corses à Paris, ou les Corses ayant passé un moment de leur vie à Paris, ont connu bien Jean Tiberi, qui a toujours été au service et à la disposition de tous ses compatriotes. Je souhaitais aussi rappeler que plusieurs de nos agents et personnels ont perdu des membres de leur famille, en particulier M. Jean-Jérôme Cuilici, qui a perdu son père, M. Franck Gambigne aussi, qui a perdu son père, et puis M. Frédéric Vignal, qui a perdu sa maman, il y a 48 heures. Il y a également M. François Bertolotti, qui est le père du maire de Coascara, qui est décédé, et qui était le beau-père d'Isabelle Pinel, qui travaille au secrétariat général, comme vous le savez. Nous allons maintenant procéder à l'appel. Merci. Présidente, avec votre autorisation. Je vous en prie. Avant l'appel, puisque au moment des salutations, à la fois des hommages, je me tournais vers Paul Casanova Nicolai et souhaiter bien sûr la bienvenue dans cet hémicycle au nom du Conseil exécutif de Corse. Évoquer à mon tour brièvement la mémoire de Jackie Rossi, donc militant nationaliste de la première heure, ancien secrétaire national du STC, de Jean Tiberi, vous l'avez fait, me tournant vers les rangs d'Avancem du PNC, évoquer bien sûr la mémoire de Gérard Chez, joueur au maire de Porto Vecchio, militant du PNC, militant nationaliste,
avec lequel, par définition, bien sûr, nous avons eu beaucoup de moments communs. Et m'adresser à sa famille pour l'assurer, notamment ses deux enfants, de notre soutien, de notre solidarité dans cette épreuve. Je vous remercie. Nous procédons donc à l'appel. Angelini Jean-Christophe, représenté par Saver Yulugiani. Antonini Daniel, représenté par Françoise Campana. Harry Guy Véronique. Battestini Serena. Benedetti Paul Félix. Biquerai Didier. Bor Jean-Marc. Borromé Ivanine, représenté par Pierre Paul. Branca Marie-Claude. Caïtou Paul Joseph. Campana Françoise. Casanova Nicolas Paul. Casanova Servas Marie-Hélène, représentée par Nadine Nivadjoni. Capini Angèle. Cognetti Turchini Cathy. Colombani Anna Maria. Colonna Romain. Combette Christelle. Dansari Frédéric. Duval Santa, représenté par Jean-Martin Mondelogne. Fanny Muriel, représentée par Frédéric Dansari. Philippe Pedro Antone. Francisci Paoli Lisa, représentée par Sandra Marchetti. Galonidis Tria Evelyne. Jonga Pierre. Jabiconi Jean-Charles. Giacometti Pireda Josefa. Guidoni Pierre. Le Beaumain Vanine. Le Mao Diansanto. Lucchini Jean-Jacques. Luciani Don Joseph. Luciani Antonia. Luciani Saverio. Marchetti Sandra Socui. Mariotti Marie-Thérèse. Mattei Flora. Maupertu Marie-Antoinette. Mela Georges. Mondoloni Jean-Martin. Mosca Paola. Nivadjoni Nadine. Panzani Jean-Paul. Pédinielli Chantal. Pieri Marianne. Pietri Véronique. Poli Antoine, représenté par Vanina Le Beaumain. Poli Pierre. Ponce Vera Juliette. Pozzodi Borgo Louis. Profiti Jean-Noël. Quastana Paul. Savelli Jean-Michel. Savelli Joseph. Seatelli Jean-Louis. Oui. Sorba François. Terry Guy Charlotte. Tiberi Julia, donc absente. Tramoni Elisa. Valdrigui Hervé. Vanni Hyacinthe. Vinciguera Alex. Et Volimachi Charles. Oggi Presidente di l'esegudi, signore e signori, i consiglieri esecutivi, signore e signori consiglieri de l'Assemblée à Corsica. Le 11 juin dernier, je me tenais à ce même pupitre avec face à moi une soixantaine d'enfants de 8 à 12 ans venant de toute la Corse. Da Brubria a Basti, a Passandou-Becor, Tibergouet, a Ghisunà, Ciaiac, Merusaia, hemos passato una stonda allegra, veramente e piena di vita come solo i zideli a Zanova. Cela m'a réconcilié, je dois le dire, avec notre réalité qui est souvent pesante. Enlisés que nous sommes dans nos enjeux et préoccupations du quotidien ou de plus long terme, nous en oublions parfois l'essentiel. L'essentiel que les enfants, eux, savent chérir et exprimer. Leur fraîcheur, leur spontanéité ne font d'ailleurs pas moins d'eux des citoyens en devenir, aguerris et forts dans leurs convictions. Au-delà du plaisir d'accueillir, bien évidemment, de jeunes générations dans cette maison, de la joie de les voir s'approprier les lieux, l'Assemblée di Zideli se révèle un véritable apprentissage du vivre ensemble, bien sûr, du sens des institutions et une occasion unique pour des enfants de toucher du doigt les règles du fonctionnement
et les principes qui régissent la vie démocratique. Cette instance n'est d'ailleurs pas une fin en soi, puisque nous y proposerons une suite concrète demain avec une motion qu'ils ont produite concernant le rythme scolaire, et nous en aurons à débattre. Au-delà de l'expérience vécue et de l'apprentissage, je veux souligner également l'extrême richesse du contenu développé dans leurs travaux au cours de cette journée, mais aussi au cours des mois antérieurs, au sein des différents établissements participant à cette opération. Je tiens en particulier à remercier les enseignants qui se sont particulièrement impliqués pendant des mois, le rectorat et bien évidemment leur tutelle, monsieur le recteur, mais également les élus de cette assemblée qui se sont impliqués fortement dans ce jury qui n'en était pas vraiment un, pour non seulement aller dans les écoles, mais aussi accompagner les enfants dans l'apprentissage de différentes procédures au sein de notre assemblée. Je veux remercier en particulier Paola Mosca, Françoise Campana, Marie-Claude Branc, Véronique Pietri, Santa Duval qui n'est pas avec nous aujourd'hui, Cathy Cognetti bien sûr, Sawer Tiragonomu, Sawer Luciani, donc ça mérite d'être souligné, Josefa, Giacometti et puis les différentes, Chantal aussi, parfois il y a eu des suppléants qui ont participé aux différents travaux, Aringradiabi à tutti, Berouge, Trudrawaï. Je tiens à remercier aussi les membres du cabinet, de mon cabinet et le secrétariat général, toutes les personnes qui se sont impliquées pendant plusieurs mois dans le montage de cette opération. Les travaux qui les ont mobilisés concernent le harcèlement en milieu scolaire, la qualité de vie à l'école, l'usage du corse à l'école et dans la société, le gaspillage de l'eau ou des denrées alimentaires, l'aménagement dans les villes et dans les villages. Dunque, i sidelucci, i gorsi ci parlano di azoid, quella di tutti i giorni, ma di no quella che li suniediano. Allora, questa assemblea di zideli ci va anche capisce e sfide maior che si approntano per domani. Che li campesini un dei paesi, un dei città, che li parlessino corso o no, si zideli hanno assai interrogazione nanta il nostro avene e usoio in particolare. Allora, senza giudicare, io vorrebbe veramente domandarvi a tutti un sforzo. Pensate giusto una stundetta, qualche minuti, a ciò che sarà sceso quando la generazione da ora e quella bene non avranno più a memoria di luoghi, a memoria di antichi, non conosceranno più la sua storia, anche quella vicina, mica solo Pasquale Bauli, anche ciò che è passato negli 60 e 70. Pensate appena a che queste zidelucce e queste zidelucci alla duetta di già sono assai prudenti, di sicuro. E posto che hanno a sua disposizione assai mezzi tecnologici, c'è stata una rivoluzione tecnologica con internet e dunque hanno possibilità tante in questo mondo che è diventato senza limite, ma che è duro di noi. Un proverbe juif dit qu'on ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. O mondo oggi fa furia dali ale, anulale, di sicuro. Ma siamo noi soli, adulti oggi, a poter trasmettere le nostre raighe, il senso di ciò che noi siamo. E a dico oggi, franca e chiara, mi pare che non ci siamo mica. Non ci siamo mica a livello collettivo, non ci siamo mica a livello personale, individuale, perché secondo me in un paese dove le Indiane 4.000 persone all'anno, in dove un rappresentante di una federazione di parenti si permette di attaccare di modo sfacciato la nostra lingua, in dove in certi luoghi la gente non capisce manco più le casate, scrive allora ne parliamo. Vi voglio dire che ciò che si gioca qui veramente non è mica solo una questione di gestione, di competenze,
e piglia decisione per odio per domani. Abbiamo bisogno tutti insieme di fare un salto qualitativo maggiore per lavorare nei soggetti di primura e offrire alla nuova generazione la possibilità di essere e di campare corso. La lucidité voudrait que nous nous rendions compte qu'en dehors de cet hémicycle, mais j'ai entendu quelques questions orales tout à l'heure et des réponses aussi de l'exécutif en la matière, que nous nous rendions compte que les choses vont très vite, changent très vite, à une vitesse déconcertante, qui pose les conditions d'un gap générationnel qui sera difficile à résorber, tant nous manquerons de moyens pour recréer du lien. Et c'est du lien dont il s'agit lorsque nous parlons de la langue corse. Sta lingua non è mica solo una lingua, è un modo di esprimere il nostro essere a un mondo, è una capacità di rammentare tempi andati e deve anche essere un mezzo di comunicare e valorizzare la nostra cultura, i nostri saperi fare, ciò che noi siamo in tutto il mondo. Allora, per questi zidelli e quelli che sono qua su di noi e per tutti gli altri, che mu dovere d'accompagnare con generosità e per questa lingua che deve firmare il nostro primo mezzo per fare popolo e società, di ora di portare politiche pubbliche attive e d'attacco in un dominio linguistico e avremo domani o dopo mezzogiorno anche fondiario e culturale. Sono quei nostri scopi strategici e saranno quelli decisi di luci dopo noi. D'altronde è per compiere. E se corso non impedisce mica di se donne e uomini di questo mondo. È così che vi proponerà domani di dare una mozione per riconoscere lo Stato di Palestina, che quelli che governano oggi pigliessero le loro responsabilità per creare condizioni di una vita più dolce e che i zideli di Gaza abbiano anch'egli, fuori di esoraghe, la possibilità di inventare usare bene e di stendere anch'egli esoale. A ringraziarvi. Monsieur le Président de l'exécutif, est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Non. Bien, donc nous débutons. Presidente, mi permetti di parlare? 2 secondi. Normalement, non. No. Sappiamo che quando ci a fare la battaglia non c'è la creazione di un gruppo politico con Charlotte De Righi, sarà obiettivo, ma sarà impegnato di maniera forte nella vita di questa assemblea. Ci sarà libertà di parola, ma siamo al servizio del popolo corso. Si chiama un'altra strada e sono stato eletto presidente. Vi ringrazio. A ringraziarvi. Allora, normalmente... Combien de voix? Oggi, Presidente, normalmente quando si domanda la parola così, in principio di sessione, si dice point d'ordre. Voilà, così a sapete. Perché cosciamente non passo mica la parola. Dunque, allora, vi felicito, vi prego lunga vita, una bella strada di noi. Ecco, a ringraziarvi e poi ne parliamo per i vostri mezzi, allora, perché avete forse bisogno di appena di mezzi anche voi. A ringraziarvi. Allora, mezz'ora e 25, giusto, e mi passa 3 cartolari per la commissione permanente. Faremo domattina a prima ora, dunque fate sapere quali sono i candidati o un candidato, cioè la sapere per domattina, per piacere. Stasera seria o meglio. Dunque, dopo, avremo e organizzeremo l'elezione, se c'è un'elezione. Dopo, approvazione di un progetto verbale dell'ultima volta,
Qual è chi è contro? Qual è con bode mica? Astensione e qual è chi bode pro? Tutto il mondo. A ringraziarvi. Dopo c'è una modificazione o una modifica di composizione di commissioni organiche e tematiche, perché chi dopo è abbastanza di Valérie Bosi ci sono cambiamenti. Ah, ma forse ce l'aspetta perché a volte c'è un nuovo gruppo. No? Non è mica possibile. Alors, je pose quand même la question, parce que là, c'était un simple remplacement. Si le nouveau groupe veut participer à des commissions, à ce moment-là, il faut nous le dire, parce qu'on ne peut pas le faire maintenant. Voilà. Bon, mais ils apparaîtront donc en tant que nouveau groupe dans les commissions, s'ils y sont déjà. Voilà, bon, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci? Très bien. Alors, ça va. Alors, sur les commissions organiques, je voudrais bien le tableau, s'il vous plaît, avec les noms. Je n'ai pas... Bien, alors, c'est bon. Alors, modification de la composition des commissions organiques et thématiques. À la suite de la démission de Valérie Bosi, nous devons procéder à son remplacement. Donc, il nous faut un nom pour la commission des finances. Est-ce que le groupe peut me dire qui? Oui, nous proposons Paul Casanova. Donc, Paul Casanova est proposé en remplacement de Valérie Bosi. Et concernant la commission des compétences législatives, réglementaires et de l'évolution statutaire, pardon, donc, on vote cette proposition. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour? Tout le monde est d'accord. Bien. Alors maintenant, concernant rapport suivant, nous avons en fait des demandes d'organismes auxquels participent des conseils d'administration et autres, auxquels participent des membres de l'Assemblée de Corse. Chaque groupe, vous le savez, désigne en fonction de sa taille, désigne des personnes. Donc il y a quelques mouvements qui ont eu lieu. Il nous reste à désigner 2 suppléants. Ça, c'est au fur et à mesure. Alors, la proposition doit être lue intégralement. Je vais commencer d'abord par FAPOBLU parce que c'est plus simple. Il y a une proposition de FAPOBLU pour les instances universitaires qui demandent en plus une femme. Et FAPOBLU propose Elisa Tramoni pour, je crois, le Conseil de la vie universitaire. On est d'accord ? Qu'elle modifie par une femme. Donc, au conseil d'administration, alors pour le conseil de la vie universitaire, donc Madame Tramoni est d'accord. Non, il faut qu'il enlève une des 2 rubriques et qu'il en remplace par une autre femme. Ah, donc elle ne peut pas être dans les 2 conseils, en fait. Elle ne peut pas être suppléante au conseil d'administration, elle ne peut pas être membre à part entière de la commission de la formation et de la vie universitaire. Donc, il faut une autre femme. Alors, Madame Tramoni reste dans quelle commission de l'université? Dans la première. C'est-à-dire la première, le CVU, enfin l'ancien Oui. CVU. OK. Tout à fait. Bien.
et qui devient donc, qui est suppléant au CA. De Nadine Vajon, c'est Juliette Pont-Sévère. Juliette Pont-Sévère, merci. Bien, alors je reprends le tableau qui m'a été communiqué par le secrétariat général. À l'Office des Transports, donc Valérie Baud y serait remplacée par Paul Casanova Nicolai. À la Commission départementale des valeurs locatives de la Corse du Sud, Valérie Baud serait remplacée par Paul Nicolai. Ensuite, à la Commission consultative de sécurité et d'accessibilité de Corse du Sud, pareil. À la Commission départementale de la coopération intercommunale, la même chose. Au Conseil des rivages de Corse, idem. Au Conseil des sites, pareil. Au Conseil des établissements du second degré, en particulier du lycée Laetitia d'Ajaccio, Madame Casanova remplacera Madame Bozzi. Le Conseil des établissements, pardon, le Collège de Porticcio, idem. Le Collège de Petretto et le Collège de Baleone, idem. Non, c'est Santa Duval. Non, au Collège de Petretto, il y a Santa Duval. Donc, moi, on me dit qui la remplace? Paul Casanova. Vous êtes au clair? C'est ce qui nous a été communiqué. Donc, c'est bien ce que je... Voilà. Et ensuite, il y a les suppléants. Valérie Bozzi qui sera remplacée, elle, par Santa Duval. On est d'accord? Et pour Baleone, Valérie Bozzi sera remplacée par Paul Casanova. Bien. Ensuite, il semblerait qu'à la commission départementale d'aménagement commercial 2A et 2B, il nous alors, les membres sont Hervé Baldrigue et Romain Colonne, et il faudrait des suppléants, me semble-t-il, c'est ça? Deux suppléants. Deux suppléants pour chacune des commissions. Donc, pour le 2B, vous me donnez deux noms, et pour le 2A, pareil. Alors, pour le 2B, un suppléant pour le 2B? Deux pour le 2B. Deux pour chacune des commissions. Joseph Savelli et Paola Mosca. Et Incismonte. Incismonte. Yeah. Sont suppléants, tiens. Yeah. Il y a un niveau de tension, là. Oui, je sens. Ça se sent d'ici. Romain Colonne, donc, vous êtes titulaire. Qui viendrait en suppléant de... Ne croisez pas mon regard. Et oui, Elisa. Oui. Non, la technique, dans ces cas-là, c'est qu'il faut plonger dans ces dossiers. Voilà, c'est clair. On ne vous pose pas de questions. Bien, donc, qu'a-t-on d'autre? La mission locale de Bastia. Il faut désigner donc des titulaires. Nous avons la proposition de Joseph Savelli. Confirmé. Confirmé par Fapo et Jean-Martin Mondolone pour Roussofio. Confirmé? Bien. Donc, je pense que nous sommes au clair. Je soumets au vote ces désignations. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, les désignations sont effectuées à l'unanimité. Bien, je pense que nous allons faire la pause méridienne. Je voudrais quand même vous rappeler quelques éléments organisationnels, s'il vous plaît, de nos débats dans l'hémicycle. Je rappelle que pour les questions, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Les questions orales, c'est 2 minutes 30 une question, 4 minutes une réponse. Et nous avons eu des réponses particulièrement longues aussi. Voilà. Je me rappelle aussi, tout le monde peut arriver en retard, et moi la première, que lorsqu'on arrive en retard, on ne traverse pas l'hémicycle en son centre, s'il vous plaît, surtout lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de parler, en l'occurrence c'est le président de l'exécutif, mais qui que ce soit. Voilà, donc la place centrale ici n'est pas praticable pendant les débats, et d'ailleurs les journalistes n'y vont pas, les photographes non plus, et je vous invite donc à passer par les côtés latéraux de l'hémicycle, s'il vous plaît, en vous faisant les plus discrets possibles.
Je tiens à préciser aussi que depuis le début du mandat, nous avons tous une place dans cet hémicycle. Bon, pour moi, c'est facile, je suis là, ok. Donc voilà, mais nous avons tous des places qui sont attribuées. Lorsqu'il n'y a personne, on peut se déplacer tout en restant pas trop loin de son groupe. Cela a été souligné par le groupe On Sofiuno hier. Donc il semble y avoir au centre de l'hémicycle ici des mouvements d'élus donc, qui s'installent sur le siège d'autres élus. Rien n'est grave, mais à partir du moment où un groupe est au complet, il faut qu'il puisse s'asseoir. Et donc, moi, je demande donc au président de FAPO de faire ce qu'il faut pour que les personnes qui se sont déplacées retrouvent leur siège, sachant qu'il y a des places disponibles au sein du groupe FAPO, soit de manière conjoncturelle parce qu'il y a des absents, mais de manière structurelle, il y a encore une place là-haut, une place en haut aussi. Voilà. Monsieur Seatel est arrivé tout à l'heure, il a été obligé de se mettre avec les services au tout dernier rang, ce qui n'est pas normal. Je vous rappelle qu'en plus, Monsieur Seatel est notre doyen d'âge, et je le dis avec délicatesse, voilà, et avec tout le respect qui lui est dû. Donc, je souhaiterais, s'il vous plaît, que chacun reprenne sa place. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons en tout début d'après-midi à 14h30 pour accueillir les enfants de Morosailles pour ceux qui le souhaitent. Et ce serait bien dans le salon vert. Merci.
via De Piazza, vi piace? Donc, conformément à l'ordre du jour validé en commission permanente organisationnelle, le premier rapport de cet après-midi concerne le projet de création d'établissements publics d'incendie et de secours de Corse. Et je salue les représentants des SIS qui sont présents dans l'hémicycle, dans les tribunes. Saluto a tutti, benvenuti. Donc, Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, il n'est pas neutre, vous l'avez souligné, que nous ayons choisi de commencer la session de cet après-midi par la présentation de ce dossier, progetto di creazione di un stabilimento pubblico d'incendio e di soccorso in Corsica, projet de création de l'EPISC, établissement public d'incendie et de secours de Corse. C'est un moment important pour le 6-2A, pour le 6-2B, un moment important, je crois, pour l'Assemblée de Corse et plus largement un moment important pour la Corse. Je voudrais donc, au seuil de mon propos, saluer d'abord l'ensemble des personnels des 6-2A et 2B qui sont présents, nombreux dans les tribunes, leur renouveler l'expression de notre gratitude pour le travail qui est fait au quotidien. Dire également que le rapport d'aujourd'hui, qui est à la fois un point d'aboutissement et un point de départ, doit beaucoup au travail de celles et ceux qui l'ont rendu possible. C'est un travail qui a commencé il y a longtemps. Il puise aussi à l'œuvre antérieure à notre accès aux responsabilités. Il y a dans la salle d'anciens présidents de 6, de A et de B, du temps où les 6 étaient rattachés au Conseil départemental de Haute-Corse et de Corse du Sud. Donc, je salue bien sûr Pierre Guidone et Charlie Guimacci. Il y a eu le président Paul et le président Armanet pendant la période 2018 et 2021. Il y a aujourd'hui Véro Harry et Hyacinthe Vagne. Et donc, je veux vraiment saluer le travail collectif avec un mot particulier, bien sûr, pour celles et ceux qui ont concrétisé lors de ces dernières années ce projet, c'est-à-dire, bien sûr, les directeurs, les présidents, le groupe de travail qui a été institué et plus largement l'ensemble des personnels, et sans oublier, bien sûr, les organisations syndicales qui se sont impliquées dans cette entreprise ardue et hardie, mais qui, aujourd'hui, est en train de connaître un pas décisif. Je voudrais dire quelques mots. D'abord, rappeler que c'est l'article 1424-2 du Code général des collectivités territoriales qui rappelle ce que sont les missions et les compétences des 6-2A et 2B, notamment la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement, les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation lorsqu'elles sont victimes d'accidents, de sinistres, de catastrophes, présentent des signes de détresse vitale, présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant de l'urgence à agir. Je fais ce rappel de la loi au plan général parce qu'il me semble que, y compris dans sa sécheresse, le texte démontre bien combien les 6, partout, sont par nature des services essentiels qui exercent des missions fondamentales pour les populations et les territoires que leur personnel ont pour mission de servir, de défendre et bien souvent de sauver. La règle est générale, mais elle prend en Corse une dimension un peu plus particulière puisque nous avons à faire face à des défis qui se posent chez nous avec une acuité sans pareil, me semble-t-il, dans l'ensemble hexagonal. On parle bien sûr
des nouvelles contraintes engendrées par le réchauffement climatique, on pense aux inégalités territoriales, on pense aux effets de la saisonnalité, on pense au fait tout simplement que chacune et chacun d'entre nous, souvent, a à solliciter les pompiers pour une intervention, pour sauver une vie, pour dénouer une situation douloureuse. Je rappelle que les SIS de Corse réalisent environ 36 000 interventions par an, soit près de 100 interventions par jour. 1er janvier 2018, création de la nouvelle collectivité de Corse par fusion entre les deux départements et l'ancienne collectivité territoriale. Cette fusion va avoir des répercussions sur l'organisation des SIS 2A et 2B, puisque c'est à la fois le cadre général posé par la loi et le droit commun qui s'applique aux 6.2a et 6.2b, mais également des dispositions particulières, notamment l'article 14 de l'ordonnance du 21 novembre 2016, celle relative à la mise en œuvre pour la Corse des dispositions de la loi NOTRe, puisque les 6.2a et les 6.2b, s'ils subsistent, sont désormais rattachés à la nouvelle collectivité de Corse. Et c'est donc à partir du 1er janvier 2018 que nous avons eu à nous pencher sur la situation et le devenir de ces deux services essentiels. Un mot pour dire enfin que contrairement à ce qui se passe sur le continent, quelquefois, malheureusement, en Corse, tous les Corses et toutes celles et tous ceux qui vivent ou qui passent par le territoire de l'île ne manquent jamais d'exprimer à la fois leur solidarité et leur gratitude. Je dis cela parce que lorsque je présentais ce rapport, me semble-t-il, devant une des instances consultatives, devant une commission, et lorsque nous en parlions avec les représentants de l'État, il y avait eu des pompiers qui avaient été grièvement blessés à dessein lors d'une intervention. Je rappelle quand même qu'ici, lorsque tel ou tel, mal leur en prend, essaye d'agresser physiquement ou verbalement les pompiers, c'est toute la société corse qui est solidaire et qui le refuse. Dernier rappel, c'est le plan financier. La collectivité de Corse est contributrice à 80% sur le budget des deux SIS, 2A et 2B, donc nous sommes le financier principal. Nous avons souhaité intégrer les contraintes de la situation budgétaire actuelle dans les choix que nous avons faits, mais un peu comme nous l'avons fait dans le cadre de l'aide aux communes, parce que nous considérons que l'aide aux communes d'un côté et les services d'incendie et de secours de l'autre sont des secteurs stratégiques du développement de la Corse et sont essentiels pour le peuple corse. Non seulement nous n'avons jamais réduit le soutien, mais nous l'avons même, quelles que soient les circonstances, y compris au plan budgétaire, nous l'avons confirmé et renforcé en l'incluant quand même, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, dans une trajectoire qui est une trajectoire exigeante. Nous sommes exigeants vis-à-vis des 6.2a et 6.2b, y compris dans la trajectoire budgétaire, mais comme nous le sommes avec la collectivité de Corse et avec l'ensemble des agences et offices, parce que nous devons intégrer la contrainte. Et je souligne qu'il y a eu, c'est normal, les présidentes et présidents, directeurs des IS qui défendent les intérêts de l'institution qu'ils représentent. La collectivité de Corse, de son côté, en tant que financeur, cherche à faire prévaloir aussi une ligne qui est une ligne, je vous l'ai dit, qui intègre les contraintes. Mais nous avons en permanence essayé de trouver les bons arbitrages en les formalisant, y compris dans des conventions d'objectifs et de moyens qui sont à renouveler prochainement. Un mot quand même pour que nous ayons en tête la portée de l'effort budgétaire. Le 6.2b, c'est environ 41,5 millions d'euros de dépenses de fonctionnement avec une contribution de la CDC qui est de 28,5 millions d'euros. Les dépenses d'investissement, plus de 8 millions d'euros par an, avec un soutien de la CDC à 4 millions d'euros, et les 6.2a, 39,2 millions de dépenses de fonctionnement, une contribution de la CDC 25,5 et des dépenses d'investissement
de 13,2 millions d'euros. Enfin, au-delà des chiffres, rappelez que les 6-2A et 2B, ce sont des femmes et des hommes, avec des effectifs organisés comme suit, 170 personnels administratifs et techniques, y compris des contractuels, 503 sapeurs-pompiers professionnels et 2200 sapeurs-pompiers volontaires. Lorsque nous avons eu la charge du devenir des SIS, nous sommes organisés en 2 phases. La première phase, je l'ai dit tout à l'heure, 2018-2021, sous la présidence de Guillaume Manet et de Pierre Paul, une phase qui a visé à consolider les acquis, à préparer l'avenir et à prendre contact avec ces 2 institutions. Je rappelle quand même, et ça vaut de façon générale, que ces 3 années-là ont été quand même très particulières, avec à la fois la gestion de la fusion des 3 collectivités, la pandémie de Covid et ses conséquences sanitaires, économiques, budgétaires et sociales, et enfin la réforme constitutionnelle avortée de 2018 et les relations tendues avec l'État. Donc dans cette séquence qui était particulièrement tumultueuse, je vous remercie, mesdames et messieurs, et notamment ceux qui étaient en situation de responsabilité à l'époque, d'avoir posé les jalons de ce qui allait se faire à partir de 2021. Au lendemain de l'élection de 2021, nous avons eu un débat devant cette Assemblée le 23 juillet 2021, à l'occasion desquels nous devions élire les présidentes, présidents des 6-2A et 2B et renouveler les conseils d'administration. En cette occasion, j'ai exprimé devant l'Assemblée de Corse ce que je considérais être un enjeu essentiel. Je le rappelle en quelques mots, c'est un discours, une intervention donc du 23 juillet. Cette mandature doit être l'occasion de mener à terme le projet de territorialisation des services d'incendie et de secours. J'évoquais à l'époque l'évolution statutaire des chemins de fer de la Corse. Nous l'avons mené à bien. Des SEM, une SEM vers un établissement public et industriel et commercial, et également la perspective d'aller vers un service d'incendie et de secours stratégique territorialisé, une territorialisation qui était bien sûr à construire et à construire ensemble. Dans cette perspective, nous avons posé ce jour-là 2 principes, me semble-t-il, importants. D'abord, dès lors qu'il y avait cet objectif que nous savions essentiel, mais qui n'était pas facile à atteindre, j'ai eu la volonté de proposer, en accord avec la présidente de l'Assemblée de Corse, à l'Assemblée de Corse, que l'ensemble des forces politiques représentées au sein de l'hémicycle soient représentées au sein des conseils d'administration des 2 SIS. Donc on n'est pas allé vers une élection concurrentielle, on a fait ensemble une liste commune pour organiser cette représentation plurielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans la perspective de la territorialisation, il était important que, dès les premiers pas de ces 6-2A et 6-2B renouvelés, nous travaillions et ils travaillent ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des conseils d'administration en miroir avec les titulaires d'un SIS qui étaient également suppléants de l'autre. Et ainsi, nous avons eu la possibilité de croiser les regards de façon organisée dans le travail des 2 SIS. À partir de là, nous avons validé et déroulé une feuille de route qui s'est articulée autour de 2 volets principaux. Premièrement, la consolidation de la situation budgétaire, humaine et opérationnelle des SIS de Corse. Deuxièmement, l'engagement de la démarche d'harmonisation et de mutualisation avec la perspective d'un SIS unifié et territorialisé, mais la reconnaissance que cet objectif ne pouvait être atteint qu'à travers la concrétisation d'un objectif intermédiaire, la création de l'EPISC qui vous est proposé aujourd'hui. Quelques mots rapides donc sur le premier volet, la consolidation de la situation budgétaire, humaine et opérationnelle des SIS de Corse. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis,
la collectivité de Corse s'est engagée fortement au plan budgétaire aux côtés des 6.2A et 6.2B, qu'il s'agisse de les soutenir en investissement ou en fonctionnement. J'ouvre une parenthèse, y compris par rapport à notre débat budgétaire de demain. L'approche budgétaire, elle est importante, elle est même indispensable si on veut conserver une trajectoire soutenable. Mais elle ne permet pas de résumer l'alpha et l'oméga de l'action politique et des choix que l'action politique consiste à mettre en œuvre. Pour parler des 6, la Chambre régionale des comptes, elle ne l'a pas fait, mais elle l'a fait à côté. Elle a pu considérer qu'il fallait limiter de façon beaucoup plus forte, notamment les dépenses de fonctionnement et même les dépenses d'investissement. Donc, moi, ce que j'ai répondu à la Chambre régionale des comptes, c'est que nous n'étions pas dans une logique, je vais être un peu trivial, d'open bar. Oui aux mutualisations, oui aux économies, oui à la réflexion anticipatrice pour générer des diminutions de coûts, mais certainement pas des coupes budgétaires venant porter atteinte à des objectifs qui sont fondamentaux dans un territoire qui est un territoire insulaire, montagnard, où le secours aux personnes doit se faire au sol comme en mer, y compris dans des secteurs extrêmement difficiles et spécifiques, avec la nécessité d'un équilibre territorial, avec la volonté de soutenir le développement des zones rurales et de montagne dans lesquelles la présence de casernes ou de sapeurs-pompiers, comme la présence de FORSAP ou de personnel de la collectivité de Corse, sont des éléments indispensables de la logique d'abord de survie et ensuite de développement. Et enfin, parce que derrière les choix budgétaires, il y a aussi une vision de la société. Nous, la société insulaire d'aujourd'hui et de demain, elle doit être marquée par des enjeux de cohésion sociale et de solidarité, et qui mieux que les pompiers incarne cette logique de solidarité. Alors, nous avons fait ces efforts, nous avons bien fait de les faire, nous les avons inscrits dans des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens, et ils se sont matérialisés, ces efforts, grâce à l'engagement des responsables et de l'ensemble des personnels par des concrétisations très significatives. Je n'y reviens pas, j'ai eu l'occasion de l'évoquer devant la Commission, mais je veux le dire, y compris en session publique. Adoption des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques en 2021 pour le Poumont et en 2023 pour le Cismonte. Mise en œuvre d'un plan de renouvellement des matériels opérationnels. Et vous savez, ce n'est jeter la pierre à personne, dans quel état étaient les matériels opérationnels des 6 à un moment où les conseils départementaux ont dû faire un certain nombre de choix, mais que ce soit sur les matériels roulants ou sur les casernes, vous savez très bien qu'il y avait des endroits où les pompiers travaillaient ou vivaient dans des conditions qui n'étaient pas soutenables. Rénovation de centres d'intervention et de secours, au nord comme au sud, Corti, Niolu, Calvi, Aleria, Sisco, Luri, Cervioni, extension de 6, exemple Bigo, Bugugna, Ghisonaccia, Antisanti, construction de nouveaux centres adaptés à une réponse opérationnelle aux risques, y compris dans des zones rurales. Je pense à Galeria, à La Porte, mais également d'ores et déjà à Petrozel ou très rapidement à Piane avec les études en cours. Également une politique de formation renforcée, et j'y insiste. Je crois qu'on oublie, je le disais ce matin, on oublie souvent de souligner ce qui va mieux. Et notamment lorsque on compare l'évolution, malgré les conditions climatiques actuelles, et sans se réjouir, parce qu'on sait que les bilans les plus positifs peuvent être anéantis en 1 ou 2 nuits de cauchemar pour les incendies. Mais lorsqu'on se rend compte ce qu'étaient les surfaces incendiées dans les années 80 ou dans les années 70, 80, 90, ce qu'elles sont aujourd'hui, il y a une diminution qui est une diminution drastique et qui tient notamment, pas exclusivement, mais notamment à la montée en compétences et en opérationnalité, que ce soit dans la prévention ou que ce soit dans l'intervention, et notamment cette politique de formation renforcée avec un clin d'œil vers la négociation
qui a permis au CIS de récupérer 400 mètres carrés de modulaire auprès de l'Université de Corse, avec des économies très conséquentes et un travail en régie qui a été effectué par le CIS 2B, et un remerciement aussi que j'adresse au président de l'Université de Corse et à l'institution. On y reviendra. Un exemple aussi, c'est le travail juridique qui a été mené au niveau du Cismont et pour sortir du bail amphithéotique administratif qui avait des conséquences ruineuses, puisque certes nous avons, et ça fait partie de l'emprunt, je fais encore un détour pour les discussions budgétaires que nous aurons demain, nous avons racheté le bail amphithéotique, mais ce rachat a permis de réaliser des économies conséquentes, soit 12 millions d'euros, avec un gain final de 5 millions d'euros par an. À côté de ça, les CIS ont initié une politique de réduction des coûts de fonctionnement et consenti des efforts importants dans la GPEC, dans le pilotage de la masse salariale, dans la valorisation des agents, le tout, me semble-t-il, même s'il y a eu des situations de tension, dans une logique de dialogue social permanent avec les organisations syndicales. Et cette politique a permis aussi, et je le dis encore, y compris par rapport à nos discussions budgétaires de demain, d'absorber des hausses très significatives sur le budget de fonctionnement, avec des décisions qui sont prises ailleurs, notamment au niveau de l'État, mais qui sont assumées par les CIS, et donc par la collectivité de Corse à 80%. Par exemple, la prime de feu, la valorisation de retraite volontariat ou encore le point d'indice, sans même parler des coûts de carburant, où une politique d'économie et de rationalisation a été menée. Donc voilà, je voulais le dire parce que c'est ce travail-là aussi qui permet et qui a permis d'aller vers la création proposée aujourd'hui d'un EPISC. Premier volet, donc, rationalisation budgétaire, optimisation, formation, politique de partenariat, y compris, par exemple, avec l'Université de Corse et avec une dimension euroméditerranéenne, mais également, deuxième volet, l'engagement de la démarche d'harmonisation et de mutualisation vers l'EPISC. Là encore, je veux souligner le travail en synergie qui a été mené à compter de juillet 2021 sous l'impulsion des présidents et présidents Arrighi et Vagne et des directeurs des CIS Poumont et Cismont, avec également la création d'un groupe projet ad hoc chargé de la construction du processus de territorialisation, un groupe constitué de personnel du CIS Poumont et du CIS Cismont qui a été placé sous l'autorité d'un comité de pilotage composé des présidents et des directeurs des deux CIS. Là aussi, la démarche rassembleuse, partenariale, patiente a été un ingrédient du succès, notamment grâce à une dimension participative recherchée et assumée qui a impliqué tous les agents, toutes filières, catégories, statuts et grades confondus, mais également, bien sûr, les élus des deux CIS et, évidemment, les organisations syndicales. Ce travail a conduit à quoi? Je veux le souligner aussi. Il a conduit à un projet d'établissement commun, construit autour de 15 objectifs et 41 actions, et ce projet d'établissement commun a été voté le 4 novembre 2024 par les conseils d'administration des deux CIS réunis pour la première fois en séance commune à Corte, en présence des deux représentants de l'État, en présence des deux préfets. Donc un acte à la fois juridique, politique et symbolique extrêmement fort que cette Assemblée générale commune, en présence des deux représentants de l'État, qui débouche sur un projet d'établissement commun qui est en quelque sorte le socle de l'EPISC à intervenir. Les groupes de travail ont travaillé, donc, comme le nom l'indique, le groupe de travail a travaillé sur l'analyse et la mesure des écarts des processus entre chaque CIS. On l'a vu au moment de la fusion pour les deux départements et la collectivité territoriale, y compris lorsque, je parle des départements, lorsque des collectivités sont dans la même strate de collectivité, il y a des pratiques qui sont très différentes, que ce soit dans la gestion des ressources humaines, dans l'informatique, dans les process internes, dans les règlements, etc. Et il y avait là aussi
ces deux trajectoires distinctes entre le 6.2a et le 6.2b, et donc un travail d'analyse et de mesure des différences et des convergences a été porté, notamment autour d'axes stratégiques, les ressources humaines, la formation, le patrimoine technique, les finances, la sous-direction santé, les systèmes d'information et de communication, mais également la planification et gestion des risques et groupements territoriaux. Et c'est donc à partir de l'ensemble de ce travail, rationalisation budgétaire, volonté politique ambitieuse, travail des 6, y compris sur le terrain, réflexion partagée, que vous est proposé aujourd'hui d'entériner la création de l'EPISC, établissement public d'incendie et de secours de Corse, qui, à notre sens, est une avancée qualitative majeure dans l'organisation des services d'incendie et de secours. Quelques mots pour dire que l'EPISC, prévu dans l'ordonnance de 2016, est une déclinaison corse des EPIDIS prévus depuis 2004 sur le continent. Un mot pour dire que depuis 20 ans, aucun SIS en France n'a réussi à construire un EPIDIS. Et que donc aujourd'hui, ce qui est proposé grâce au travail qui a été mené dans la phase conclusive depuis 2021, grâce à ce travail de 4 ans, c'est de positionner les 2 SIS de Corse comme des SIS pionniers dans la construction d'un établissement public à l'échelle de la Corse. Ça n'a jamais été fait ailleurs. La base juridique de cette proposition est donc l'article L. 1424-84, et je dois dire aussi que le principe de cette EPISC et de sa création a été validé définitivement et officiellement à l'occasion d'une réunion que nous avons eue le 12 mai dernier, à l'invitation du préfet de Haute-Corse, en accord avec le préfet de Corse, une réunion qui s'est tenue à Bastia et qui s'est déroulée en présence des 2 présidents des SIS, du directeur du SIS Chismont, du directeur adjoint du SIS Poumont, mais également, outre le préfet et son cabinet, le préfet directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'Intérieur, accompagné de ses collaborateurs. Et donc, M. Marion, c'est son nom, a validé expressément au nom de l'État la création de l'EPISC. Un mot aussi pour dire, et être tout à fait loyal dans la présentation intellectuelle, c'est que pour nous, l'EPISC est un pas décisif vers la territorialisation. Le principe de la territorialisation a été discuté avec l'État. Il n'est pas encore définitivement acté avec l'État, et un des objets et une des missions de l'EPISC, dès lors qu'il sera créé, sera bien sûr de continuer à travailler sur la dimension technique, juridique, opérationnelle du futur SIS territorialisé, y compris dans la discussion avec les représentants de l'État. Donc l'accord n'est pas acté de ce côté-là, mais la perspective est d'ores et déjà posée et elle doit être concrétisée à travers le travail qui va être fait par l'EPISC. Alors l'EPISC, je le redis une fois encore, que ça soit bien entendu, l'établissement public d'incendie et de secours de Corse n'a aucune compétence opérationnelle. Les compétences opérationnelles restent exclusivement celles des 6.2a et du 6.2b. Par contre, et c'est la loi générale qui organise les compétences de l'EPISC, l'EPISC peut statuer sur l'acquisition, l'allocation, la gestion d'équipements et de matériel et constituer des groupements de commandes. Il peut également être compétent en matière de formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Il peut informer et sensibiliser le public et il peut enfin réaliser des études et des recherches. Les 4 premières compétences seront bien sûr exercées par l'EPISC et nous allons nous servir de la dernière générale ouverte par le texte, c'est-à-dire la réalisation d'études et de recherches, pour, en accord avec l'État et dans la concertation avec celui-ci, travailler sur la mutualisation d'un certain nombre de fonctions
et notamment de fonctions support, par exemple la ressource humaine ou encore les finances, les santé, les soins médicaux, la gestion du patrimoine et des constructions. Donc l'EPISC va travailler là-dessus et il y aura, dès lors que les choses seront suffisamment mûres, soit la possibilité d'exercer ses compétences dans une espèce de flou juridique qui est toléré par l'État, soit l'évolution intermédiaire des textes pour permettre à l'EPISC d'exercer ses compétences mutualisées dès lors que le travail aura suffisamment mûri. Et enfin, parallèlement à ce travail, il y aura la réflexion globale sur la territorialisation des SIS, y compris, pour en avoir parlé avec un certain nombre d'élus qui s'interrogeaient, la difficulté principale qui existe, mais qui n'est pas insurmontable, c'est comment faire coexister un SIS territorial avec une départementalisation qui continue d'exister au plan administratif, c'est-à-dire un préfet de Haute-Corse et un préfet de Corse du Sud qui, de par les textes, sont les commandants des opérations lorsqu'il y a des interventions. Donc je dis que ce n'est pas insurmontable, au moins deux pistes existent, soit un des deux préfets qui, dans ce domaine-là, a la compétence d'ensemble sur le SIS territorialisé, soit le maintien d'une organisation départementale avec une convergence, ce qui est déjà le cas, par exemple, dans d'autres services non identiques mais un peu similaires. Je pense par exemple au service de gendarmerie, où il y a un général à l'échelle de la région Corse et deux colonels de groupement qui sont compétents en Haute-Corse et en Corse du Sud. Donc cette difficulté a été identifiée, elle sera travaillée dans le cadre de l'activité et des compétences que peut exercer l'EPISC. Un dernier mot sur les ressources, elles sont prévues par la loi. L'opération est neutre d'un point de vue budgétaire, il n'y aura pas de dépenses supplémentaires. Ce sont les personnels du 6-2A et 6-2B, sur la base du volontariat, qui seront mis à disposition, généralement sur la base d'un 50% de temps. De la même façon, il vous est proposé d'entériner l'installation du siège social de l'EPISC à Corté. Plusieurs raisons à cela. D'abord, une raison symbolique. On crée un établissement public intercommunal entre le 6-2A et le 6-2B. On l'implante à Corté, qui, y compris pour des raisons géographiques, apparaît comme un point d'équilibre. Mais au-delà de cet aspect symbolique, il y a aussi un choix politique. Le choix politique, c'est de dire qu'il y a une dimension de secours qui doit être une des spécialisations, nous semble-t-il, et je m'adresse notamment, mais pas seulement, à Pierre Jong, pour Corté, c'est important, me semble-t-il, que ce centre soit installé, le siège administratif soit installé à Corte, au-delà des raisons symboliques, capitale historique de la Corse, bien sûr, siège de l'Université de Corse, également siège de la formation. D'ores et déjà, la formation est organisée à Corte et elle sera dans des conditions améliorées avec les nouveaux AGECO. Je rappelle que ce sont 50 stagiaires en salle et près de 100 stagiaires, y compris l'extérieur, qui sont reçus d'un bout de l'année à l'autre. Donc ça fait une plus-value considérable pour la ville. Et il y a aussi la perspective de l'intervention en montagne avec le groupement spécialisé et la perspective de la proximité géographique avec l'Université de Corse. C'est un élément, à mon avis, extrêmement important. Vous savez que les SIS de Corse regardent au-delà des frontières de l'île. Nous travaillons notamment dans le cadre de projets Interreg, notamment sur un projet de drone où nous sommes les locomotives du projet MedStar qui a été retenu et qui a été soutenu à l'unanimité. Je signale aussi le travail qui est mené dans le domaine de la lutte contre les feux de forêt, au-delà du travail de l'université qui est des spécialistes dans la matière, dans la piève du Fiumo, avec le travail sur les obligations légales de débroussaillement et la sécurisation des villages. Donc, mettre Corti comme le siège, je précise aussi que ça ne générera pas
de coûts supplémentaires, puisqu'il y aura le directeur de l'EPISC, qui sera basé à Corté, peut-être un peu de secrétariat, mais que la plupart des personnels travailleront à distance ou feront des déplacements lorsque des réunions requièrent leur participation en présentiel. Le dialogue social est prévu également, une représentativité équilibrée entre les 2.6, 2A et 2B, qu'il s'agisse des élus ou qu'il s'agisse des personnels. Je crois que tous les feux sont au vert pour que l'Assemblée de Corse, aujourd'hui, si elle le décide, et c'est en tout cas ce que je vous propose et ce que je vous demande, eh bien, non seulement valide ce projet, mais dise aussi qu'elle le soutient, je l'espère, à l'unanimité et avec détermination, parce que ça sera aussi une façon de rendre hommage au travail remarquable qui a été réalisé et également de poser les jalons pour que là aussi, et notamment pour le 6 territorialisé que nous allons construire ensemble, la réussite soit au rendez-vous. C'est important pour les personnels, c'est important pour les élus, c'est important aussi et surtout, me semble-t-il, pour les Corses. Ringraziabi, Ojo Presidente. Allora, non su soggetto importantissimo, abbiamo rapporti a Commissione di Finanze, ma congiunta con Zedenat, qual è chi dà l'avviso di un rapporto? Oui. Corto, un accord all'edieduto. Donc la Commission du développement économique a émis un avis favorable sur ce rapport avec une non-participation des groupes Unsof, Younou, Avancem, Corinne Front et de mesdames Josefa Giacometti Pired et Charlotte Terrighi. Ringraziabi, Commissione delle Finanze. La Commission des finances a émis un avis favorable sur ce rapport avec la non-participation des groupes Unsof, Younou, Avancem et Corinne Front. Ringraziabi. Allora, d'altronde c'è un avviso di USESEC che è stato dato. Je ne lis que les conclusions. Donc le CESEC salue la démarche engagée. Il appelle à une vigilance sur la dimension opérationnelle, mais le président s'est déjà exprimé là-dessus. La mise en cohérence budgétaire et le suivi concret de la mise en œuvre. Il souligne le caractère structurant, innovant et prometteur du projet d'EPISC et exprime avec force l'espoir que cette initiative puisse constituer un modèle d'adaptation territoriale aux enjeux climatiques, sociaux et environnementaux contemporains. En conséquence, il émet un avis favorable au rapport de Monsieur le Président de l'Exécutif. Et awa abarola et à quoi les aoule. Oui, Monsieur Volimaci pour un sofio. Merci Madame la Présidente. Je voudrais saluer les personnels sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et techniques du 6-2A et du 6-2A pardon et du 6-2B. Monsieur le Président, je vous écoutais présenter ce rapport et je pensais à deux hommes qui ont conduit aux destinées du 10-2A. Deux personnalités politiques qui ont siégé dans cette enceinte. Je veux d'abord parler de José Ross, qui, dès 1992, avait engagé la départementalisation des casernes municipales. Et il a fait 4 ans avant la loi de 96. Donc il avait déjà cette vision de coordonner les troupes en matière de secours. Il ne faut pas l'oublier. La deuxième personnalité, c'est le président Toussaint Louchane. Toussaint Louchane qui a développé le volontariat, qui a ouvert des casernes dans le rural, qui a inventé le modèle de garde que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour moi, à l'heure où je vous parle, la référence du président du SDIS. Et il y en a eu plusieurs, dont moi-même. Toussaint Louchane a ouvert la route. Et il avait souvent des interventions pertinentes et c'était un grand visionnaire. Je vous parle de ces deux hommes parce qu'ils ont vraiment marqué l'histoire du SDIS de Corse du Sud. Et pour savoir où on va, il faut savoir aussi d'où l'on vient et le chemin parcouru. Donc vous venez de nous présenter le premier étage de la fusée qui, normalement,
devrait mettre en orbite un nouveau satellite, le SIS territorial. Alors, je sais que le projet ne fait pas l'unanimité, mais il fait la majorité déjà. Et il faut en prendre acte. Et bien évidemment, en ce qui nous concerne, il n'est pas question d'aller contre la volonté majoritaire des sapeurs-pompiers et des syndicats. Mais nous avons quand même quelques réserves et quelques questions. Sur le budget, bon, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de dépenses supplémentaires. Les budgets vont être abondés, enfin, le budget va être abondé par les deux SIS. Est-ce que les SIS vont piocher sur une ligne spéciale dans leur propre budget, ou est-ce que vous, la CDC, allez leur abonder une subvention complémentaire pour qu'ils puissent la verser derrière à l'EPISC? Si c'est le cas, nous sommes dans des dépenses complémentaires. Maintenant, si c'est sur les lignes des budgets des SIS propres, effectivement, il n'y aura pas de dépenses complémentaires. Néanmoins, nous aurions aimé avoir un budget prévisionnel de ce nouvel équipement. Sur les personnels, vous en avez parlé, parce que j'allais vous demander si vous comptiez embaucher en extérieur ou recruter au sein des SIS, donc vous y avez répondu, et c'est très bien. Sur la base du volontariat, c'est très bien aussi, puisque le siège étant basé à Corté, comme vous l'avez mentionné, bon, nous verrons ensuite, parce que nous n'avons pas encore le détail de savoir combien de personnels vont travailler dans cet établissement. Donc, sur la base du volontariat, ça permet aussi de stabiliser les agents qui auraient pu être amenés à déménager contre leur gré, mais ce n'est pas le cas. Et c'est très bien. Monsieur le Président, le 1er janvier 2018, les conseils départementaux, en tout cas les entités politiques, ont disparu. 7 ans plus tard, les entités administratives sont toujours là. Je vous ai entendu nous dire qu'il y avait encore des discussions avec les services de l'État et qu'il fallait voir comment on pourrait s'arranger avec l'État pour que le SIS territorial voie le jour. Déjà, il y a une chose qui est sûre et certaine. Il y a 2 préfets en Corse, donc 2 directeurs des opérations de secours. C'est la loi. Pour qu'il n'y ait qu'un seul préfet, il faudrait qu'il y ait un changement de loi. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus d'obstacle pour que le SIS territorial naisse. Je ne crois pas du tout à la bonne entente entre les préfets si demain, par un trou de souris ou de serrure, comme on veut, on nous vendait que, allez, le préfet de Corse du Sud et d'autres Corse vont s'arranger, on verra bien. Je n'y crois pas. Vous avez cité tout à l'heure la gendarmerie, les colonels, on n'est pas du tout sur le même volet. Mais pas du tout. On est sur secours à personne, on est sur de l'incendie. Et vous savez très bien, il y a beaucoup de maires ici dans cette salle, quand ils ont un sinistre, un incendie, donc ils sont eux-mêmes directeurs des opérations de secours. C'est la loi. Par contre, si l'incendie passe sur la commune voisine, c'est le préfet qui prend la main. Voilà. Que va-t-il se passer si demain, un incendie démarre à Bocognane et passe dans le 2B juste derrière? Est-ce que c'est le préfet de Corse du Sud qui va reprendre la main parce qu'il est préfet de Corse? Est-ce que c'est le préfet d'Haute-Corse? Ça ne me semble pas très clair. En tout cas, vis-à-vis de la construction. Parce qu'on n'invente rien. C'est la règle. Donc, j'espère, pour le bien du travail qui a été fait depuis des années, vous l'avez dit tout à l'heure, ce projet part de loin. Il part au moins de 2012. En tout cas, les discussions. Et nous sommes en 2025. 13 ans. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous souhaitons avoir quelques garanties. C'est très important. Sur les fonctions de l'EPISC, bon, depuis 2018, vous aviez l'occasion, je parle du vaisseau mère, la CDC, vous aviez l'occasion
très largement l'occasion de pouvoir entamer des réformes au niveau des groupements de commandes avec la CDC, les CIS, tous les satellites, les agences et offices. Je l'ai fait quand je suis arrivé au département avec le CIS-2A pour les groupements de commandes. Et ça fonctionnait plutôt bien. C'est dommage. Parce que là, je pense que ça nous aurait aussi donné un peu de recul. Donc, vous aviez l'occasion, je pense, de le faire sur le matériel roulant pareil. Il y a des garages aussi, il y a des garages à la CDC, enfin, il y a beaucoup de personnel et d'infrastructures. C'était aussi, je pense, une occasion de faire les choses ensemble. Un point important, vous en avez aussi parlé, mais je préfère le rappeler, c'est l'équité future et actuelle. L'équité entre le Nord et le Sud, l'équité entre les promotions, l'équité dans les investissements, l'équité dans les régimes indemnitaires. Il faudra y veiller pour que tout le monde y trouve son compte. C'est très important. Vous savez très bien que les CIS, ce sont de grandes familles, ils échangent, tout se sait, donc il faudra être vigilant pour que chacun, à défaut d'être gagnant, ne perde rien. Donc on va vous accompagner, Monsieur le Président, dans ce vote, mais avec les réserves que je vous ai formulées. Et j'espère que nous serons tenus régulièrement au courant. Et je note, parce qu'il faut saluer aussi, il est noté dans le rapport que tous les groupes seraient représentés, ce qui ne serait peut-être pas le cas si on prenait en compte les variantes mathématiques du nombre d'élus par groupe. Et je pense que c'est sain que chaque groupe soit représenté dans ce chantier qui est immense. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Non, Monsieur le Président, il n'y a pas autre question parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris et je ne dois pas être le seul d'ailleurs. Donc, on est dans la logique de territorialisation, comme ça a été le cas pour la Chambre de commerce. C'est encore plus valable pour les SDIS parce que le feu n'a pas de frontières. À partir de là, donc on a, si j'ai bien compris, pour le moment, en transition, on garde les deux SDIS, chacun avec un conseil d'administration dont les membres du premier sont suppléants des membres du second réciproquement. C'est bien ça. C'est original. Bon. Ensuite, au milieu, on a l'EPSIC, qui apparemment n'a pas de compétences, sauf en termes de formation, de programmation, je n'ai pas très bien compris. Donc, à partir de là, quels sont les avantages de cette nouvelle structure intermédiaire en termes opérationnels, c'est-à-dire sur le travail de tous les jours, le secours aux personnes, les incendies, tout ce que font les pompiers quotidiennement. Quelle peut être la nouvelle organisation administrative et son efficacité pour gérer tout ça, parce que le SDIS de Corse du Sud et le SDIS de Haute-Corse sont gérés séparément et apparemment ça se passe très bien. Et donc tout ça, pour moi, est un peu flou. Donc j'aimerais un certain nombre de précisions sur qu'est-ce que ça va changer au plan opérationnel, parce que le but, il est là. Le but, il est de faire en sorte que ça fonctionne mieux, si c'est possible, dans le maillage du territoire, dans le secours aux biens et aux personnes, dans la lutte contre les incendies, dans tout ce qui relève du changement climatique et que donc ce que ça implique en termes de moyens nouveaux, d'analyses nouvelles, etc. Donc j'aimerais avoir une réponse à toutes ces questions. Et ensuite, comment se passera la transition avec la phase 2, c'est-à-dire la territorialisation complète? Ce n'est pas une critique, c'est simplement un besoin de réponse. Je vous remercie. Merci. C'est un peu dommage que vous n'ayez pas été présent en commission, parce que cette question relève d'une commission. Mais on y répondra, bien sûr, dans l'hémicycle. Mais Pierre-Paul. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voulais saluer les personnels des 6-2A et 6-2B ici présents. Je dirais les féliciter pour leur investissement de tous les jours, les remercier et leur souhaiter bon courage pour la saison qui s'annonce. Et leur dire que je garde d'excellents souvenirs des moments que j'ai partagés avec eux. Alors,
quand j'ai pris mes fonctions en 2018 au sein du 6-2A, la première des choses qui m'a interpellé a été la différence qu'il existait entre les deux 6, aussi bien au niveau opérationnel qu'au niveau du matériel, des règlements. Et quand vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas savoir qu'il existe de telles différences. Nous avons, avec le président Armanet, commencé à travailler ensemble. Nous avons travaillé, je l'ai dit devant, main dans la main. Nous avons procédé à des groupements de marché. Nous avons travaillé ensemble au niveau du matériel. Et notre ambition était d'aller beaucoup plus loin. Donc le temps étant ce qu'il est, nous n'avons pas eu le temps d'aller plus loin. Mais je me félicite de voir que vous avez pris la suite et que vous avez continué à travailler là-dessus. Ce rapport, je l'ai lu avec attention. Un très bon rapport, aussi bien sur la forme que sur le fond. Les questions, Monsieur le Président de l'exécutif, que je vais vous poser, mon ami et collègue Charles Volimatch vous les a posées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les pistes durent. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait une durée trop longue. Il faut qu'on arrive rapidement à la territorialisation des 2-6. Aujourd'hui, sur le coût, vous nous avez répondu. Moi, ce qui m'interpellait sur le coût, c'était de savoir si on ne créait pas une nouvelle tranche qui allait devenir coûteuse pour la collectivité et pour les communes qui sont les principaux, je dirais, financiers du 6. Donc là-dessus, vous m'avez, comment dirais-je, rassuré, en tout cas en partie. Après, l'existence des deux départements, malheureusement, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Il existe aujourd'hui 2 règlements opérationnels. Comment va-t-on arriver? Alors moi, je ne sais pas, j'espère qu'on va y arriver, mais j'ai quand même là-dessus quelques doutes. Surtout des doutes par rapport à l'État. Est-ce que l'État a la volonté, justement, d'aller plus loin et de faire en sorte qu'on arrive au bout? Je le souhaite, mais je n'en suis pas sûr. Et donc, à ce niveau-là, quels seraient les moyens, à un moment donné, de pouvoir, je dirais, aboutir à cette territorialisation? L'implantation sur le Corté me paraît une bonne chose. Hein. C'est un équilibre géographique. Je pense qu'il convient à beaucoup de monde et à tout le monde. Moi, quand je suis arrivé au 6-2A, j'ai trouvé, et je le dis, une situation très saine que m'avait laissé mon prédécesseur au niveau de tout l'investissement et du matériel. On a progressé, on a essayé d'avancer, on a continué justement dans les constructions de casernes. La présidente Harry, qui était à mes côtés à l'époque, on a travaillé là aussi sereinement et tranquillement. Donc moi, nous allons bien entendu voter ce rapport sans hésitation. Nous allons être à vos côtés en espérant qu'on puisse aboutir. Voilà, merci. Aringa Diaby. Allora, Vero Pietri. Pecore in fronte. Merci Madame la Présidente. Oui, je voudrais juste dire 2 mots également puisque je participe actuellement à ce travail depuis le début de notre mandature de territorialisation et je sais à quel point c'est un travail, une étape importante. Ce rapport donc est vraiment quelque chose, un passage important qui montre la volonté donc d'aller vers cet établissement unique. Nous, bien sûr, nous adhérons à ce projet et nous y participons. Et nous le défendons surtout parce que, pour 2 choses. D'abord pour le fait qu'on recherche bien sûr l'efficacité et ça a été dit avant moi, les fonctionnements des 2-6 étant tellement différents, il y a un besoin d'efficacité surtout dans ce domaine qu'il est nécessaire d'atteindre. On l'a vu pour la catastrophe, je dirais la tempête d'août 2022, il me semble, quand il a fallu une intervention de toutes nos forces, je dirais, du territoire, et que l'harmonisation a marché, mais que bien sûr c'est quelque chose qui demande à être bien sûr optimisé. Donc c'est ce besoin de cohérence, d'harmonisation, de fonctionnement pour ces évolutions climatiques, pour ces nouveaux modes, ces tempêtes et toutes ces catastrophes. Avec bien sûr, donc comme on en a parlé, l'optimisation des budgets, tout ce travail qui est fait. Moi, je salue le travail qui est fait parce qu'il y a une grande volonté de faire participer tous les acteurs concernés, dont nous, bien sûr, les élus. Et j'ai donc participé de manière très agréable à ce travail.
qui n'est pas terminé, bien sûr. Et c'est là où je compléterai un petit peu les propos de mon collègue Paul, parce que, bien sûr, ça crée des inquiétudes. Ça crée des inquiétudes parce que, même s'il n'y a pas harmonisation pour l'instant, il y a 2 SIS qui fonctionnent très bien, bien sûr. Mais il faudra surtout être vigilant sur le fait que cette territorialisation, elle maintienne l'équité, comme on l'a dit, au niveau social, au niveau régime indemnitaire, toutes ces parties techniques, bien sûr, l'équité territoriale aussi, c'est quelque chose de très difficile. Et bien sûr, il faudra qu'on aille vers quelque chose de mieux. Et ce sera bien sûr l'étape qui sera la plus dure. Bien sûr, cette étape, je suppose que cette étape de passage en épisque sera l'occasion de mettre tout ça en place. Donc, c'est de manière très optimiste, moi, que je prends cette étape et que, bien sûr, j'y participerai bien volontiers. Il y a aussi une autre chose que nous défendons dans cette démarche, c'est le côté donner une identité, notre identité, hein, j'en parle à chaque réunion de travail. Cet établissement devra apporter nos valeurs, devra bien représenter notre terre, notre peuple et donc son identité, et ça fait partie du travail qui est engagé. Voilà, merci. A ringraziarvi. Altre domande di parola? Jacinthe Vanni. A ringraziarvi, Monsieur le Président. Donc, bien entendu, je me réjouis de pouvoir intervenir sur un dossier qui concerne les services d'incendie et de secours. Saluer les collègues et amis du 6-2A et du 6-2B. Souligner aussi l'implication vraiment du groupe de travail territorialisation, souligner l'engagement de tous les sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires, professionnels ou PATS. Ça a été une belle aventure. Les inquiétudes ne sont pas toutes levées, certes, mais j'ai envie de dire, pour moi, il n'y a pas de pompiers du 2B ou du 2A, il n'y a que des pompiers de Corse, dont je fais partie. Mais c'est ça qui est important. Et on raisonne déjà dans notre signalétique spingivo rigor. Donc ça, c'est déjà un pas pour s'identifier. Après, les inquiétudes, on peut les comprendre. Est-ce que le 2A va absorber le 2B? Est-ce que le 2B va absorber le 2A? Bon. Je pense que c'est des inquiétudes légitimes, mais on n'est pas, vous savez qu'on n'est pas ni la présidente, ni moi, ni les fonctionnaires que vous êtes, ni les pompiers que vous êtes, ni les administratifs que vous êtes dans cet état d'esprit-là. On est dans l'état d'esprit de la construction. On est dans l'état d'esprit de construire sans se précipiter. On est dans l'état d'esprit de se rapprocher. On est dans l'état d'esprit d'être complémentaire et d'être plus fort. C'est celui-là l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire quoi les cadets au chef, ou si c'est un du 2A, si c'est un du 2B, quoi les cadets au président. Nous, sur la gouvernance, ça a été très vite fait. Elle sera tournante et j'ai prouvé par le passé que je pouvais même construire des établissements où je ne suis plus président. Donc là-dessus, je pense que les choses, elles sont quand même... Ce qui aurait pu bloquer à un moment donné, ce n'est qu'une formalité. On arrive aujourd'hui à construire, et je vous l'ai dit en réunion, l'établissement de vos rêves, l'établissement que vous voulez pour la Corse. Et ça, quand on a l'occasion de construire quelque chose, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Il faut aller, il faut construire, il faut travailler, il faut être force de proposition. Il ne faut pas penser qu'on ne va pas y arriver. Moi, je suis sûr qu'on va fusionner en 2028, j'en suis certain. L'État, vous savez, il nous fait confiance pour construire cet établissement transitoire. Julien Marion, c'est 2 places à Bastia, avec les préfets. Nous avons un signe et dit au président du conseil exécutif, je vous fais confiance. Et il nous dit à la présidente et à moi, je m'étais engagé à tenir mes engagements, puisque je l'avais rencontré, on l'avait rencontré, nous avait dit, oui, vous parlez, mais bon, ça ne se fera jamais. Il est venu en personne et nous a dit, oui, on fera l'établissement transitoire. S'il y a évolution institutionnelle, il y aura fusion sans aucun problème. Et même s'il n'y a pas évolution institutionnelle, il peut y avoir fusion sur décret. Ça, c'est important. L'opérationnel,
Il ne faut pas se cacher. Bon, même si ce n'est pas trop ma spécialité, c'est les compétences des préfets, des directeurs. Mais on a eu un exemple concret, pas plus tard que l'autre jour, un feu à Solar, à la frontière entre le 2A et le 2B. Est-ce qu'on s'est posé une minute la question, puisque je vois des gens qui étaient en responsabilité opérationnelle, de savoir si on allait mutualiser nos moyens? On y est allé même sans l'autorisation de la zone. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, vous le savez, ancien président, c'est qu'on est obligé de demander à la zone si on peut aller renforcer le 2A ou le 2B. Nous, on s'est passé de ces formalités. On y a été, on a travaillé ensemble, et je ne pense pas que ça a choqué les préfets. Tout le monde a joué le jeu. Le 2A a mis son hélico, on a mis nos hommes, il y avait 150 personnes sur le chantier. Et quand on parle de coûts, sachez que ça coûte 20 000 € par jour, hors hélico. Donc après, il faut dire les choses, et on parlera demain, ça rejoindra le débat de demain sur la Chambre générale des comptes. Sur les coûts de la Chambre générale des comptes, c'est simple. Il n'y a plus de centre dans le rural. Il n'y a plus de centre dans le rural. Il n'y a plus Galais, il n'y a plus La Porte, il n'y a plus Lourdes, il n'y a plus Antizante. Je parle que du Nord, et Véro parlera du Sud. C'est ça qu'on veut pour la Corse. Tant que je serai président, ça n'arrivera pas. Hein. C'est ça qu'on veut pour la Corse, c'est-à-dire qu'on n'a plus de rural. Et là, c'est sûr qu'on fera des économies, Monsieur le Président, de l'ordre de 2 ou 3 millions d'euros. Hein. Il y a 20 centres, et je parle sous le contrôle de Pierre Guidon et de Guermanet qui connaissent bien, on peut réduire. Hein. C'est une volonté politique. On a fait tout le contraire. Guermanet a validé le centre de Galérie, très rapidement. On l'a construit, on a fait la Porte, on en fera d'autres. Véronique Arrigue a pris des engagements, vous l'avez vu dans la presse, elle s'en expliquera très fort. Oui, on veut que le rural vive. Oui, on veut qu'il y ait des services publics. Oui, on veut y investir. Pour maintenir la vie. Oui, c'est notre choix politique, on l'assume, Monsieur le Président. On l'assume ensemble. Ça coûte un peu d'argent. Mais est-ce que ça a un prix, une vie dans le rural? Ça n'a pas de prix, comme ailleurs. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour vraiment poser un petit peu le problème. S'agissant de l'établissement public, je laisserai, bien entendu, le Président répondre à un certain nombre de questions. Juste quelques petites précisions. L'établissement, aujourd'hui, sera positionné à Corti, où on a des locaux, où je remercie l'Università di Corsica pour son partenariat fort. On va avoir non seulement un centre de formation euro-méditerranéen, les PISC et tout ce qui se rapporte autour de la sécurité civile et des risques majeurs, avec des jeunes, avec l'università, avec ce pôle aujourd'hui. Tutto sta affare che è importantissimo per noi e tutti i mezzi come mettiamo una formazione. È una nostra scuola, di una ricchezza. È una scuola dove vanno agli anticontinenti a formarsi. È gli ufficiali, per me, i più buoni d'Europa. Et n'avez-vous mica risa, puisqu'il y a des gens qui sont FDF5, formateurs FDF5, qui vont former à Valabre, qui vont former au Liban, qui vont former au Mexique, je pense, et au Brésil. Donc je pense qu'il ne peut pas avoir de complexe. Vous êtes aujourd'hui une richesse, un savoir-faire qui nous est envié. Notre école nous est enviée, nos formateurs nous ont enviés, nos projets européens nous ont enviés. On est aujourd'hui le seul CIS d'Europe à expérimenter un drone bombardier d'eau qui sera présenté le 3 juillet à Corti. C'est pas rien, avec des projets européens, avec la collectivité, con l'università et con altri paesi. Donc il y a une ricchezza, il y a un savoir-faire. Et si on arrive aujourd'hui à avoir ce CIS territorial, et je suis sûr qu'on y arrivera, ça sera une avancée considérable per la Corsica, per i nostri giovani, per quelli che possono essere oggi in responsabilità. Perché ce la sapete che tutti i nostri capi macchia sono fermi mica qui, baneranno da stro. Et si on ne crée pas les voies et les moyens de pouvoir faire accéder à un certain nombre de personnes aux responsabilités, nos jeunes, des moins jeunes, mais des gens qui ont des compétences, on créera des outils pour que ce soit des gens d'ailleurs qui viennent prendre la responsabilité. Ça aussi, c'est une réflexion à avoir. Et on a un petit peu réfléchi,
et on peut là aussi évoluer sur un certain nombre de choses. Donc je ne veux pas être plus long. Juste a ringraziare a tutti. Ce n'est pas la réussite de deux présidents, aussi brillants soient-ils, ou des anciens présidents. C'est une réussite collettive di Aosta riescita, a tutti e a tutte. E a sapere, per conto mio, vi faccio confianza, di una viertà d'avevi accumulato. Vous le savez, les journées sont longues, je suis très exigeant, avec moi-même d'abord et avec tous mes collaborateurs. Et je pense que ce qu'on a fait en 4 ans, avec des moyens considérables, et je pense que c'est ce que nous envie Pierre Guidoni. Pierre Guidoni a une expression, il dit sangue di ebbe non si ne può cacciare. Dunque, Obe, ti voglio ringraziare e a Catti Cognetti e a Osowabu Inu, che è vicepresidente, e a tutti quelli che sono in consiglio di amministrazione, e abbiamo fatto un lavoro veramente. Quand Guy Armanet est arrivé au 6-2B, c'était une autre configuration du 6-2A, il n'y avait plus de matériel roulant. Louis Pozzudiborgo est bien placé pour le savoir, puisque quelquefois il y avait des palettes comme fauteuils. Suite à l'incendie, le grand incendie de 2017, décembre 2017, nous avons vu nos limites et le 6-2A était venu nous aider avec du matériel flambant neuf. Et Guy Armanet, je pense, avait fait un plan d'investissement à l'époque où il avait commandé plus de 20 camions feux de forêt. Le premier acte, ça a été celui-là, avec un service d'incendie et de secours, Pierre, qui avait du mal et qui avait même vendu son siège social pour faire les travaux. Qui avait vendu son siège social pour se retrouver à le louer 650 000 € par an pour un prix total en le rachetant qui nous a fait économiser 12 millions d'euros. Ce n'est pas rien d'en arriver là. C'était la fin. C'était un risque pour les biens et les personnes. Alors, moi, vous savez, j'ai plus l'habitude de travailler que de dire. Mais aujourd'hui, je vais dire juste 2 choses. Et je ne vais pas le dire pour moi. Je vais le dire pour toutes les équipes qui travaillent à mes côtés au quotidien. On a construit, on a modernisé, on a refait des organigrammes avec Verrou, des organigrammes qui sont identiques. On a fait des GPEC. On sait aujourd'hui qui va partir à la retraite, quand, combien de personnes on peut recruter. On sait aujourd'hui combien ça nous coûte, Monsieur le Président, avec zéro d'augmentation cette année. On sait aujourd'hui où on va. Et je remercie Audrey et la DGA d'Audrey et tous ceux qui sont à nos côtés au quotidien. Je pense que ce qui a été fait, Monsieur le Président, c'est une fierté pour la Corse. C'est une fierté pour vous. Vous nous avez fait confiance et je pense qu'on a montré que vous pouvez nous faire confiance. Mais ce n'est pas Sainte-Val qu'il faut remercier aujourd'hui. Soelli. A ringraziamo a tutti e vi direte che le PISC sarà domani un nostro servizio di insieme di soccorso di Agursica. Allora, Pierre Gionga. Vi ringrazio, Madame la Presidente. 2 parole, è difficile parlare dopo a Jacente, ma di Abroa. In 85, 1900, era dottore di pompieri Wastia sotto il comandamento di Henri Campana e tanto i centri erano gestiti dai comuni. C'era poco mezzo e c'era un pericolo anche intervenne. Dunque c'è stata la departamentalizzazione che è stato un passo maggiore per la professionalizzazione e per tutti i nostri pompieri. E dopo sono state elette Consiglio Generale dei sempre militato per la creazione di un servizio regionale, territoriale piuttosto, e sono felice che oggi ci sia il primo piano con la creazione di questo stabilimento. E tutte le questioni che sento qui, per quelli che sono appena appresi, la Giuntesi quando si è passato dal comune al dipartimento, e lo stato di chi è stato un bel questa trasformazione. E sono sicuro che la territorializzazione sarà un bene ancora più forte. Per il comandamento operazionale, ad aggiustare l'ultima parola, penso che se l'UG
un Stato di autonomia, non ci sarà più 2 prefetti in Corsica, non ci sarà più un commissario della Repubblica. Ecco, basta, so che un bicchiere di mica di loro, dopo 4 ore si comincia les envolées lyriques. Allora, qual è chi vuole parlare di noi in questo soggetto? Josefa Giacometti. Bien ringrazio. Quelques mots, bien sûr, pour dire que l'objectif que nous voulons tous atteindre, visiblement, au regard des interventions que je viens d'entendre et qui m'ont précédé, celui de la territorialisation, bien sûr, nous y aspirons tous et nous souhaitons qu'il y ait un service d'incendie et de secours, pour le dire de manière un peu triviale, puisque ça va bien au-delà, à l'échelle de la Corse dans les années à venir. Pour qu'on réussisse l'objectif, il faut garantir les étapes et la réussite de chaque étape pour être en capacité de faire la bonne démonstration. D'abord, je m'associerai également à l'hommage qui a été rendu sur le travail qui a été mené par l'ensemble de ceux qui y ont concouru, bien évidemment, et on voit que les choses avancent. Donc, moi, les questionnements, ils se situeront non pas sous l'aspect de critique, vous l'aurez compris, mais sous un aspect voulant concourir à la réussite de l'objectif. Bien évidemment, on ne peut que se féliciter de la volonté de situer à Corté cet outil de gestion stratégique pour différentes raisons. Vous les avez évoquées à terme, mais cette localisation, elle demandera de l'harmonisation, des questions de mobilité. Elle soulève donc de fait des inquiétudes également au niveau social qu'il faudra savoir lever et dépasser. Elle demande aussi une harmonisation, mais je pense que ça ne peut être aussi que positif, sur la façon de l'efficience et l'efficacité et l'harmonisation entre les 6.2a et 6.2b. Mais le travail a déjà été entamé et il doit être poursuivi. Ça ne doit pas être conçu comme un obstacle, mais bien au contraire, comme en dynamique, et non pas comme des éléments de blocage. Donc lever les obstacles en termes techniques, en termes pratiques, en termes sociaux, en termes budgétaires, parce qu'il ne faudrait pas, et ça a été notamment, je l'ai vu également soulevé par l'avis du CESEC, il ne faudrait pas qu'une entité administrative vienne à terme rigidifier l'opérationnalité et les fonctionnements et la mise en œuvre stratégique de cette territorialisation. Donc ça aussi, il faudra clarifier les fonctionnements à ce niveau-là. Parce qu'il faudra au contraire que ce soit un outil qui concourt à la réussite de la territorialisation et non pas un outil qui vienne la freiner. Il faudra aussi que l'on puisse maintenir, et ça a été dit plusieurs fois, et c'est pour ça qu'il y aura des enjeux budgétaires dans les années à venir qui vont très certainement dépasser même le cadre de cette discussion et ce que nous pouvons d'ores et déjà imaginer pour maintenir des unités dans le rural, bien évidemment, in i territori montagnoli, parce que moi le rural me fatigue à peine, cette expression, donc in i nostri territori montagnoli, e di sicuro recuperare qui ci voleva di noi, perché c'è d'importanza. Ci voleva di noi, l'avete detto, che la localizzazione in Corti era per la formazione e per la ricerca. E di sicuro che l'anno a bene, a Corsica avrà un doppio ruolo a giocare. Abbiamo le risorse umane che lavorano di dia, penso ai progetti portati dall'Università di Corsica, di dia in coordinazione con i servizi di incendio e di soccorso. È terminato quelli non più morti, ovviamente radio progetto Goliath in noi. Abbiamo da diventare, le sfide saranno maggiori per la Corsica,
perché chi risighiamo incendi, maiotti, amati, megafeu, spero che non ci diremo mica, ma ci sarà un bisogno di ricerca sul livello GUI e ci sarà un bisogno di d'armonizzazione nanta i mezzi a livello europeo e mediterraneo, che veramente so di brimura per riuscire una gestione di l'incendio. Qualche anno fa c'erano di noi, e con Piera Dubequi, c'erano un progetto e una olio, se il cinema un giorno di Solinzare, e si può sperare che lo diventi un centro di noi di gestione di l'incendio in coordinazione con quelli di Gorti in materia di ricerca e di messa e di operazionalità di Geradio. Ringraziabi. Altre domande di parola? Pierre Guidoni. Merci Madame la Présidente. Donc, j'ai été président du SDIS en 2010 et bien entendu, pour moi, ça fait partie de ma plus belle expérience que j'ai depuis que je fais de la politique, parce que j'ai retrouvé et j'ai trouvé au sein de cette famille une humanité vraiment exceptionnelle. Je remercie le personnel du SDIS, que j'en connais quelques-uns là depuis quelques années, Monsieur le directeur de Haute-Corse, etc., pour leur travail, leur sérieux et leur investissement, parce que c'est quand même très important. Je suis confiant pour l'avenir, parce qu'en 2012, on avait fait la première réunion ici, à la collectivité de Corse, avec Paul Jacobi. Tout à l'heure, mon ami Charles a parlé des gens qui ont marqué la Corse du Sud, il a oublié un peu la Haute-Corse. Je citerai personne parce que je risquerais d'en oublier. On n'est pas là pour faire des louanges avec les présidents qui nous ont succédé, parce que nous ne sommes que de passage, les présidents, bien entendu. L'important, c'est qu'on marque notre pierre à l'édifice et qu'on aille de l'avant. Le SDIS, ce n'est pas que les incendies, c'est surtout le secours, avec la désertification médicale que nous avons partout. Et aujourd'hui, si les pompiers, malheureusement, ne sont plus sur le terrain, le rural va s'éteindre complètement. Et là, disons que je reconnais que vous avez mis les moyens pour que finalement, on ne subisse pas ce genre de problème. Sinon, il est certain que les problèmes des préfets pour l'avenir, pour ceci, cela, je pense que ça va être gommé vite fait, bien fait. En tant que maire depuis 25 ans, qui malheureusement, j'ai subi de gros incendies sur ma commune, avec 18 000 hectares de surface. C'est plus facile de mettre le feu à Calenzane qu'à Algagiola, mais je veux dire par là que je suis solidaire de cette démarche. Bien entendu, comme l'a dit Charles, nous allons voter pour, avec certaines inquiétudes que nous avons, mais l'important, ce qui me fait plaisir, c'est que tout le monde va aller de l'avant, on va travailler tous ensemble et il faudrait qu'on travaille sur tous les points de vue, tous ensemble, pour que notre Corse de demain puisse prospérer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le conseiller. D'autres interventions? Paul Félix Benedetti, pour Corinne Fronte. Moi, je vais sur le fond. Les membres du groupe se sont exprimés et ont donné une position qui, je pense, va dans un esprit global. Par contre, moi, je voudrais vous parler de la gouvernance. Vous faites une proposition à 2 × 5 pour les représentants de l'Assemblée de Corse. Moi, je vous mets quand même en garde sur l'arithmétique et la réalité de la politique. Aujourd'hui, il y a 8 représentants, il me semble, de l'Assemblée de Corse dans chaque SDIS. Ça veut dire qu'on va en dégager 3 dans chacun des SDIS. Je représente un petit groupe qui, dans des proportionnalités dans ces quantums-là, n'y est jamais, sauf s'il y a des consensus. Et je ne pense pas qu'on soit dans un esprit de concorde en ce moment, collectivement. Donc je voudrais qu'on remonte à 8-8, que chaque membre qui est aujourd'hui élu collectivité territoriale dans la SNIS remonte dans la coquille supérieure. Sinon, ça pourra poser des problèmes. En tout cas, je vous demande de regarder cette petite chose de plus près.
D'autres interventions? Oui, Madame la Présidente du 6, 2A. Merci Madame la Présidente. C'est compliqué de passer après mon collègue Hyacinthe Vagne. Hein. Et ami. Permettez-moi tout d'abord également à remercier les différents présidents qui se sont succédés dans les 2 services d'incendie et de secours, mais également remercier les élus qui ont pu siéger mais qui siègent actuellement. Je vais remercier également les services de la collectivité de Corse, puisque depuis 2018, le dialogue est très bon, fluide. Tout ce qui a pu se faire au sein des différents services d'incendie et de secours, j'insiste, c'est bien grâce au financement, que ce soit en fonctionnement ou en investissement de la collectivité de Corse. Nous avons pu élaborer une convention d'objectifs et de moyens. Nous avons pu également élaborer un plan pluriannuel d'investissement. Remercier également l'équipe projet qui travaille donc sur ce service d'incendie et de secours unique, service d'incendie et de secours de Corse, depuis maintenant 4 ans. Sans refaire l'historique de ce qui a pu être fait ou ce qui est fait dans les différents établissements, Monsieur le Président de l'exécutif, oui, depuis 2018, vous avez parlé de cette territorialisation, de cet établissement unique. Alors j'ai entendu par ma collègue Josepha, il ne faut pas brûler les étapes, c'est vrai, mais j'ai entendu aussi depuis quelques jours Era ora. Voilà, il était temps que ça se crée. Non, pas vous, pas vous. Tout à fait. C'est tout simplement pour rebondir et pour dire que effectivement depuis 2018, il y a différents travaux qui ont été initiés sur de la mutualisation et de l'harmonisation, qu'il a fallu aller petit pas par petit pas, travailler avec l'humain, prendre en compte les différents écarts, qu'ils soient structurels ou opérationnels, que depuis 2021, au sein de ce groupe projet, où bien évidemment, et je m'en excuse, j'ai oublié de parler des agents techniques, des agents administratifs, mais également des différents syndicats qui ont vraiment été partie prenante dans tout ce travail. Nous nous sommes mesurés, nous nous sommes évalués, et la création de cet EPISC n'est qu'une période transitoire. Cet établissement nous est permis dans un cadre réglementaire et doit nous permettre de rebondir et de travailler en parallèle de différentes harmonisations, vous l'avez cité, Monsieur le Président, dans des blocs de compétences bien précis, mais il doit nous permettre également de continuer les discussions avec l'État pour faire comprendre que ce qu'on veut et ce qui est nécessaire, c'est bien cet établissement d'incendie et de secours unique en Corse. Donc, je vais pas être beaucoup plus longue. Merci encore une fois à vous. Le travail continue et ne fait que commencer pour réussir à vraiment formaliser cette harmonisation. Je terminerai simplement en disant que je ne doute pas que ce rapport va être voté à l'unanimité dans l'intérêt des Corses et pour la Corse. Je vous remercie. Ringraziabi. Saverio Luciani,
Merci, Présidente. Moi, je réitère tout ce qu'ont dit mes collègues à propos des travaux et surtout de saluer, bien entendu, les gens qui sont là tous les jours pour porter secours à ce pays. Moi, je voudrais sortir un peu de la perspective, je dirais, administrative qui est... Et c'est de construction patiente. J'ai bien écouté le président Vannes qui s'est impliqué de manière furieuse dans tout ça depuis des années. Il y a forcément ce besoin à un moment donné d'unifier. C'est le vieux rêve des nationalistes, ça. La Corse est une et indivisible. C'est bien connu, y compris donc en matière de secours et d'organisation de secours. Mais parce qu'il n'y a pas de frontières. Tout à l'heure, on parlait de 2A2B. Moi, 2A2B, ça me... Je ne sais pas, je crois qu'on est tous allergiques bientôt à ces plaques de ZADB. Je crois qu'il n'y a plus besoin d'en parler. La transition, bien sûr, il va falloir la gérer avec ce des ADB, mais en espérant un jour ou l'autre gommer les frontières, parce que le feu, le danger n'a pas de frontières, surtout dans ce pays. Et les frontières, en plus de ça, elles ne sont pas que terrestres, elles sont aussi maritimes. La Corse est toujours, pour l'instant, une île entourée d'eau. Moi, je voudrais quand même dire deux choses par rapport justement à la tutelle des préfets qui sont aujourd'hui, donc quand on parle de gouvernance, quelque chose qu'il va falloir qu'on pose de manière politique et éminemment politique. Surtout si on se situe dans une perspective d'évolution institutionnelle. Alors moi, je ne rêve pas ni à l'indépendance ni à l'autonomie, je rêve à un moment donné à ce qu'on ait la souveraineté dans la décision, et se retrouver, bien entendu, avec justement une construction qui permette, non pas de piéger, même si je sais que ce n'est pas l'objectif, mais d'avoir la possibilité, parce qu'on est quand même les bailleurs de fonds, en grande partie avec les communes, et que quand vous êtes les bailleurs de fonds, c'est un peu comme les collèges et les lycées, que vous ayez votre mot à dire, et pas simplement mettre le doigt sur la couture. Moi, je voudrais dire autre chose, Madame la Présidente, comme le siège sera installé à Corté, on a prêté l'université. Ça implique bien entendu une collaboration avec la recherche. Moi, je vais quand même vous dire que ce qui m'a passionné pendant des années, c'était aussi cette adaptation au changement climatique. Ce pays, regardez la Grèce aujourd'hui, regardez le Portugal, regardez la Méditerranée, elle flambe tous les ans. Elle flambe et ce qu'on voit aujourd'hui, comme dirait un de mes grands-oncles, aussi bon qu'à bel doute. On va voir pire que ça. Les événements climatiques extrêmes vont se multiplier en mer et sur terre. Et il va falloir donc, au-delà de la construction, de l'unification en quelque sorte de nos secours et donc des services, il va falloir qu'on mette le paquet, passez-moi l'expression, sur des moyens financiers pour les équipements et surtout pour anticiper et essayer de répondre au mieux, même si des fois c'est imparable, à ce qui peut se passer. Et bien entendu, alors, je pourrais parler aussi de la collaboration méditerranéenne. Vous en avez parlé, vous la première, avec les Sardes par exemple, ou les régions limitrophes, ça semble évident. Et surtout, je crois qu'il va falloir aussi qu'on gère les 1040 km de côte. Il y a quand même là aussi beaucoup de choses à dire. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, il manquait une vedette, je crois, sur Calvi. Donc on ne peut pas se permettre, à un moment donné, de se retrouver avec des interrogations sur des sujets qui sont relativement sensibles. J'ajoute aussi que la Corse étant quand même un territoire touristique, ça veut dire que, bien sûr que moi je suis de ceux qui disent que le rural a besoin, bien sûr, d'un regard très particulier et même dynamique, mais il va y avoir aussi besoin de gérer une population qui est multipliée par 3 ou 4 en été, et ça aussi, ça va nous compliquer aussi les choses. Donc l'idée, c'est de dire qu'au-delà d'une construction patiente qui se trouve sur de bons rails, il va falloir qu'on passe déjà à notre étape, celle de la recherche, des moyens supplémentaires, et bien entendu de la transversalité qui va être obligatoire, notamment quand on cherche une mort d'incendie dans un village et qu'il y a un incendie, qu'on n'a pas d'eau et qu'on cherche à remplir la citerne à côté. C'est arrivé. Donc là aussi, l'aménagement du territoire est aussi une réflexion à poser sur la table de cette construction. Merci. Ringrazio. Altre domande di parola? Dani Antonini. Ringrazio. Questo rapporto che propone l'accoppio di due servizi
di incendio e di soccorso di Ubumonte e di Cismonte è una tappa maggiore per rinforzare la sicurezza, l'unità et la cohésion de notre territoire. À l'aube de cette phase structurante pour la sécurité de nos concitoyens, nous avons un devoir clair de rigueur, de proximité et d'efficacité. Alors, commençons par nous poser la question de l'intérêt de la création de cette épisque. Dans un premier temps, il est évident qu'il va renforcer la cohérence de l'organisation de la Corse avec sa réalité insulaire, unique, qui justifie une réponse unifiée. Il aura ainsi à coordonner les moyens humains, matériels et financiers, tout en assurant une couverture homogène du territoire. Ensuite, il va améliorer la qualité de service par l'harmonisation des procédures, des normes et des pratiques professionnelles. Nous pourrons ainsi garantir un niveau de service équivalent partout, tout en respectant les particularismes géographiques. Enfin, il va optimiser les ressources financières avec une mutualisation des achats, une réduction des redondances administratives et une meilleure gestion budgétaire qui permettront d'investir là où les besoins sont les plus forts. Équipement, formation, véhicules, infrastructures. Quant aux garanties apportées, elles sont multiples, avec une proximité territoriale, avec le maintien de l'emploi, avec une concertation et une gouvernance locale. Le futur épisque sera doté d'un conseil d'administration associant des élus de chaque collectivité locale. La participation des communes, des communautés de communes, mais aussi des syndicats intercommunaux est assurée dès la genèse de ce projet. Et que dire des avantages attendus qui ne sont pas négligeables grâce à une réactivité accrue. Une chaîne de commandement unique permettra des décisions plus rapides en situation de crise, une meilleure coordination entre les différents centres et services, un renforcement de la formation et surtout une simplification administrative. Un interlocuteur unique pouvant faciliter les échanges avec la collectivité de Corse, l'État, les services de santé, les partenaires privés ou associatifs. Siamo convinti che questo progetto traduce la nostra volontà tremenda di costruire una Corsica più forte, più solidaria e più autonoma, capace di proteggere i corsi con servizi pubblici di qualità e di prossimità. Per compiere di radio che la creazione di l'EPISC è un passo decisivo per la sicurezza civile di Corsica. È ambizioso ma pienamente giustificato. Più efficacità, più reattività, più sapeva, senza scordarsi di prossimità. La nostra maggiorità ha avuto, ben sicuro, approdo di questo rapporto, posto che non abbiamo dubito che le garanzie presentate saranno rispettate e che la dinamica di seguito e di consultazione sarà durevole. E così questa riforma sarà una riuscita per la Corsica, per ognuno di esso comune e per il suo popolo. La ringraziare. Altre domande di parola? No? Dunque, direi due parole veramente en furia. D'abord, je voudrais féliciter le Conseil exécutif pour ce rapport, féliciter aussi remercier les deux présidents de SIS, avoir une pensée pour les anciens présidents, et puis, bien évidemment, féliciter et remercier les personnels des deux SIS, d'abord pour les actions quotidiennes qu'ils mènent, j'ai pu le constater par moi-même, mais aussi pour la maturité dont ils ont fait preuve au regard de cet enjeu de territorialisation. Cette territorialisation et ce rapprochement qui se fera étape après étape, bien évidemment sans brusquer personne, est une exigence. Ça va dans le sens de l'histoire, une exigence géographique, une exigence opérationnelle, une exigence au regard des défis à relever en matière environnementale aussi et en matière d'occupation du territoire. Juste un mot aussi pour vous dire que les services de l'État eux-mêmes aujourd'hui concernant la bidépartementalisation en reviennent pour des raisons à la fois et opérationnelles et budgétaires. On le constate pas uniquement dans le domaine de la sécurité, bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. Et en off, très souvent, les fonctionnaires
de l'État, effectivement, font valoir la nécessité de fusion des services parce qu'il y a un niveau de coordination trop grand à mettre en œuvre. Donc, il y a des déséconomies qui apparaissent et des difficultés qui apparaissent. Donc, tout cela va dans le sens de l'histoire. Merci beaucoup à tous ceux qui contribuent et merci aussi de votre engagement au quotidien auprès de tous les Corses. Ringraziabi. Monsieur le Président, vous avez la parole. Rapidement, merci Madame la Présidente. Je ne vais pas répondre à tout le monde de façon exhaustive. Merci à toutes et à tous pour vos interventions. Peut-être d'abord répondre à Paul Quastal pour essayer d'être plus clair que je ne l'ai été. Donc, effectivement, je prends un exemple. Sur la fonction support finance, aujourd'hui, il y a des différences dans la façon de gérer, dans les plans d'investissement, dans les critères de calcul des contributions des communes et des EPCI. Que va faire dans ce domaine l'EPISC? Il va travailler pour aller vers une harmonisation qui est une condition sine qua non de la territorialisation demain. Si les choses sont suffisamment mûres, l'EPISC prendra une délibération qui n'est que consultative et avant même la création du SIS territorial, les SIS 2A et 2B, qui restent décisionnaires, eh bien, pourront décider de reprendre par voie de délibération propre au 6.2a et 6.2b les propositions d'harmonisation qui auront été faites par l'EPISC. Donc c'est un exemple, on pourrait le prendre dans d'autres domaines, comme ceux par exemple des ressources humaines ou de la gestion du patrimoine, des constructions, de la santé et des soins médicaux. Donc voilà, c'est un transfert à un établissement public qui doit travailler à l'harmonisation dans un certain nombre de domaines, et ces domaines sont tous ceux qui sont indispensables à la création future du SIS territorial. Et la loi nous permet de le faire, notamment parce qu'il y a un alinéa générique qui dit que l'EPISC, donc les EPIDIS et donc l'EPISC sont compétents pour la réalisation d'études et de recherches. Sur le fondement de cet alinéa, on s'est mis d'accord, notamment avec la Direction générale de la sécurité civile et M. Marion, pour que l'EPISC puisse travailler là-dessus. Premièrement. Deuxième remarque, vers Paul Félix Benedetti. Je pense qu'on va travailler dans le même état d'esprit que celui qui a présidé aux travaux préparatoires. Donc on reste à 5 pour des raisons de souplesse, de légèreté et le fait que ce n'est pas décisionnel, mais bien sûr votre groupe sera représenté dans ces 5-là. Bon. Et de la même façon, si demain il y a une volonté de participer, eh bien on élargira, étant précisé, c'est important là aussi, que in fine, je viens de le dire, ce sont les 6 2A et 2B et leur conseil d'administration qui restent décisionnels, in fine, y compris sur la proposition faite par l'EPISC en termes de délibération et donc de proposition. Donc je crois qu'on est dans un état d'esprit qui a démontré, notamment à travers les interventions, que c'est ce chemin qu'il faut prendre. Me tournant vers ceux qui ont manifesté des inquiétudes, les inquiétudes, ou en tout cas les interrogations, ou mieux encore, la conscience partagée qu'il y a encore des points sur lesquels il faut discuter, réfléchir et faire partager, je crois que c'est un sentiment général et qui est légitime. Ceci étant, il ne peut pas nous détourner, et ce n'est pas l'esprit, me semble-t-il, de vos interventions, de l'objectif qui est poursuivi. Au-delà des textes, des pratiques, des trajectoires institutionnelles, il y a aussi la matière humaine, les femmes et les hommes, et la façon dont les 6, 2A et 2B se sont construits. Et ils se sont construits aussi à travers un socle commun, mais également des trajectoires qui, à un moment donné, dans tel ou tel domaine, ont été différentes. Et donc, je crois que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et ce qu'aura à poursuivre et à renforcer l'EPISC, c'est bien de tenir compte de ces inquiétudes, des situations telles qu'elles existent, et de trouver les bons points d'équilibre. Et je dirais, si je devais transposer avec ce qu'on a fait pour la fusion des 3 collectivités,
même si la comparaison n'est pas idéale, mais c'est un peu comme si nous, on a fait des groupes de travail à l'époque. Bon, les groupes de travail, là, ils ont eu lieu. C'est comme si, pour créer la nouvelle collectivité de Corse, on avait eu le temps et les moyens de créer une instance dans laquelle auraient été représentés les élus et les personnels des 3 collectivités appelées à fusionner, qui, pendant 1 an ou 2 ans, auraient travaillé sur les différentes fonctions support en proposant aux 3 collectivités qui auraient vécu encore pendant 2 ans, voilà comment on va faire, qu'est-ce que vous en pensez? Et je pense que ça aurait peut-être été préférable en termes de construction patiente et partagée. Donc voilà la perspective qui est proposée, c'est celle-là. Je crois qu'on a entendu, je vais terminer me tournant en remerciant bien sûr les anciens présidents de SIS, saluant amicalement José Rossi, qui peut-être nous écoute, ayant une pensée, et ce n'est pas seulement une politesse protocolaire en ce qui me concerne, une pensée forte pour Toussaint Lougiani, dont on sait tout ce qu'il a apporté au 6-2A, mais également à la Corse de façon générale. Et puis aussi, comme l'a dit Pierre, à toutes celles et tous ceux que nous n'avons pas cités, parce que nous risquerions d'en oublier, mais je l'ai dit, c'est un travail, je veux dire, et c'est une trajectoire qui s'inscrit sur des décennies. Mais pour terminer, m'adressant à Saverio Lougiani, bien sûr que ce travail de construction aujourd'hui de l'EPISC et demain du service territorial doit s'inscrire dans une perspective plus large. À cet égard, 2 remarques. Premièrement, on va parler demain de l'organigramme. Vous avez peut-être vu qu'il y a des délégations générales un peu transversales qui sont prévues pour être rattachées directement au directeur général des services et pour avoir des espèces de task force, indépendamment des DGA, sur des problèmes qui sont des problèmes stratégiques ou des questions stratégiques. Il y a notamment cette question des transitions, et notamment de la transition écologique, réchauffement climatique, et donc aussi sécurité civile, etc. Et il y a également la langue intégrée dans le rapport de la Corse au monde, ce qui est aussi, me semble-t-il, mais on en parlera tout à l'heure, une des attentes et une des demandes, qui était de dire de ne pas laisser la langue corse intégrée comme une simple dimension de la culture, du patrimoine et des politiques publiques. La volonté, c'est bien de faire que la langue corse, à travers ce positionnement dans l'organigramme, soit réinscrite dans notre identité collective, dans notre rapport au monde, dans notre rapport à l'environnement européen et méditerranéen, et montrer aussi que la langue corse a vocation à irriguer l'ensemble des politiques publiques de la collectivité de Corse. Ça, c'est pour la langue. C'est la même chose pour la transition, les transitions, notamment la transition écologique, lutte contre le réchauffement climatique. Ce rapport, il vient après les rapports, notamment sur les programmes MedStar, et il vient rappeler le rôle central des 6-2A, 2B et demain du 6 territorial, mais les 6 eux-mêmes ont vocation à s'intégrer dans une vision stratégique qui est beaucoup plus large et qui doit nous conduire, ensuite du rapport que nous avions fait au lendemain de la tempête d'août, nous avions dit qu'il faut repenser notre paradigme en matière de sécurité civile, d'intégration dans toutes les politiques publiques des enjeux de transition, etc. Et c'est aussi ce qu'on va essayer de faire. Il y aura un rapport ou à la fin du mois de juillet ou à la rentrée de session en septembre qui viendra proposer à l'Assemblée de Corse d'entériner cette vision stratégique globale. Voilà donc ce que je voulais vous dire en renouvelant mes remerciements à celles et ceux qui ont permis aujourd'hui que nous statuions sur le rapport et la proposition dont est saisie l'Assemblée de Corse. Bien, merci Monsieur le Président. Donc, nous allons passer au vote. Oui. Monsieur le Président, je pris acte des propos qui vont dans le sens du pluralisme et de la plurireprésentation des groupes. Sauf que quand vous proposez un conseil d'administration avec 10 élus, 2 fois 5, et que... Non, mais 10 élus de la collectivité territoriale qui se représentent, et que qui seront eux-mêmes désignés par les élus déjà présents dans les conseils d'administration, je suppose que la majorité voudra rester majoritaire, que vous voudrez garder vos 6 élus. Aujourd'hui, je ne sais pas par quelle alchimie, tout à l'heure je me suis trompé, je vous ai dit 8, vous êtes 10.
Et vous êtes 7 majorités dans chaque conseil d'administration. Bon, alors, il n'y a qu'un seul si vous allez faire un amendement, représentant. Non, moi je veux une discussion. Eh bien, on fait une suspension de séance politique. alors. Parce que je ne vais pas remettre à la décision arbitraire du groupe majoritaire de savoir si on va y être ou pas. Non, mais je suis d'accord, mais ça, vous l'expliquez après. Ou quel groupe ne va pas y être. Parce que si vous voulez garder la majorité, ça sous-entend qu'il y en a un qui va dégager. Bon, on va suspendre la séance. Il y a Sainte-Vanne. Moi, je demande d'avoir l'explication. On va vous rassurer, on va vous donner des explications et Voilà. on trouvera aussi... Mais pas qu'à moi, je pense que ça intéresse les autres groupes aussi. Il y a Sainte-Vanne à demander la parole. Juste pour rassurer M. Benedetti, et il le sait, bon, déjà, toutes les délibérations du conseil d'administration sont votées à l'unanimité. Il n'y a pas, pour nous, de règne, de supériorité. De toute façon, les choses, il faut qu'elles soient à l'unanimité, on le sait très bien. Si nous, on doit faire l'effort de ne pas mettre quelqu'un en plus, on mettra quelqu'un à vous. C'est dans cet état d'esprit-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Après, il y a 10 de l'Assemblée, il y a les communautés de communes. Mais bon, pas d'inquiétude, M. Benedetti. En ce qui nous concerne, avec Véronique Reyes et moi, on est même prêt à vous laisser une place et à mettre quelqu'un en moins, il n'y a pas de problème. Bien, donc, M. Benedetti, vous allez faire un amendement? Bon, eh bien alors on suspend la séance. Alors, Monsieur le Président, je vous en prie. Oui, le Conseil exécutif va examiner avec la plus grande attention et, je dirais, un a priori favorable l'amendement qui sera déposé, puisque l'idée, c'est bien que les PISC puissent travailler de la façon la plus partageuse pour nourrir notamment les décisions qui seront prises par les conseils d'administration des 2.6, 2A et 2B. Donc suspension le temps que l'amendement soit déposé suspension et que de nous séance discuter. Dans l'attente de l'amendement du groupe Corinne Fronte.
Ribiemu. Elle est lourde. Ribiemu, per piacere. Pigliate le vostre piazze. Ribigliate le vostre piazze. Alors, il semblerait que l'interruption de séance ait été bénéfique et qu'un accord ait été trouvé entre le groupe Corinne Front et l'exécutif. Monsieur le Président de l'exécutif. Il a dit 8, j'ai dit 5. Il a redit 8, j'ai encore dit 5. Il a dit 7, j'ai dit 7. Voilà. Vous êtes c'est pour rire un peu, mais je pense que c'est un bon point d'équilibre, 7 du 6.2A et 7 du 6.2B, à la fois pour, d'un côté, structurellement garantir que tout le monde est représenté au sein du conseil d'administration, toutes les sensibilités, tous les groupes ont la garantie d'être représentés au sein du conseil d'administration de l'EPISC, et d'un autre côté, de ne pas avoir une structure trop développée, avec les risques d'absence de quorum que cela peut faire peser. Donc on propose un amendement de synthèse en substitution au projet d'amendement évoqué, dans lequel le conseil d'administration de l'EPISC serait composé de 7 représentants du 6 Poumont au titre de la collectivité de Corse, 7 représentants du 6 Chismont et 2 représentants des communes et PCI de Corse du Sud, 2 représentants des communes et PCI de Haute-Corse, donc pour un total de 7 plus 7, 14, 16, 18, au lieu de 14 comme initialement proposé. 18 élus au lieu de 14. Donc 7 représentants du 6 Poumont au lieu de 5 et 7 représentants du 6 Chismont au lieu de 5 au titre de la collectivité de Corse. C'est bon, les services, l'amendement. Donc, Monsieur le Président, je comprends que c'est un amendement oral. Hein, on est bien d'accord? On est bien d'accord? Très bien. Donc, on va demander à tout le monde de voter. Alors, je rappelle qu'en termes de déontologie, donc, les membres du conseil d'administration des 2-6 peuvent participer, les présidents aussi. Non, j'ai vu que vous vous stressez tout de suite. Dès que je dis déontologie, tout le monde se crispe. Il n'y a pas de problème. La déontologie, des fois, c'est pour confirmer que tout va bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a simplement, mais vous l'aurez remarqué, que M. Louis Pozzo-di-Borgo s'est déporté parce qu'il est salarié, ce qui est différent, bien évidemment. Voilà. Est-ce que nous attendons d'autres personnes pour voter? Je ne vois plus M. Volimacci. Il est parti. Il a laissé un pouvoir. Très bien. Donc, concernant cet amendement proposé par l'exécutif, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté. Concernant maintenant le rapport ainsi amendé... Explication de vote. Oui, je vous en prie. Simplement pour expliquer que nous allons accompagner évidemment le travail très dense qui a été fourni de l'intérieur, que les réserves qui ont été formulées très sereinement par mes collègues restent en l'état. On ne peut pas dire que les réponses distillées par le président étaient de nature à nous rassurer, donc on sera très vigilant pour une raison simple. Vous savez, le mot de fusion dans cet hémicycle relève de ce que vous appelleriez un trauma. Donc, tout ce qui relève de la fusion, on est non pas dans la défiance par principe, mais on est très vigilant. Et rappeler que quand on dit ça n'a pas de prix, derrière ça a un coût, et que cette dimension matérielle et financière, nous l'avons comme d'autres à l'esprit, en responsabilité, mais évidemment, compte tenu du travail qui est mis en œuvre, dont on veut saluer évidemment à la fois la pertinence, le volume et l'engagement des forces en présence et l'histoire, parce que tout ce coup vient de loin, nous accompagnons sans la moindre ambiguïté, nous voterons pour le rapport. Merci pour cette explication de vote. Donc, je vais mettre au vote le rapport ainsi amendé. Qui est contre?
qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Le rapport est adopté à l'unanimité. Bravo et merci à tous. Alors, nous passons au rapport relatif à la question de l'usage du corse dans l'hémicycle. Donc, comme abassa, awa dui rapporti, uno di les egudi e poi dopo uno meio, nanta a lingua gorsa, a diabassa subito a parola au presidente di les egudi, se l'è d'accordo. Avete a parola al presidente. Bon, se non esimo da consento, se buon esimo da consento, e ma parlare prima di un rapporto di informazione non te eseguite a da all'arresto di un Consiglio di Stato e poi dopo ci sarà la vostra proposta di creazione di una commissione. Dunque, innanzi di presentare un rapporto, voglio far parte all'Assemblea di una lettera che ho ricevuto oggi e che mi pare ben schiarisce i nostri fatti di oggi. So che penso io, ai radio, più tardi, è che a posizione di M. Perrin, Jean Perrin, il rappresentante dei sindacati, non è mica una posizione isolata. Penso che la partecipazione di una strategia globale che sarà rinforzata in dei settimane, in dei mesi a bene, per portare a contraddizione contro la volontà unanima, e per un fatto unanima, dell'Assemblea di Corsica di far riconoscere un statuto della lingua, prima, e secondamente di creare condizioni di un bilinguismo vero in tutti i lati di vita, mica solo personale e familiare, ma di vita sociale. E dicevo di una lettera che ho ricevuto oggi e che tengo a scomparire con l'Assemblea è un elemento in più qui vient à confirmer in questa analisi. Donc je vais vous parler de cette lettre qui est en français, donc je la lirai en français. C'est une lettre recommandée, arrivée ce jour, envoyée le 20 juin. C'est l'avenir de la langue française, qui est une association à la loi de 1901, qui est agréée par le ministère de la Justice et le ministère de la Culture et de la Communication. Quelques mots pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette association, qui s'est créée, qui est composée de personnalités éminentes, amoureuses et défenseurs de la langue française, tout à fait respectables. L'association qui s'est créée à titre principal à l'origine pour, dans la continuité de l'article 2 de la Constitution selon lequel le français est la langue de la République, c'est une association qui s'est constituée à l'origine pour lutter contre la prévalence de l'anglais par rapport au français. Et on a vu que l'article 2, qui au départ était porté et présenté, et sans doute même conçu pour organiser une défense de la langue française contre la généralisation considérée par beaucoup comme abusive de l'anglais, cet article 2 s'est transformé ensuite en un article d'exclusivité de la langue française au détriment, y compris des langues dites régionales et en ce qui nous concerne, au détriment de la langue corse, jusqu'à l'arrêt du Conseil d'État qui a été rendu et qui vient, mais j'y reviendrai tout à l'heure, qui vient cristalliser, c'était important de le faire, cette analyse de la Constitution. Donc cette association, au départ, elle se crée pour défendre le français contre l'usage abusif de l'anglais. Mais là, elle nous écrit une lettre recommandée dans laquelle elle nous dit, elle se présente, et elle énonce les choses suivantes. Je n'ai pas eu le temps de vous en faire part, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, je vous prie de m'en excuser.
L'Assemblée de Corse accueille régulièrement du public lors de ses séances, justement dites publiques. À ce titre, elle doit respecter l'article 3 de la loi numéro 94-665, dite loi Toubon. Or, 3 inscriptions au sein de l'Assemblée de Corse ne sont pas rédigées en français, à savoir a Presidente dell'Assemblea di Corsica, Consiglio Esecutivo di Corsica et ou Presidente. Cette absence du français est en infraction avec la loi. Aussi, par la présente, nous vous mettons en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ces inscriptions soient également rédigées en français. Et le cas échéant, et si nous ne déférions pas à cette injonction, l'association agréée par le ministère de la Justice et le ministère de la Culture et de la Communication engagerait toute procédure utile pour que ces mentions soient, sinon supprimées, en tout cas accompagnées du français, et ceci de façon impérative. Ce que je veux vous dire, je respecte profondément et l'association et ses membres et le fait qu'on nous écrive un courrier. De la même façon, je le dis aussi, comme ça, je n'aurais pas à y revenir, je ne pense pas que le fait de menacer M. Perrin ou qui que ce soit acceptable, si tant est qu'il y ait eu des menaces constitutives d'infraction contre M. Perrin. Donc moi, je me situe dans un champ démocratique pour la question de la langue corse comme pour tout le reste. Ceci étant, je le dis aussi, c'est une violence absolue et insupportable que de venir nous dire, tantôt par un arrêt, tantôt par des lettres, que le cadre constitutionnel actuel de la France ne permet pas de reconnaître le droit de s'exprimer en langue corse. J'entends celles et ceux qui disent « mais on peut continuer à parler corse et nous en empêcherons pas ». Et je réponds 2 choses. Premièrement, vous voyez que, au moins pour certaines choses, on veut nous en empêcher, que si demain vous deviez parler corse et que pendant une délibération importante de l'Assemblée de Corse, que cette Assemblée était votée et qu'une association agréée ou un de ses membres ou un tiers quelconque venait contester la délibération en ce qu'elle a été précédée d'un certain nombre d'échanges dans une langue qui n'est pas le français, cette délibération serait susceptible d'être annulée. Donc, je dis que cette situation d'insécurité juridique totale n'est pas acceptable, déjà d'un point de vue politique et juridique, mais d'un point de vue philosophique. Je pense que nous avons bien fait d'aller au bout de la procédure visant à faire dire le droit par la plus haute juridiction administrative française. Il fallait que fût dit et écrit par un arrêt du Conseil d'État que la Constitution actuelle ne permet pas de reconnaître le droit à s'exprimer en Corse. Cette violence-là, symbolique et juridique, elle est insupportable. Et nous devons la combattre, à mon sens, par toutes les voies de droit et par une mobilisation politique et citoyenne à la hauteur de ce que l'on prétend nous imposer. C'est celui-là l'enjeu et du rapport d'information sur les suites à donner à l'arrêt du Conseil d'État et de la proposition que vous ferez ensuite d'une commission qui viendra porter la voix de l'Assemblée de Corse au-delà du Conseil exécutif, avec le Conseil exécutif, je le pense et je l'espère, mais la voix de l'Assemblée de Corse, en recherchant là aussi l'unanimité comme nous avons pu l'exprimer, notamment dans le cadre de la déclaration politique solennelle, en amont du projet d'écriture sur la question de la langue. Nous avons tous voté ensemble. C'est celui-là l'enjeu. Parce que ce qui nous est opposé aujourd'hui, c'est une atteinte insupportable à la démocratie linguistique, à la démocratie tout court et à ce que nous sommes collectivement. Dire à un individu, à un citoyen, à une femme ou à un homme,
et plus largement à un peuple, que le droit à parler sa langue ne peut pas être reconnu, je pense qu'il ne peut pas y avoir de violence plus profonde et insupportable. Donc pour moi, notre échange d'aujourd'hui, il est fondamental e abbiamo una presentazione corta di Ubuntu di informazione non sta eseguite da presso noi all'arresto di un Consiglio di Stato di un mese scorso, di 5 di giugno. Prima rimintà a sua considerazione di principio. I particolari un po' non va bene in relazione in cui l'amministrazione e i servizi pubblici un diritto d'uso di una lingua altra che il francese. E ciò che lo scrive il Consiglio di Stato. Vale a dire che non ci può mica essere diritto in un rapporto a un'amministrazione, in dei nostri scambi, in delle nostre intervenzioni, in dei nostri discorsi in cui il nostro popolo, per l'istituzione che noi rappresentiamo, non ci può mica essere diritto riconosciuto a parlare corso. Non so mica se non misureremo ciò che la rappresentiamo in termini di gravità. È una maniera di portare a tema non da tutto ciò che è stato fatto di poi 60 anni, mica solo dai politici, ma da attori culturali, da tutti quelli che hanno nutrito il riacquisto e al di là di ciò che è il suo popolo, la comunità umana, ci priva di la possibilità di pensare l'integrazione, di accogliere gente che vengono qui e chi vogliono diventare ciò che noi siamo. Dunque, ciò che ci aspetta non è mica solo il problema di Corsica e di corsi, è qualcosa che ha da scontrare, dappresso a ciò che penso, che ha da scontrare un appoggio di tutti quelli e quelli numerosi che non accettano mica questa maniera di riflettere. In due è un pericolo per la lingua francese. In due è un pericolo per la Repubblica francese, in due è un pericolo per lo Stato di diritto e pure per lo Stato. Ce l'è mica. Soprattutto che quando abbiamo buttato a prodo un statuto della lingua, abbiamo scritto di maniera chiara e precisa che la nostra volontà di poter parlare corso savia da acconciare in quei mezzi di permettere a quelli che non parlano mica o corso di capire e di partecipare. Dunque c'è da voler rispondere e risponde come? Risponde prima con una strategia giuridica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo perché c'è la piazza per far riconoscere questa decisione un rispetto mica nei pochi diritti fondamentali e secondamente c'è un'altra strada anche più dritta e anche più corta. C'è l'occasione di una revisione costituzionale per la Corsica, sarà so che la sarà, ma veramente che non ha un principio abbiamo dato c'è un'astensione a rispetto, ma penso che per rapporto all'affare della lingua, questa astensione non significa mica, e manca un po' che Josefa Giacometti si donerà a distanza di questa mossa collettiva. Ma per la revisione costituzionale abbiamo detto tutti easy. Per la lingua e lo statuto abbiamo detto tutti easy. Per un bislinguismo vero e appoggiato abbiamo detto tutti easy. E su dibattito qui, ad avere di settembre o ottobre davanti al Senato e davanti all'Assemblea nazionale. E non sarà mica un dibattito solo tra la Corsica e lo Stato,
Sarà un dibattito globale, nella visione che la oggi, al di là di uno Stato, a Francia, di riconoscenza della diversità linguistica. E tocca a noi, perché siamo in situazione di valla, attraverso su paese, si isola accampato di poi più di 50 anni, attraverso la scelta che ne abbiamo avuto di buttare all'unanimità un regolamento interno che ci permette di esprimerci in corso, attraverso la scelta che ne abbiamo avuto di andare a contestare una lettera d'osservazione di un brevetto che ci domandava di cacciare, di ritirare questa decisione e che ci ha detto all'epoca, ma non vi inchietate mica, cacciate il vostro regolamento, continuate a parlare a corso, non ci sarà niente per bene cercarvi. Non abbiamo mica voluto cascare in questa trappola e penso che abbiamo fatto perché non ci battiamo mica solo per avere la capacità di parlare a corso. Ieri è importante di sapere parlare a corso e di poter trasmettere il corso, ma noi ciò che noi vogliamo è far riconoscere il diritto a parlare a corso, in un quadro di una costruzione democratica che permetta a tutto ognuno, pur quelli che non parlano mica corso, di ritrovarsi e di campare in una società bislingua. Dunque, a tempo, andate avanti alla Corte europea, era forse 18 mesi o 2 anni, ma ciò la fa perché c'è la possibilità di far riconoscere dalla Corte che questa decisione e questa interpretazione della Costituzione non è mica conforme ai diritti umani fondamentali protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e a tempo batteci per fare che la revisione costituzionale se la c'è pigliessi in conto questa brama profonda portata da tanti anni e giunge ed è uno degli scopi della commissione che sarà proposta da un rapporto della Presidente, giunge in cui una proposta portata dalle eletti della Corsica, non da revisione costituzionale, non da legge organica che da organizzare lo statuto della lingua corsa e con proposte precise che la siano nel quadro di un sistema educativo o che la siano nel quadro della vita sociale, perché non c'è mica a perdere di vista che c'è un rischio maggiore e ne parla ora, così ne parla Radio Mica dopo. E oggi la fortuna di avere un rettore che è impegnato per l'allargare dell'insegnamento di un corso. Non siamo mica da consentire, non da tutto in Cunello. C'è una discussione che può essere qualche volta tosta tra la collettività di Corsica e il rettorato, non tra i mezzi, non tra la valutazione, non tra i concorsi, tutto il lavoro che noi dobbiamo fare, ma sul rettore vuole generalizzare il linguismo e l'insegnamento immersivo, che sono i soli mezzi di poter dare alla lingua corsa la piazza che ha il diritto di avere nella nostra società. Ma il rettore, sa come noi e quanto noi, domani, se oggi opera un sindacato, un associo, un importaguale faccia un ricorso il quadro giuridico attuale, faccia un ricorso contro il bislinguismo e di più l'immersivo, siamo gotti, perdiamo. Non parlo manco di immersione, parlo di un bislinguismo semplice. Il bislinguismo semplice oggi non può essere facoltativo. Vale a dire che quando lo apre una scuola bislingua, ciò che l'ha detto Jean Perrin e che ci ha commosso a tutti, il diritto è che ciò è obbligatorio a proporre a tempo, a paro, accanto a questa scuola bislingua, una scuola in dove non c'è che il francese. E dunque è una rimessa in causa di tutta la costruzione pedagogica che abbiamo messa in ballo di voi più di 30 anni, di voi i primi passi dell'Assemblea di Corsica. E non so mica se può ridere o ritorno da ridere che lei, lo Stato, i suoi rappresentanti, la sua giurisdizione, non avevano mai avuto il coraggio di irla in 81, in 83, in 84. Quando lo c'erano del semiciclo, gente che parlavano corso meglio che noi, perché avevano parlato corso prima il francese.
e che parlavano corso di modo naturale, quando noi abbiamo lo sforzo di parlarlo. Mai un prefetto si è permesso di dire a un Jean-Paul de Rocasera, a un Toussaint Lugiani, a un Xavier Coloni e a tutti gli altri, non può mica parlare corso. A già non è a noi. Quando abbiamo dato all'unanimità, dopo a 40 anni o 50 anni di lotta, un regolamento per dire che il francese e il corso abbiano messo a paro in questa assemblea. Dunque, siamo allora veramente e di scelte, e di decisione, e di l'azione comune. Ringraziamo il Presidente. Giusto un punto di informazione complementario, ho ricevuto anche io parecchie lettere, mail, e per dire la franca, anche burro, il rettore e i servizi di Stato sono messi a Uidu, sono mostrati come responsabili di questa situazione e ci sono gente che hanno previsto di fare i ricorsi. Dunque, anche burro, per i liceo e i corsi che sono fatti in lingua corsa, nelle scuole. Ecco, dunque ci siamo così a un nuovo di Usaco. Ecco, allora, qual è chi vuole la parola non sul soggetto? Nimo, dunque dire un punto di informazione, non c'è mica bodo e noi come Presidente abbiamo continuato di noi. C'è Romain Colonna. Allora, niente. Allora, Josefa, una prima. Allez, vai burro, Romain. Grazie, signore Presidente. Dibigi elettare di la Soci Piemo Femughe, Parawa, a nome di un gruppo Fa Popolo Insieme, per un mandato elettare che li vuole e portarci in tribunale, noi non la citiamo mica, che a prima risposta. Dopo non ha un livello appena più politico, appena più giuridico. È stata fatta dal Presidente Awa, ramminta che l'Assemblea qui, di poi un 1983, di la prima deliberazione a favore della lingua corsa. Mica maggiorità nazionalista, maggiorità di dritta all'epoca, 1983, so 40 anni, più di 40 anni Awa. Voglio dire, di un cosa non si può mica citare più di 40 anni un'assemblea qualsiasi uso colore politico e ci sono stati voti tremendi portati dalla maggiorità di l'epoca di manca di no e a voti portati dalle maggiorità sfarente maggiorità nazionalisti, più di 40 anni. Quello è il primo affare. La seconda affare abbiamo ascoltato con primore attenzione il Presidente del Consiglio esecutivo e ci dice nella lettera che è stata mandata che gli appoggiano una legge tutto buon. Ça abbiamo capito ma non dice non mica che la legge è tutto buon, ne abbiamo già parlato insieme a ma la ripete così forse per quelli che ci ascoltano e non c'erano mica l'altra volta e ma pure avanzare. La legge è tutto buon è stata modificata dalla legge Molac nel 2021 e la legge Molac nel 2021 dunque modificata dalla rappresentazione all'Assemblea nazionale in Parigi dispone all'articolo 21 di la legge Toubon, dunque la legge Toubon modificata dice la loi Toubon, la présente loi, ne fait pas obstacle à l'usage des langues et aux actions en leur faveur. Loi Toubon, modifiée en 2021. Questa lettera oggi presente a Dio abitué, on ne va jamais arrivare a questo l'articolo. Donc, au momento là, quando si compughedia o dritte una legge, forse ci possiamo interrogare di no, non è proprio legge francese e la giuretta di insieme gigolo che non sono mica sempre rispettate. Dopo, voglio dire, posso dire qui, abbiamo un rapporto di informazione di PETA, un ricorso davanti alla Corte europea di diritti dell'uomo, dicendo che tutti i trattati internazionali cominciano al primo articolo, tutti i trattati, da una non discriminazione di peta religione, di peta colore di appello, di peta sesso, all'orientazione sessuale e di peta lingua. Tutte
i trattati internazionali e per che l'Europea dunque ratificati da Francia cominciano con quasi lo stesso paragrafo, una non discriminazione di peta lingua e dunque aigu tranquillamente in modo sereno mi ciclo a Francia odia in uso insieme un rispetto amico il rito internazionale a livello di lingue chi la fa resipino detti dicendo di noi che è stata mentata dal Presidente a insistere appena bulle diritti in più per la lingua corsa, non ne manca appena bulle caccia diritti per la lingua francese. Di semplicemente bulle diritti in più per i corsi e quelli che vogliono parlare solo. Non è mica bulle caccia diritti alla lingua francese. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour dire ça, nous sommes attachés à la langue française, il n'y a aucun problème là-dessus. Voulons semplicemente pure interagire in due lingue o di un popolo corso, per essere bislingui, plurilingui, tranquillamente. Dire, et il y a beaucoup de spécialistes du droit dans cet hémicycle, il y a beaucoup d'avocats et services juridiques. Si on s'interroge fondamentalement sur ce qu'est le droit sans être moi-même un spécialiste, ce n'est pas ma formation, mais j'ai cru comprendre que le droit, c'était l'organisation de nos interactions sociales. Et le droit vient régir nos interactions sociali. Come volete una seconda che noi possiamo accettare che il rito organizzasse esclusione? Non possiamo mica accettare. Voglio dire, non è mica possibile. Non possiamo mica accettare a un sistema a livello francese che tocca a Corsica chi ben organizza l'esclusione di suo popolo, chi ben organizza l'esclusione dell'interazione sociale di suo popolo e a lingua che è nostra. E noi non diciamo mica che il corso deve essere impiegato in modo esclusivo in permanenza. Diciamo semplicemente che a livello di rito, il locutore, il popolo corso, i nostri enti, i nostri figlioli deve essere protetti per non mica s'accumulare qui in permanenza. Mi si barra in semiciclo, facciamo a dimostrazione permanente che noi siamo legati alla lingua francese, ma che noi siamo di rigore, di istinto, di pensamento e di umano e rito legati alla lingua corsa. Dunque, noi diciamo semplicemente che oggi in una teccia, sono 40 anni che la fare dura, oggi c'è veramente una teccia tutti i giorni di ricevere un'email, di ricevere un corriere, di ricevere un coso, di essere attaccati in giustizia e tutto, oggi che la cambi, abbiamo una finestra qui di qualche mese per poter far cambiare l'affare e noi abbiamo messo tutto uno strupese per poter cambiare la legge perché non tocca mica il popolo corso a cambiare. A ringraziarvi. Ringraziarvi. Josefa è sortita, donc Monsieur Profidi. Allora io parlerò mica di diritto, mica di legislazione, parlerò di una canzone che non è mica corsa, è francese. Una canzone di Francis Cabrel che si chiama In Extremis. Non so se la conoscete, sono conosciuta mica andata a State della Santa, che è manive, che è un embrione finalmente di resistenza culturale e di diversità minacciate in un mondo, e ciò che noi siamo. E se resto qui mi faccio pensare che a un disegno di Battimo Fruili, mi pare, che è un omatale, non so se l'avete già visto, penso, un omatale, un CRS da Manto, che briona e ci agursa, la nostra corsighilla, che è ciuga e ci dice cusci. E ne siamo a questo punto qui. La nostra diversità, e posso dire, la nostra lingua è aperta verso il mondo sano. Tutti i gruppi hanno spartuto la lingua in un mondo sano, e anche qua. E certi oggi, questo tutti i giorni, in cui coraggio, ci dice basta, parlate francese, non parlate più il corso. E non la possiamo mica citare. Ma di noi, al di là di stare qui, ciò che pensano di noi.
Strabon all'epoca diceva, parlando degli abitanti di Agosto, che c'était un peuple hostile, un peuple violent e mezzo salvatico. E certi pensano anche a voi. Noi domandiamo giusto di poter campare, di poter cantare, di poter parlare di maniera semplice, naturale e di far parlare la nostra identità. Allora sicuramente ci abbia il tempo con l'Europa di difendere un nostro diritto più profondo e continuare. E compierà con una canzone di Bogevento che dice «E porte che tutti a me mi danno l'ale». E oggi siamo più forti che rimane e più chiudete le porte e più saremo forti e più parleremo la nostra lingua. La ringraziamo. A ringraziare Josefa. A ringraziare. Allora, abbiamo parecchi episodi di radio di su cartolare e poi ci organizziamo all'arrestate e ci domandate di andare davanti alla Corte, sì, nella Corte europea, di sicuro che lo ci vuole andare perché di sicuro parteciperai a dimostrazione, ma una dimostrazione che si conosce. Quella che lo Stato francese è un Stato monolitico, inferrato, intrappolato in una logica linguistica che ha concepito la lingua come un'arma e che continua a concepire la lingua come un'arma. Questa è detta di sicuro una mica da sviluppare di più non sta su punto qui, aggiusterà qualcosa a dimostrazione e a dimostrazione in diritto. Ma a DG stamane ci vuole marciare non le nostre due gambe. L'organizzatore Perrin, piglia la parola, l'ha detto scrivendo qualche giorno fa nella rete sociale, più sono numerose più si sentono. Dunque a un momento dato, l'organizzazione di popolamento ci riveneremo perché per disgrazia gireremo un tondo, più si va già numerose e più si biano di bradese e più di sicuro l'avete detto citando su questa lettera che avete ricevuto, c'è un sistema in noi. C'è un sistema intero che a un momento dato inserisce l'affare e prova a soffocare perché c'è qui una strategia e un sistema. Dunque, siamo a indignarsi e l'ha detto torna stamane di modo giusto, non a proposito così, con un'onda che fa intera Gorzia. Ci sono tutti i giorni avioni e battelli che si ne vanno, Berdi, Loghi, in due a lingua Gorzia, non è mica un sapere fondamentale in scuola, dall'aldilà di un mare. Dunque, questa può essere un'opzione di no per certi, ma dirà di qui che c'è una necessità da radicare una politica linguistica d'attacco. Una politica linguistica d'attacco che si va sempre aspettare, perché c'è la politica linguistica portata da un rettorato, c'è dovuto arrivare in due parole e dopo chi l'ha fatto reagisce, a sommo appena. Dunque, quando parlavo stamane di rapporto di divorzio, che vi ho dato qualche esempio, ne avete dato d'altri per rispondermi. Un rapporto di divorzio, c'è di noi un rapporto di divorzio dinamico, c'è da affermare, da avanzare, di puntare non quei mezzi che abbiamo, non la politica linguistica, non abbiamo i mezzi. Ci vuole radicare di sicuro di più, ci vuole andare a mettere Ubuntu dappertutto dove non possiamo, ci vuole portare una politica linguistica e non l'abbiamo mica abbastanza e ne siamo ben lontani con i mezzi di collettività. E dentro questa assemblea c'è la questione di un regolamento interno.
l'avevo detto e mi avete risposto d'altronde dicendo che non era mica l'epica in disacconzanto con ciò che dici, ci vuole disobbedisce può essere. Andare fino a disobbedienza. A disobbedienza non è mica solo di parlare la lingua qui di sicuro ognuno ci impedisce. Cioè tu arrivi di noi per compiere. Ma di trasmettere, a Presidente dell'Assemblea di Corso sarà può essere mica da consentire, trasmette, o può essere di sì, trasmette l'atti di sagolitività. Se a un momento dove vediamo un blocchime, ci vuole provocare, chi è un nemico per fare prova per porre un rapporto di divorzio a un buon livello e dunque discussione che si apriranno a un buon livello. Trasmettiamo tutti gli atti scritti di sagolitività. Sappiamo come la sa da compiere la fare. Ma au manco può essere aprirà una discussione a un buon livello e neanche a un buon livello. Avete detto qualche minuto fa che a difesa della nostra lingua e a questione di ufficialità ci avremo da ridroare. Di sicuro che non ci ridroiamo. E avete rammentato che pur chi non aveva mica udato a deliberazione nanta scrittura costituzionale, nanta qui ci potremmo ritrovare. C'è una ragione perché per quello non ha mica udata deliberazione di scrittura costituzionale, perché non si domanda mica a ufficialità e non si crea mica i mezzi di domandarla. Perché chi la Giuda legge in furia la Corse a créé un lien linguistique, historique e tutto questo qua zodera, un banemica di ufficialità. Ma bene di qualcosa, comunque, che sono tracce di mettere in piazza, perché chi ha tempo, certi saranno felicitati di una parola di Macron in questa assemblea qui, le service public de la langue. E quello che li mettono in piazza. Allora, poi, ils sono bollati. Sviluppo di un bislinguismo, sviluppo di una politica offensiva a livello statale di lingua corsa. Questo è un buon stato. E poi il y a les effets pervers, se l'altra gamba non seguite mica, che aumentato c'è ma vi basta, a ufficialità simbolica, avete tutti i mezzi, on met le paquet sur les immersifs, on met le paquet sur le bilinguisme, on met le paquet dans les écoles. Non c'avete mica bisogno di una ufficialità simbolica, c'est de la sémantique. C'è qui, nouvelle alerte, come vi dico. E torno una volta, Presidente, a vostra occupazione non è manco un attacco. Ma qui siamo a un nodo di Usacco, è stato detto. Non, siamo a un nodo di Usacco e di attrappola. Di attrappola. Martiamo con le nostre due gambe. Perché se no, un momento ci vuole domandare ciò che non abbiamo diritto. Volemo ufficialità? Domandiamo ufficialità a livello politico. Dopo ci saranno i negoziati. Ma sono dopo. Mica decide, non domandiamo mica, non si dà risposte. Mettiamo un rapporto di divorzio a un buon livello. Perché la trappola è aperta. La trappola è aperta. E si risarà. Altre domande di parole? C'era Zavir, mi bar. Baibur. No, ma non avete capito. Siamo capiti, vabbè. No, sarebbe basilare a fare così. Nei tempi di litigino chi faremo, ma chi fermo, che ma va. Io sparo, so che ha detto Josefa, penso che quasi avrei anche io. A 90%, 95%, cacciamo 5%. Io ho qui una lettera del 4 giugno 1973, 51 anni, era in francese, di una lettera, c'est une lettre, pardon, du vice-recteur de la Corse, tanto diremo sempre Accademia di Nizza, donc il y avait le vice-recteur de la Corse.
Objet, donc, au chef d'établissement CES, CEG, lycée, mais d'abord, le est intéressant. C'est là où l'histoire commence. Objet, enseignement officiel de la langue corse. Enseignement officiel de la langue corse. C'est là du gui, hein. Le vice-recteur si chiama Jean Voisin. C'è una rima con che sia, che conoscete. Jean Voisin dice, dans une première étape, à titre expérimental, dès la rentrée 1973, un enseignement facultatif de langue corse pourra être donné officiellement dans les établissements du second degré de l'Académie de Nice. Bon, corsi. E a mente montuato, per questo che è importante, prima di fatto appena un storico di rivendicazione, non è mica di rastrire, so più di 50 anni. A mente un certo Vernon Ettori, che dirà maestro assistente tanto in Echisi, Pasquale Marchetti, che dirà professore agregato tanto a Henri IV in Parigi, e un certo Santone che dirà ispettore generale. Tutto questo per dire che di voi 50 anni so capisco tutte queste tribunalate di consigli, tribunali amministrativi, consiglio di Stato, l'Europa, ci hanno portato voi di quella canzone, noi da vita a vero, perché nel frattempo c'è stato quantunque parecchi affari, ne parleremo nell'emozione che noi proponimmo, perché chi c'era diritto, chi era obuere tant'anni fa, un fiato nuovo, vi ricordate, 2007, l'Ebera di Giacobbi, a ufficialità, o piano Lingua 2020, ad Ostrebe a noi, quando eravamo tutti insieme, e ora ne parleremo forse, ma voglio che so che si passa. Un amico mi diceva, on va finire come des réfugiés linguistiques. E ma finisce in tu stradi, come pecore, in un compolo. Je regarde le président de l'Arc. E ma è obbligato di mandare prime per poi parlare a corso. Per quelli che volevano parlare o che osano parlare. Ne siamo questi punti qui, ne siamo ai punti che il rito non esiste più. Ci hanno messo sotto i B. Se non continuiamo così, l'hai detta prima, se monsieur, come si chiama già, Perrin, se Perrin fa un ricorso, l'ha prodotto un piano di un rettore e tutto ciò che abbiamo fatto di voi tant'anni. E non esistiamo più. Dunque, noi siamo qui per tornare a dire ai brevetti, anche ai rettori, perché un rettore, dopo domani, tanto se ne va, tanto ne capite un altro di quelli che si scordano di tutto. Ma sapete come sono i prefetti? So che ha fatto quello che dirà Nanzu, non la sa più. Dunque si troviamo in una situazione di resistenza, donna, 50 anni dopo. Siamo in traccia di parlare qui di organizzare una resistenza. Ma io non voglio mica resistere. Io, come la sa, voglio esistere. Esistiamo. Qui siamo in traccia di esistere. No, per resistere c'è mica 50 soluzioni. Ne parleremo forse al suo rapporto, ma poi io ho seguito a tribunalata così che salta sino a Strasburgo sono due, ed è ragione, e sosteniamo su Capovade, perché su Capovade l'abbiamo fatto anche noi, a vostra piazza, e l'abbiamo sempre. Non diventiamo mica un esecutivo, non diventiamo mica un'assemblea, diventiamo i nostri violi, e quelli che hanno dopo a noi a cercare di fare qualcosa. Non siamo mica qui in traccia di costruire, siamo in traccia di difendere, so come può sempre difendere, sapete bene? Ne siamo qui oggi. Bon. Perché se che, quando parlo di questo affare di voisin di 50 anni fa, ho l'impressione di essere in terza, non tanto di essere in terza io, non collegio, ho l'impressione di Exxon, ricordatevi, faccio un passo indietro, Exxon è stata votata per i corsi in 74, l'anno dopo. E chi propone questo uomo in Parigi, si chiama Jean Zuccarelli, per dirvi denaro mudando. Vuol dire che tutti i corsi danno, che lo sia di manco di rita, sostenivano, oggi è l'impressione, ma allora, non faccio mica i calcoli di sé, perché se abbiamo, se abbiamo delle liste, di esiti in certe scuole ben spaventate, a un solo mica qui per dire bisogna un po' di lavoro. Ma quello che giunge, ha scritto solo a rete sociale, se leggiamo un grosso uomo, se leggiamo un grosso uomo buono.
in paese che tu vai, usa come tu trovi e parla come tu sai. Mantuado, l'uso di un nostro, un modello di un nostro, un progetto di un nostro. Questa, non c'è mica bisogno di balizzarla ai brevetti a Sano, tutto il mondo a Sano, di un rapporto di voce che fa la differenza. Dunque, l'affermazione di domandare, domanderemo forse per via di questa emozione, domandare una discussione seria, decisa allo Stato francese. Punto e basta. Nadine Nivajoni. Ringraziabile, Madame Presidente. Siamo un piccolo popolo che è stato straziato assai. Quando noi volevamo in Ponte Nuovo, quando noi volevamo in Iolo ben impiccati, quando noi andiamo all'isolato, c'è un dolore tremendo, perché siamo stati assai straziati. E malgrado tutto questo, siamo sempre qui. Non hanno mica bussuto, non ci sono mica giunti a sbarazzarsi di un nostro popolo. Ma è qui. E ferma la nostra lingua. Ferma noi gente, ferma la nostra lingua. E ora si ne biano la nostra lingua. A Ponesi. Non è mica Isabel se il Presidente l'esecutivo, una mica vata abbastanza, mica. Di che a sua paura a quelli che oggi parlano così di lingua, di che fanno troppo, di che un po' non mica accettare ciò che noi vediamo. Per elli di un sosproposito, non hanno mica la stessa maniera di pensare. Sapete, se non abbiamo fatto un'onda, continua ciò che noi facciamo sinao in scuola, un scomodavo animo. Il problema è che c'è stato un secondo soffio, c'è stata scuola corsa, c'è stata la decisione di un rettore ben immersivo. E qui fa già paura. E tanto queste persone che non hanno mica lo stesso logiziale che noi, un po' non mica accettare, un po' non mica. Hanno un'altra maniera di respirare, di soffiare, di campare la corsa. E lì chi bene non ha piato? Bene a piato il sole, a voi resta, Monsieur Perrin, a voi resta, all'ombra, ma a questo resto poco a fare. Non, ma è vero. E la questione è che c'è la pone sia qua. Perché questa reazione è di un yawa? E chi sa da passare domani? Perché è qui che a me mi va già paura. Quando noi proviamo qui, attraverso le nostre politiche pubbliche, di appoggiare il più possibile, il più che noi possiamo. Ma quando le legislatore reazione così, sapete come si da passare domani in quei giorni? Pensate che i giovani hanno accettato questa maniera di fare e non penso mica. Ed è qui che mi va già paura. È che non so manco in capacità di capire che domani ci può essere un affrontamento tra due comunità. Perché ne mai qui. Dunque, è vero, non pensate mica che lui sia qualcosa che non può mica esistere. È qualcosa che a un momento dato non ci lasceremo mica fare. Dunque, questi giovani che oggi manifestano in una maniera o in un'altra, a un momento dato hanno altre maniere di campare a sua maniera di esistere. Ciò che noi abbiamo parlato ora, a sua maniera esiste, un po' mica essere ciò che ci presenta noi. Allora io penso che forse che è FCPE, ma non è mica FCPE, che è tutto ciò che c'è d'arredo, ciò che la rappresenta FCPE, è tutta questa mossa di franchisata, perché chi è qui? È una mossa di franchisata che si basa per una seconda volta in Corsica. E questo forse che ciò a fa capire che questa Corsica ha bisogno di pace, ha bisogno di un popolo che si possa esprimere, una lingua che si possa parlare, ma mica giunga a si punti qui, perché chi? Sapete, per poter scrivere
tantaniva adiu scelto per povlori perché chi non è mica un poeta degli ultimi anni. Digia lingua gorsa, orgoglio e dolore, porti in mente o doiama forte, finché lo giserà anima viva, un si dinerà mai ad osorte, finché lo giserà un soffio, a lingua, nostra lingua camperà e per noi passerà. Vi ringrazio. Allora, Pier Ciong. Due parole, vi ringrazio. Saverio è un giovane di 50 anni e io di 15 anni, perché mi ricordo quando ho avuto l'onore di portare lo stato di ufficialità e scuse scritte nella lettera di Gioperella di un tese di rappresentante dello Stato e di certi sindicati, ma dopo mi sono detto, sono smarrite, piano piano, lo Stato faceva qualche sforzo per l'insegnamento e si non una strada a poco presa, ma penso che ci sbagliamo perché c'è un scambiamento sociologico importantissimo in Corsica e ora la gente che è contro la lingua corsa si sente maggioritaria. Ed è per questo che abbiamo questo messaggio oggi e ce la fa piano. Ora il combatto ridiventa assai politico, sono d'accordo con Josefa, e lo statuto d'autonomia non può mica essere senza lo statuto di ufficialità e lo statuto di ufficialità non può mica essere senza lo statuto d'autonomia. Ridiventa un combatto politico, ma io, o così no, da qui a 10 anni non si parla più né di lingua corsa, né di popolo corso, né di statuto. Ce la fa in furia. Altre domande di parola? No, Jean-Martin Mondologne, per un soffio. Merci, Madame la Présidente. On peut toujours avoir des raisons d'être préoccupé, d'être inquiet et d'employer un ton anxiogène sur ce sujet. Si on parle de ce qui est a priori un non-événement, de la lettre de quelqu'un qui est assez peu représentatif, et qu'on la ramène au torrent d'indignation unanime que ça représente, c'est que ça révèle quelque chose de beaucoup plus profond que ce qui est contenu dans la lettre, qui d'ailleurs est truffé d'imprécisions. Bien. Qu'est-ce que ça pose? Ça pose une inquiétude qui a été pointée et que dont vous avez voulu faire la démonstration, à coup de, j'aime beaucoup cette expression, de tribulanade, j'aime beaucoup, une fois en première instance, une fois en cour administratif d'appel et en Conseil d'État. Bon, je pense que la démonstration est faite, je pense que vous êtes animé de l'idée d'aller encore un peu plus loin et qui se heurte pour l'instant à ce que vous appelez une jurisprudence rigide autour de l'article 2 de la Constitution. Ça, on le savait. Ça fait partie des constantes d'inquiétude et de préoccupation que nous n'avons pas découvert parce que M. Perrin a écrit son brûlot, qui était moins dirigé d'ailleurs contre ce qu'on fait que contre ce qu'a entrepris M. le recteur. J'y reviendrai. Si on n'en reste que là, et si on se nourrit les uns les autres d'imprécisions avec lesquelles il faut être très prudent, attention, ce qui est en cause pour le moment et pour l'heure, c'est le droit non reconnu de parler corse dans l'hémicycle. Attention à transposer ça dans l'opinion en disant on va nous empêcher de parler corse. Je dis prudence parce que vous avez parlé des jeunes, qui sont des esprits captifs sur ce sujet. Je crois qu'il y a une volonté très largement partagée dans la jeunesse de pouvoir voir ce droit reconnu. Quand on leur explique, quand on fait un transfert d'idées, tendant à dire que parce qu'on ne nous reconnaît pas le droit de parler dans l'hémicycle, on ne leur reconnaît pas le droit de parler dans la vie quotidienne, c'est un court-circuit qui peut être très dangereux, à manier avec beaucoup de précautions. C'est un produit inflammable. Je ferme la parenthèse. Si on en reste là, on a raison d'être très inquiet. Mais que je sache, il y a quand même des raisons d'espérer. Grand 1, pour la première fois dans l'histoire de cet hémicycle, me semble-t-il, vous n'avez pas d'opposition sur ce sujet. Les lettres d'il y a 50 ans, continuons à recevoir, c'est des reliquats.
pour la première fois en tout cas dans la représentation de la Corse, il n'y a pas d'opposition sur ce sujet. Ça peut paraître neutre, ça peut paraître anodin, ça peut paraître pour certains une évidence. La part de l'effort que nous avons fait au printemps dernier et depuis quelques mois pour ce sujet-là aboutir à l'unanimité, ce n'est pas un bijou, mais c'est quelque chose qu'il s'agit de préserver et de faire prospérer. Grand 1. Grand 2, il n'a échappé à personne que l'État. Oui, l'État, dans son inconstance, avec des nominations de représentants de l'État, peut moduler. Mais dans sa version actuelle, et vous avez lu, j'imagine, avec beaucoup d'attention, en français et en corse, l'intervention du recteur ce matin. Ce n'est pas le recteur qui a une revanche à prendre sur son passé, qui d'un point de vue psychanalytique, parce que dans sa carrière il n'a pas pu parler corse, revient ici parler corse. En tout cas, ce n'est pas que de ça dont il s'agit. Cette implication, elle répond certes à un engagement personnel, mais aussi à un engagement qui, pour l'heure, est validé à un certain niveau de l'État, qui s'adosse y compris à ce qu'a dit le président de la République dans cet hémicycle. Je vous invite aussi à mesurer que ce n'est pas rien non plus. Donc il faut s'adosser à ça. Et puis un troisième sujet qui est permanent, celui-ci, et qui est inviolable, intouchable. C'est, je crois que c'est Simone Veil, la philosophe, qui appelait ça la notion d'enracinement. Ce qu'elle appelait le rapport de l'individu à son vivant et ce qui l'entoure. L'enracinement, c'est quoi? C'est on est aussi ce qui nous entoure et ce qui nous constitue. Parmi ce qui nous constitue, il y a un sujet fondamental qui est la langue. C'est constitutif de notre rapport au monde. Alors que ce soit reconnu, pas reconnu, ça c'est un vrai sujet. Mais que je sache qu'il y ait une commission ou pas, ce débat entre nous, ici, il a été tranché. Nous souhaitons la reconnaissance d'une communauté linguistique. Alors, c'est suffisamment habile et donc suffisamment imprécis pour que ça puisse passer, mais derrière ça, il y a la volonté unanimement partagée de préserver ce que nous sommes. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut se servir de ces trois atouts sans se masquer la réalité. Ce que vous appelez affrancisade, c'est un phénomène démographique qui, pour l'instant, nous échappe, qui est hors de contrôle. C'est un phénomène démographique qui est hors de contrôle et qu'on voit arriver dans le périurbain et plus seulement maintenant dans les villages avec des hommes et des femmes qui ne sont pas des opposants là en Corse, mais qui arrivent avec une culture qui est parfois aux antipodes de la nôtre. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire triompher ce que nous sommes, rester ce que nous sommes, rester soudés, rester unanimes, rester solidaires sur ce sujet et exploiter à maxima la fenêtre de tir qui va s'ouvrir, que vous connaissez tous, avec les divergences d'appréciation que nous avons sur certains points, mais avec unanimité qu'on ne va pas renier au moment ce qu'on a dit, on va le tenir, on va s'en remettre au Parlement avec l'espoir que tout ça aboutisse, qui est enfin la solution à ce que nous cherchons ensemble, qui ne se trouve pas dans des recours. S'il y avait 4, 5, 6 instances de recours, on vous dirait la même chose. On avancerait de l'article 2. Donc, si on s'engageait aussi là-dessus, c'est pour faire évoluer la Constitution, et ce n'est que depuis l'évolution de la Constitution que ce que nous avons décidé unanimement, pas pour le plaisir d'être unanime, parce que cette racine-là, elle nous parle à tous, ce rapport au monde, il nous parle à tous, ce que j'ai appelé la dimension ontologique de nos débats, elle nous parle à tous, et donc on veut tous aboutir. Et je pense quand même, à ce stade-là, qu'il y a des raisons d'espérer, en tout cas ces raisons d'espérer ne sauraient être érodées par un courrier à la fois imprécis, à bien des égards insultant, et surtout très décalé par rapport à la réalité du moment, avec la prudence qu'il faut afficher compte tenu des évolutions démographiques que nous connaissons. Presidente, mi metti 5 secondi.
Per stare assente o barè di ambizioni intellettuali francesi, stare assente au podcast di France Inter di ieri, place des langues régionales dans l'enseignement, au barè di Ujo Benjamin Morel, qui a scritto un libro La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, bireri de che li pensano delle lingue minoritarie. E non mica di dire, eh? Bireri degli proprio curtinese. Ecco, allora, cioè sentero. Altre domande di parola? No, donc Pierre tu di au Presidente, vuoi parlarla? Semplicemente ringraziare per la vostra intervenzione, si vede che non c'è mica solo un consenso, ma un'unanimità, non c'è poco da fare. Ma voglio ripetere, sono mica tutto affatto d'accordo con Jean-Martin, penso che siamo in una situazione che è importante che ci sia oggi un'unanimità, importantissimo, ma giusto appunto perché la situazione è gravissima, perché c'è un'unanimità di rappresentazione eletta di Corsica, da una parte, c'è una volontà di società corsa di buone per la corsa e c'è un rigoso sistematico di parte di Stato a tempo, è un rigoso a tempo giuridico e politico. Dunque io non mica lampare olio non tau fuoco, ma non si può mica considerare, di cui stiamo disaccordo con ciò che va detto, non si può mica considerare che a decisione del Consiglio di Stato dice solo che noi non possiamo mica parlare corso qui. A decisione del Consiglio di Stato proibisce l'uso di un corso e di tutte le altre lingue in tutti i domini dello spazio pubblico. Vale a dire che i giovani o i vecchi domani non hanno mica un diritto a esprimersi in corso quando lo hanno a fare una domanda a banca o quando lo fanno una domanda a un'istituzione o quando lo si cerca un impiego, voglio rammentare quando lo si tratta di giovani. Siamo in un sistema che è un sistema pazzo. Per tutti i divorzi la SOGI si batte contro la prepotenza dell'inglese. C'è la possibilità oggi di avere l'obbligo di parlare inglese per occupare un posto, si può fare un'offerta di impiego domandando ai candidati di parlare inglese, veramente ci hanno detto che ci portavano in tribunale se non mettiamo un annuncio dicendo che ci voleva parlare corso. Che ne siamo giunti all'assurdità di aver finanziato una giudicaria bislingua con un brevetto che ci ha interdetto di andare a cercare personali bislingui, dicendo che era una discriminazione. Dunque, come si può fare una giudicaria bislingua senza personale bislingue? E siamo costretti a usare di questo fatto così, perché c'è un confronto tra una volontà popolare, un'anima degli eletti di un popolo, appoggiata a una rivendicazione storica, legittima, scompartuta in Francia e in Europa da parecchi progressisti, e un rigoso di un sistema globale. E dunque ciò che dico è compio. Ciò l'ha andato davanti alla Corte europea. Veramente che abbiamo una difficoltà giuridica e che la collettività di Corsica, intanto che collettività un po' mica andare davanti al tribunale, per questo abbiamo scritto con la Presidente qualche giorno non sta. L'arresto del Consiglio di Stato se lo c'era a volontà di avere intervenzioni volontarie individuali per dare a quelli che erano d'accordo la possibilità di andare davanti alla Corte. Parecchi hanno risposto di sì, dunque ci saremmo. Io ci sarà di tutta maniera a titolo personale, posto che è un quadro giuridico, ma di sicuro penso che lo sia portato, appoggiato, mica solo dall'istituzione, so che propongo, so che vi proponiamo, ma da tutti gli attori della lingua, da tutti quelli che si battono per la democrazia. Questo è uno. Secondamente, per rispondere a Josefa, parliamo chiaro. Il problema oggi non è mica giuridico solo, è giuridico, ma è fondamentalmente politico e ne siamo tutti da consento. E io posso capire la chiaramente perché non c'è mica l'infrasata ufficialità in un progetto di scrittura costituzionale. Perché, chi sapete,
di un oggetto di disaccordo tra noi. Il Presidente della Repubblica ha messo su che l'ha chiamato una linea rossa non ha annunciazione di ufficialità e che il sistema politico è tale in Francia che il governo, pur con la volontà di andare ad una revisione costituzionale, un po' di amica dà l'impressione di bene contro la dichiarazione pubblica di il Presidente della Repubblica. In delle discussioni siamo sempre stati chiari per portare la legge organica, quando abbiamo scelto e difeso il progetto di scrittura costituzionale, ci siamo uniti e c'era ancora, ve la ricordate, abbiamo fatto una dichiarazione politica solenne che è venuta a rammentare ciò che ne aspettavamo, al di là della forma, ciò che ne aspettavamo non a un fondo di un progetto di scrittura costituzionale e di ciò che l'Ubuia permette e organizza un progetto di scrittura costituzionale. E di tanto che abbiamo scritto insieme, e a voglio rammentare, in francese, le statut de la langue corse et la mise en œuvre d'un bilinguisme réel et vivant. La langue corse doit bénéficier d'un statut garantissant sur le territoire administré par la collectivité autonome que les deux langues, le corse et le français, puissent être utilisées comme langue d'usage, à l'oral comme à l'écrit, par les citoyens et citoyennes dans toutes leurs activités. Les institutions et administrations ont la nécessité de permettre un exercice effectif de ce droit dans le respect de l'égalité entre les citoyens, y compris celles et ceux qui ne parlent pas ou n'écrivent pas une des deux langues. L'objectif du statut de la langue et des politiques publiques en découlant est de contribuer à l'instauration apaisée et progressive d'un bilinguisme réel et vivant dans toute la société, y compris à travers la généralisation de l'enseignement bilingue et immersif. Cette définition, c'est mot pour mot, vous le savez, et c'est pour ça que nous l'avons écrite, c'est la définition d'un statut d'officialité ou de co-officialité dont l'enjeu se joue aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous convaincre de faire évoluer votre position de façon générale. Par contre, je suis persuadé qu'il y a la place pour que les uns et les autres, on converge sur une position identique, sur la question de la langue, la gravité de la situation, le caractère inacceptable. Ce n'est pas seulement la position de M. Perrin au nom de la FCPE. La position de la FCPE, elle s'adosse, là encore, à un constat juridique systémique qui est fait, par exemple, pour répondre à Romain. C'est vrai qu'il y a eu la loi Molac, mais il n'empêche que la loi Toubon, qui continue à être applicable, elle dit très clairement, en conformité avec la Constitution, que toute annonce dans un lieu public doit être faite en français. Et que c'est sur ce fondement-là que l'Association pour la défense de la langue française nous attaque et nous dit si vous ne retirez pas ça, ou si vous ne mettez pas quelque chose en français à côté, nous on vous attaque. Et en l'état actuel du droit, ils auront gain de cause. De la même façon, il faut le dire, Saverio a raison, indépendamment du volontarisme du recteur, demain vient un autre recteur, tout peut être remis en cause. Mais indépendamment, même s'il y avait actuellement M. Perrin, M. X, M. Y, un syndicat, une association, un parti politique, fait un recours, notre système actuel, même insuffisant, explose. La langue corse et son enseignement ne peuvent être, dans le cadre constitutionnel actuel tel qu'il est interprété de façon constante par le Conseil d'État et comme il a été interprété en amont par le Conseil constitutionnel, ce cadre constitutionnel interdit une autre place que celle de langue facultative et totalement facultative pour la langue corse. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous avons deux moyens pour le combattre aujourd'hui. Le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de la défense des droits linguistiques et l'action pour faire réviser la Constitution d'ici la fin de l'année avec un véritable statut de la langue corse qui garantit son usage et qui nous permet d'aller vers un bilinguisme. Sur cette analyse et sur ce constat, nous devons, à mon avis, chercher à prolonger et à mettre en œuvre l'unanimité que nous avons déjà manifestée. C'est un rendez-vous qui est décisif. Et nous devons être au rendez-vous et je ne doute pas que nous serons au rendez-vous. Donc,
Dunque, ringraziare il Presidente e voglio ringraziare di nuovo gli interpreti che ci stanno assento, che fanno le traduzioni. Avete forse appena di più lavoro oggi e di buon segno. Senza transizione, passiamo subito all'altro rapporto, se voi siete d'accordo, quello che abbiamo portato di sicuro da consenso, perché c'è una strategia globale in cui l'esecutivo il se trouve qu'au moment où le débat avait lieu, j'ai été contactée par quelqu'un qui s'appelle Pierre Dontelonde, que vous connaissez tous, qui a beaucoup écrit sur la Corse. Et Pierre Dontelonde dit la franca, dit un pensudo. Et un pensudo qui giunto qui parecchi anni va e chi ha par la Corse come poi e forse di ortan come io. E bolesi che a lingua può essere adottata e imparata dall'altri. Abbiamo parecchi esempi e volevo dire che a lingua di sicuro di un arnese di identità collettiva, ma di no un arnese per poter integrare gente, per fare popolo tutti insieme. E che è vero. Dunque, io vi faccio una proposta. Alors, la proposition qui vous a été faite vise, alors, sans transition aucune, véritablement à pouvoir se doter au sein de cette Assemblée d'une commission ad hoc qui va nous permettre d'amplifier le mouvement, de faire le saut qualitatif dont je parlais ce matin dans mon allocution, qui est absolument nécessaire. Je ne reviens pas sur les arguments qui visent à plaider sur la nécessité tous de nous mettre au travail et de construire ensemble une politique linguistique. Ensuite, chacun, dans le champ de ses compétences respectives institutionnelles, Assemblée de Corse, Conseil exécutif, chacun fera ce qu'il a à faire, bien évidemment. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il ne s'agira pas de définir, mais nous l'avions dit déjà à l'occasion du travail réalisé en Commission de la Culture et en Cédénat aussi, il ne s'agit pas d'une politique d'une langue minoritaire, il s'agit d'une véritable politique linguistique qui est à mettre en œuvre, d'une part pour nous continuer à nous battre sur un statut de co-officialité de jurés, donc en droit, mais aussi et surtout de mettre en œuvre une politique de co-officialité de facto qui nous permette en fait qui permettent à la langue de réinvestir l'espace public et bien évidemment l'espace privé. Parce que certains ici le diront mieux que moi, lorsqu'une langue n'est pas légitimée dans l'espace public, elle tend à disparaître aussi dans l'espace privé. Et toutes les diasporas du monde vous feront cette démonstration-là, vous en apporteront la preuve. Tous les peuples du monde qui, à un moment donné, vivent, les diasporas qui vivent en France, au fur et à mesure, leurs enfants et leurs petits-enfants ne parlent plus la langue. Donc, il est impératif qu'on se place de ce point de vue. Donc, l'idée de cette commission, c'est d'avoir une représentation la plus large possible de cet hémicycle. Donc, la proposition qui vous a été faite, c'est non seulement d'y associer tous les groupes présents, les groupes actuels, mais aussi les non-inscrits. D'accord ? Voilà. Donc, on n'est pas parti sur une composition qui est celle d'une commission thématique ou une commission organique. Dans une commission ad hoc, on peut instituer les règles que l'on souhaite. Dès que la commission est instituée, c'est-à-dire dans un moment, ensuite, elle pourra se réunir, y compris avant la fin de cette session, et pourront être élus et le président, le vice-président, rapporteur, etc. Voilà, président ou présidente d'ailleurs. Hein. Voilà, donc les choses qui vous sont proposées, vous connaissez maintenant l'ambition qui est la mienne et la nôtre en la matière et la vôtre à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, la commission serait composée donc de 21 membres, pour moitié donc 10 conseillers qui représenteraient le groupe FAPOB, donc il va falloir, Monsieur le Président de FAPOB, me donner les noms tout à l'heure. 3 conseillers pour Unsof, ou 2 conseillers pour Awansem, 2 conseillers pour Corinfront et 3, puisqu'au moment où on se parle, il y a 3 non-inscrits. Ensuite, on verra si les choses évoluent une fois que vous aurez constitué votre groupe. Moi, je suis membre, la présidente est membre de droit.
Je rappelle que l'objectif de la Commission, c'est véritablement de poser les jalons d'une véritable politique linguistique et qui peut passer d'ailleurs par l'audition de différents spécialistes, d'une part, et surtout de tous les acteurs. Il ne s'agit pas uniquement d'une assemblée qui travaille in camera, déconnectée du monde extérieur, mais qui travaille en réseau aussi et qui s'alimente de ce qui est fait depuis des années d'ailleurs, par d'autres acteurs et défenseurs de la langue, que ce soit les associations, que ce soit évidemment l'université et d'autres. D'accord ? Voilà. Donc, voilà pour cette proposition. Est-ce que vous avez des interrogations ou des suggestions? Donc, oui, Marie-Claude. Et Pierre ensuite. Qualche parole. Ci rallegremo di sa creazione, di sa commissione, ma ci dispiace quantunque che ci sia che vuole tutto aspettare tanto per farla. Rammento di noi che quantunque abbiamo trattato di già in una commissione della cultura e della lingua, abbiamo già parlato di audizione, l'abbiamo già fatta. Arriveremo, siamo pronti. Ciò che va detto a miei colleghi stamani, siamo pronti più che pronti a partecipare e a fare un lavoro efficace. Abbiamo già fatto valere un nostro parere, abbiamo detto un affare e diceremo di no. Ciò che ci derangia un poco è giusto appunto che abbiamo trattato e ci siamo fermati un poco così e temo paura dunque che se noi la Commissione faccia la stessa affari. Speriamo che no, ma io quando ho trattato e stata senza la gente pensavo che i proposti che abbiamo fatto sarebbero stati messi in ballo abbastanza subito, non è mica un caso. Speriamo che, dunque, mi pare che è previsto per la fine di 2025 e ne siamo ben contenti. E ti ho parlato dunque di audizione, ci vorrei stare attenti a tutti, la SOCI e tutti i collettivi che hanno idee ben precise. È sicuro che tocca a noi di prendere decisioni, ma so di noi che sono a contatto con quelli che parlano e con quelli che campano. Dunque, penso che dobbiamo stare attenti a tutti. E vorrei di noi giusto qualche parola per parlare alla gente che ci stanno attenti, che le intesa stamani, le intesa da mondo, ma ancora le intesa, il parle encore de la langue corse, il y a peut-être des choses plus importantes que la langue corse. E qui c'est sicuro, ma vorrei dire che parla di lingua, trada nella lingua, non ci impedisce mica di trada ad altri cartolari che so così importante la vita di gente, il potere di comprare, l'alloggio, eccetera. E voglio dire di no che giusto appunto la gente deve capisce che l'amore della nostra lingua ci aiuta di noi della nostra lingua, della nostra cultura, ciò che noi siamo, faccio il nostro popolo e ci dà la passione di tradare a tutti gli studenti. Dunque vorrei rassicurare la gente che pensa che abbiamo passato di noi il nostro tempo a parlare che di lingua corsa e per questo che ci vorrei essere efficaci, perché così la gente vedrà che noi vogliamo avanzare a tutto. Vi ringrazio. Ringraziati. Altre domande di parola, Pierre? Presidente, vi ringrazio. Semplicemente volere a conoscere la relazione tra questa commissione e il Consiglio esecutivo in carica della lingua corsa e sapere, posto a giusto c'è una nuova organizzazione della lingua corsa, se la commissione può dare il suo parere in questa organizzazione. Allora, altre domande? No. Bon, allora di sicuro i ben seri, sparto completamente i ben seri di Marie-Claude
e anche altri, mica solo questi, di sicuro è travagliato perché di maniera appena in furia, appena più in furia che la Commissione di Agricoltura, abbiamo fatto di maniera una commissione specifica, così si può andare direttamente non sul soggetto e non sul soggetto non è mica arrivato al mondo, ogni volta. Abbiamo già i rapporti che sono stati fatti, che il Presidente o la Presidente berrà, abbiamo i rapporti già fatti, il diagnostico è già fatto, c'è l'impasta e c'è la costruire l'arnesi. E l'idea è di avere arnesi pronti non all'ufficialità o non all'ufficialità della lingua da qui a Natale. Dunque l'affare va presto, non c'è tanto chiacchiere a fare e a perdere tempo, questo è sicuro. Dopo per rispondere a Pierre, avere la possibilità di interrogare l'amministrazione, che è prima fare, di avere una volta che ne avremo abbiato conoscenza di un nuovo organigramma, di vedere come l'affare si comincia da un punto di vista amministrativo e poi di sicuro tutte le nostre proposte andranno all'esecutivo. Bon, per di noi che in quell'esecutivo potremo fare bene, dico così, il Presidente Pierre ha decisione, ma a consigliera in carica per esempio di agricoltura e di lingua potrà bene a discorrere con noi o il Presidente se l'ha un tempo di sicuro, dunque non c'è mica problema, la coordinazione si farà. Di tutta maniera io penso che sia un modo operativo che abbiamo da mettere in ballo perché non c'è più tempo a perdere. Ora c'è la pasta e c'è la sbucca e poi basta, perché c'è veramente un'urgenza, di sicuro. Presidente, avete la parola. Vi ringrazio e io vorrei spiegare in qualche parola perché penso che questa proposta di commissione è una rompitura della nostra maniera di lavorare per tenere conto a tempo di urgenze e di domande dell'Assemblea di Corsica. Non è mica non so che noi vediamo, certi dicono che le be, parecchi dicono che non è mica abbastanza e penso veramente che non è mica abbastanza. Non parlo mica solo di critiche dell'opposizione, parlo di critiche della maggiorità, parlo di critiche di lettori della lingua, di lassoci si guardano, di professori che aspettano di più, o gustato così, l'abbiamo fatto e la sappiamo. Non sono mica qui per difendere il Consiglio esecutivo, né associazione. Sono qui per cercare in quell'assemblea di Corsica a almanaccare in qualche settimana una risposta all'altezza di ciò che si da aiutare, penso, da qui a venire la nada in un contesto che abbiamo presentato all'occasione della discussione sul rapporto, la decisione del Consiglio di Stato. Un lavoro è stato fatto, c'è un rapporto di orientazione e poi dopo c'è stato un rapporto della Commissione Agricoltura in cui Muriel che ha ascoltato, che ha proposto, che ha identificato una poche priorità. Ma chi è che ha cambiato? Chi è che ha cambiato per rapporto a questo? Se non stiamo in dell'andatura abituale, chi sa da passare? Il Consiglio esecutivo ha da lavorare di isolato e ma viene da qui a 3 mesi. C'è una poche critiche. La politica è so che l'è. C'è un'opposizione che è qui di noi per criticare la maggiorità e il Consiglio esecutivo. C'è le elezioni. Dunque è cascata in un gioco che non conosciamo. E io, con la presente Assemblea di Corsica, perché mi ha avuto questa volontà? Perché io voglio spiazzare un punto di equilibrio a trovare in delle nostre proposte comuni per rapporto al contesto che abbiamo parlato. Penso che c'è la spiazzare sul punto dal Consiglio esecutivo per l'Assemblea di Corsica. Istituzioni so che le so. L'Assemblea oda e il Consiglio esecutivo mette in opera. In relazione con l'amministrazione del Consiglio esecutivo, la sappiamo. Ma so che penso che c'è la traduce in le nostre decisioni un fatto che c'è un'unanimità in giro alla questione della lingua e un'unanimità in giro alla questione dello statuto della lingua,
un'unanimità a piazza di lingua del sistema educativo e un'unanimità nella volontà di rinforzare la politica di lingua per giungere a una vera politica linguistica. Dunque penso che ciò là scrive un lavoro di commissione in un calendario che ci aspetta. Vale a dire che, per conto mio, la proposta che faccio, di che il Consiglio esecutivo possa partecipare, secondo la scelta che la farà la Commissione, ai lavori e che da qui a settembre-ottobre che questa Commissione possa restituire prima una proposta di statuto della lingua, a mettere in ballo un quadro di legge organica. Secondamente, a piazza della lingua corsa in un sistema educativo, che sono le nostre priorità, a valutazione, il piano di formazione rinforzato del primo grado, il piano di formazione del secondo grado, la questione di concorsi e di un concorso specifico, la questione di generalizzazione dell'immersivo, chi convenzione e chi contratto in correttorato. Penso che la situazione ci impone di lavorare in modo differente. Normalmente, la competenza di un Consiglio esecutivo, che va di andare a discutere per 24 mesi in correttore, per giungere, per parlare davanti all'Assemblea, perché poi mica, questo ci manca qui e qui, che riparte, e ma perde troppo tempo. Non possiamo mica perdere questo tempo. Cioè la serve di presenza di unità di correttore, per giungere con un lavoro scompartuto, portato dall'Assemblea e accettato dal Consiglio esecutivo per metterlo in ballo il più presto possibile. Ultimo punto, le nostre priorità, lei ha detto ce la fa di più, ne abbiamo già assai, abbiamo qui la lista di tutto ciò che ne abbiamo, ma ho gustato che ciò che noi abbiamo non basta mica per rapporto a ciò che ne aspettiamo. Dunque, io ho incontrato nel quadro di preparazione dell'appuntamento oggi, ho incontrato un epoca d'attore della lingua, ho incontrato il collettivo Parliamo Corso. Parliamo Corso va scritta a tutte e a tutti, ha ricevuto la qui a sua proposta un piano Parliamo Corso. Non possiamo mica domandare alla Soci di va a piazza di istituzione. Per contro, possiamo ir nel nostro lavoro, nel lavoro della Commissione, nelle proposte, riteniamo questa proposta, identifichiamo una linea budgetaria e i mezzi di mettere in ballo ciò che fate, sia una diamo a progetti, sia un sostegno diretto, sia abbiamo noi, eccetera, eccetera. Abbiamo incontrato un collettivo Femmo per la lingua, Femmo la campagna, l'abbiamo incontrati, abbiamo stato assenti alle critiche. Una critica un poco generalizzata, non abbiamo parlato non solo, per rispondere a Pier. Il fatto che l'organizzazione a direzione lingua corsa faccia parte di un insieme più largo e conduce a una delusione della lingua corsa. Ne abbiamo parlato spesso, penso che c'è un'unanimità e un consenso. Non eravamo con la lingua corsa in cui DGS, con M. Pellegrini. Dopo è stata inserita nell'organigramma generale. Oggi c'è la volontà di creare una delegazione generale. Di questa questione ne abbiamo parlato. La situazione di servizio della lingua corsa. E questo sono in concreto. Sapete che ci sono dienti malattie, ci sono i posti che non sono mica stati rinnovati. C'è bisogno a tempo di identificare le risorse interne, quelle che sono pronte a bene di questi servizi. C'è da voler forse, se non troviamo mica all'interno, andare a cercare niente. C'è da voler fare scelte che sono di noi, scelte budgetarie, posto che sappiamo che non voglio mica fare solo in Moscone, non voglio mica aiutare se scelte queste che sono essenziali per la lingua. Voglio parlare direttamente in quell'assemblea, perché c'è un'urgenza. Dunque, ecco il senso di questa commissione. Penso che è un passo qualitativo che non abbiamo mai fatto per darci i mezzi di giungere da qui a qualche settimana in cui un argomentario
e proposte che avranno comunque una legittimità democratica senza barro, che la sia in discussione in cui Stato, di modo generale, in cui i deputati e i senatori, perché l'affare di un statuto della lingua e della revisione ad avere a Uadime davanti al Parlamento. Secondo io, con la proposta di un Consiglio esecutivo e con un'epoca di posizione spaperse, non è mica forza che lo ce l'aveva. Se noi chiudiamo da qui a 3 mesi, in cui un lavoro in fondo, non tra la nostra visione giuridica, non tra una visione di legge organica, non tra visione una proposta giuridica e fattuale di un statuto di lingua che noi vogliamo, con una proposta per la piazza di un corso nel sistema educativo, saremo forti per la discussione bene, saremo forti per convincere. E infine per passare dalla politica della lingua a un'era politica linguistica, ciò la adunisce tutti gli attori e questa la Commissione, perché saranno rappresentate tutte le tendenze dell'Assemblea di Corsica, ha una legittimità che è una legittimità importantissima che non avremo mica in un quadro abituale di funzionamento. E per questo che vi facciamo questa proposta e penso che è all'altezza degli indioni che ci aspettano. Allora, se non ci sono mica altre domande di parola, mi giulerebbe i nomi di gente che hanno Presidente, pas point d'ordre. Ce que l'as dit tout, l'autre Presidente, bon, je n'ai pas eu question à poser. Siamo via, siamo tracce di gente un discorso nuovo, cioè così. Discorso nuovo, voglio sapere un affare. Un discorso nuovo, un nouveau discours. Je traduis parce que non mi capito. Le monsieur a dit... No, giusto 2 questioni così. Una, domandiamo un'onda, siete pronti a dare la presidenza della Commissione all'opposizione? Prima questione. Seconda questione, per rapporto al discorso nuovo del rettore, che propone un 100 di scuole immersive, ci promette quasi alla luna e tanto meglio, dentro in discussione con egli, non ne pochi dettagli, perché le lamentate. L'affare della formazione, a me quando mi dicono ma apre 100 scuole immersive, dico, vai, non bastano mica, ma male, perché stanno, ci osteranno. Ma poi l'affare della formazione che ci promette a continuità, perché domani questo violo, la nuovo, cioè che sia per continuare. Questo voglio sapere, il reclutamento ne è parlato, ma sapete i busti che stanno come si è passato a fare? Non hanno cacciato legge a un concorso specifico. Vuol dire che non c'è 3 maestri di scuola in più, noi, di che stanno, 2 sono standard, diciamo standard. Vuol dire che in loge abbiamo messo a paro 20 per 20, qui siamo a 10 per 30, alle grosse. Dunque, tutto questo, cioè discutono, non sarà rientrato di settembre, se no non parliamo in onda. Ecco. Normalmente non c'è più dibattito. Senta, siamo divettosi, siamo ancora troppo. Ecco, normalmente non c'è più dibattito. Dunque io vorrei sapere ora qual è cada una questa commissione, per piacere. No, ma voilà, con la vostra autorizzazione a rispondere, vi voglio semplicemente... Non è Michaelo, scusate, no, permettete al Presidente, per piacere, non è Michaelo che dice qual è cada essere Presidente di Commissione, di tutta maniera. Mettete d'accordo. Adesso la Commissione, ecco, sapete, andate pure Presidente. E mi ho capito che mi volete mettere male in quella Presidente dell'Assemblea di Corsica. Dunque, io voglio rispondere politicamente. Il spirito l'avete capito. Non si può mica, dice in francese, donner, retenir ne vaut, e in corso si dice, si può mica avere i 2 beni dello stesso scarpo. D'accordo? Dunque, non posso mica avere davanti all'Assemblea un discorso d'apertura
e di a Commissione, ce ne sei i nostri e binarete oggi a partecipare e ascoltare. Nell'altro senso, siamo chiari, così pattigliare e ammiccare. Non mi posso mica criticare, e ci sono state critiche di fondo e scelte di un Consiglio esecutivo, non parlo che di lingua corsa, e dà l'impressione che sono in una situazione di fiasco, perché non consideriamo mica essere in una situazione di fiasco. Siamo chiari, penso che non abbiamo mica fatto abbastanza e penso che, visto ciò che si passa e ciò che ci aspetta, ce l'ha cambiato andatura per essere all'appuntamento della lingua, senza parlare di un resto. Dunque, lo spirito è questo gusti. Dunque, penso che ce la mette in ballo questa Commissione, ce la discuta di maniera di distribuire responsabilità e di maniera di lavorare. Io andrò a diverse discussioni di modo aperto. Voglio dire comunque, non c'è mica a sottostimare ciò che lo rappresenta, perché voglio dire, normalmente o scritto e lo spirito dell'istituzione non è mica quello, sapete? Se mi stava in un funzionamento normale e abituale, più le proposte di Dani, lavoro, il Consiglio esecutivo scontra l'attore, riviene da qui a 2 mesi, 3 mesi, davanti all'Assemblea, c'è ne critiche perché sarete a vostra piazza due ponenti ed è normale, e penso che a sortire non saremo mica all'appuntamento come lo giornalistici. Dunque di qui lo spirito. Regretto un poco che non abbiamo mica trovato, ne abbiamo parlato 2 ore in conferenza dei presidenti, ci abbiamo a avere per poter spiegare, per cercare, e poi dopo non si è mica fatta. Penso che ora ce l'ha creata la Commissione e ce l'ha discussa di maniera di farla funzionare al meglio. Ecco, ciò che vi posso rispondere. Allora, mi ha questi nomi o no? O li metto io? Allez, Romain Colonna, andiamo. Allora, Romain Colonna, Françoise Campana, Muriel Fagni, Petrantone Filippi, Evelyn Galone d'Istria, Jean-Charles Giabiconi, Don Giuseppe Lucioni, Paola Mosca, Nadine Nivagioni e Elisa Tramoni. Ora in fronte. Senza sorpresa, Pietri Véronique et Marie-Claude Branca. Donc Véronique Pietri et Marie-Claude Branca. Avanziamo, allora, i tre che sono mica scritti, ci side. Avanziamo, Vanina Le Beaumain e Saverio Luciani. Ah bon? Ah bon? Saverio Luciani e Vanina Le Beaumain. Lugiani. E se tu cominci così a saienta da parlare, se tu cominci a dire Lugiani o Lugiani, allora, Luciani, vous n'avez pas la parole. Point d'ordre, point d'ordre. C'est réglé. Donc, ensuite, alors, on Sofiu. Voi ne avete 3. Santa Duvali, Cathy Cognetti e Jean-Martin Monoloni. Bravi. Josefa, Baibo. Bolimica bene. Attenzione, non va mica a maniera un po' su domanda a qualche altro. Bon, ci sarà ma un riabrumico dibattito, ma solo quando e quanto, perché chi a guigione di una commissione ad hoc, bon, che aveva i proposte, che aveva regolato l'affare, e sono stato venuto sulla qui e ci avete aperto la porta nella vostra intervenzione. A guigione di l'organigramma, a guigione di mezzi. Perché se non aveva proposte, l'ha detta Presidente Nanz, il piano è fatto, sappiamo, il piano è fatto. Tra tutti i soci, tra l'audizione, il piano è fatto, di l'azione. Dunque, a guigione di alle a questa commissione con l'esecutivo, quando? Sarà questa che sarà di primur e ci vorrà definire quando di, quanto e quando.
E per questo che una delle ragioni che faccio che penso che ce la cambiare per essere l'appuntamento a maniera di funzionare, penso che questa discussione qui sul lavoro comune, il Consiglio esecutivo deve venire davanti alla Commissione dicendo boh, ci sono le proposte di un rapporto di Muriel, le proposte di Lassoggi, o terreno che aspetta a necessità di formazione, il quadro di contratto, la discussione che ha avuto un correttore per cercare di avere una convenzione a bene, come Emma sostiene, al di là di USPER, a formazione del secondo grado, il nostro sviluppo budgetario globale, per l'anno bene, quanto mettiamo e dove mettiamo. Se non abbiamo un progetto normale, ci abbiamo 4-5 mesi e non c'è mica la sorte. E per questo che ci vuole essere veramente operativi, come la diceva la Presidente Nanzo, e scambiare la nostra maniera di lavorare. Dunque, so che Bibo Sui se l'è accettato il principio di questa commissione, penso che ci vuole che la Sadunischi subito, dopo la sessione, per cominciare a parlare della nostra maniera di funzionare. So che Bibo Sui e chi l'attore con quale abbiamo parlato, senza anticipare i nostri atti di oggi, aspettano e aspettano, penso che c'è oggi una mossa di noi perché c'è su intimo d'angoscia per rapport a ciò che noi erimo, di dichiarazioni di l'uno e dell'altro, gli attacchi contro la lingua, di ciò che noi erimo, ma per creare confianza e la volontà, penso che ciò che noi sortiamo con un'epoca di proposte chiare e decisioni chiare, pur non su diparti in vacanze d'agosto. Così di settembre siamo non il fondo di lavoro. In tutto caso potete contare non disponibilità di Consiglio esecutivo. Bon, siamo d'accordo, allora tutto il mondo ha capito, l'affare sono chiari. Vabbè, allora abbiamo messo uno a creazione di commissione e se voi siete d'accordo, gli stesso tempo e ma Buddha, gli stesso tempo a composizione. D'accordo? Allora, qual è chi è contro? Qual è con bodemica? Astensione e qual è chi vota pro? Ecco, unanimità, ringraziabili. Allora, questa commissione con tutte queste gente, queste 21 persone, si potranno adunire prima bene per vedere come va per i presidenti, o vicepresidente e il relatore. Ecco. Allora, attacchiamo un altro soggetto, le risorse umane. E vabbè, non so che settore, disera. Dunque, c'è da essere da presentare adesso è presentato l'organizzazione di servizi con un nuovo organigramma e poi dopo ciò che gli chiamano l'REO, il regolamento di organizzazione di collettività, il daulelo degli effettivi e il rapporto sociale. On peut faire 5 minutes de suspension, Madame la Présidente? Allora, ditela in corso. 5 minuti. 5 minuti in corso, sì, perché per quando voi infrangete 5 minuti, non è mai 5 minuti. Dunque 5 minuti è corse, veramente. Si degui tutti da 5 minuti. Il corso dice 5 minuti paesani. 5 minuti paesani, a ringraziabili.
Per piacere, Maribia, i nostri travail. Où nostro travail? Je demande au groupe de rejoindre l'hémicycle, s'il vous plaît. Alors, je sais qu'à l'extérieur, il y a les retransmissions, donc normalement, ils doivent entendre. Et je demande aux assistants de groupe, aux conseillers, de bien vouloir avertir les membres. Eccocisimo, ribiemo per piacere, i 5 minuti sono passati. Oggi Presidente,
Mi gir guber sulle esegudi o si debronti. Dopo a se 5 minuti maisane, poco rilogio. 5 minuti americane, queste mica paesane, Allora, avete la parola, appena di silenzio, per piacere. Dunque ci sono 3 rapporti che sono liati, dice radio, il primo rapporto non ha l'organigramma, il secondo non ha il riferenziale in organizzazione e il terzo non ha i tavoletti effettivi. Allora i 2 primi sono indicativi, sono rapporti di informazione, il terzo ci sarà un bodo, dopo aver rammentato il legame tra questi 3 rapporti, una presentazione dunque di un nuovo organigramma di servizi à collectività di Corse. Simplement rappeler que cette présentation, dans le cadre d'un rapport d'information, puisqu'aucun vote n'est prévu pour ce type de rapport, vise à présenter le nouvel organigramme de la collectivité de Corse. Ce travail et sa concrétisation s'inscrivent dans une nouvelle étape du développement de notre institution qui a commencé en décembre 2024 avec l'annonce de la nomination d'un nouveau directeur général des services, Jean-Baptiste Calendini. Ce travail s'est poursuivi par le renouvellement du comité de direction, différents DGA, en janvier 2025, et ensuite une phase de dialogue et d'échange avec les organisations syndicales, mais également avec l'ensemble des responsables à tous les niveaux et les agents de la collectivité de Corse pour essayer, même si rien n'est jamais parfait, d'associer le plus largement possible à la réflexion et aux propositions l'ensemble des personnels, étant précisé que j'avais fixé un délai très resserré, notamment eu égard au fait qu'il était important que la nomination du nouveau directeur général des services et les décisions prises en matière d'organisation des directions générales adjointes se prolongent rapidement de l'adoption d'un nouvel organigramme pour participer d'une nouvelle dynamique qui a vocation, vous le savez, à nous permettre de mieux répondre aux attentes et aux enjeux de la société corse. Alors cette modification, elle a une double dimension, comme toujours en la matière, à la fois technique et opérationnelle, mais également philosophique et politique. Technique et opérationnelle, il y a des objectifs qui sont les objectifs traditionnels de tout type de propositions de cette nature, donc sont des truismes, mais les répéter quand même, simplifier l'organisation administrative, fluidifier les circuits de décision, améliorer la mise en œuvre des dites décisions ainsi que leur évaluation, mais également, vu de l'extérieur, assurer une meilleure lisibilité de l'action publique, une plus grande efficacité, une meilleure identification des priorités, et puis au plan interne, responsabiliser les cadres, permettre à chacun de se sentir partie prenante de la nouvelle dynamique, et travailler à redonner un sens plus affirmé à l'action collective et au travail. Alors ce sont des mots qui peuvent paraître assez technocratiques, mais en fait, vous savez bien que derrière cette analyse un peu froide et désincarnée, il y a également les problématiques que nous avons rencontrées au quotidien et qui remontent tantôt des agents, tantôt des élus, tantôt des citoyens, disant là ça va, mais dans certains autres domaines ça ne va pas. On le vit en interne, on le vit dans notre relation avec l'administration. Donc il y a besoin effectivement d'avoir une institution plus réactive, plus souple, plus opérationnelle. Et puis au-delà de l'aspect technique, il y a une vision philosophique et politique, une volonté de renforcer notre institution et de lui permettre de jouer pleinement son rôle, celui d'une institution démocratique, ouverte, rayonnante et dont les femmes et les hommes qui la servent sont fiers de servir. Et
une institution qui a vocation également à rendre fiers les Corses. Donc ça, c'est un peu un monde idéal, bien sûr. En tout cas, c'est normal de se fixer des objectifs ambitieux. Le projet présenté ne répond pas en totalité à l'ensemble des prérequis que je viens d'évoquer. Il a fallu tenir compte, bien sûr, de la réalité institutionnelle, humaine, ce que nous essayons en permanence de dépasser, et puis il y a également le constat d'un certain nombre de dysfonctionnements que nous avons essayé d'identifier pour contribuer à les résoudre, mais au-delà des difficultés qui existent, il faut aussi souligner, et avec force, que pour l'essentiel, la collectivité de Corse a la chance de pouvoir compter aujourd'hui sur des femmes et des hommes, je parle des agents, qui sont fiers de servir l'institution et qui ont la volonté de le faire le mieux possible. Raison de plus pour qu'il n'y ait pas de tricheurs dans nos rangs et qu'il n'y ait pas de gens qui n'assument pas les responsabilités qui sont les leurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, étant précisé, je le redis à nouveau, que je suis très attaché à la dialectique des droits et des devoirs. Les agents de la collectivité de Corse ont des droits. Ces droits sont parmi les plus larges et les mieux garantis de la fonction territoriale française. Vous l'avez vu, y compris en termes de rémunération, on le verra tout à l'heure dans le RSU. Nous l'assumons. Ça nous est reproché par la Chambre régionale des comptes. On a des explications à donner, au-delà de, je dirais, du choix social, de l'impact de la fusion. Il y a aussi la prise en compte d'un différentiel dans le coût de la vie. Donc ça, ce sont les droits, mais ça n'arrête pas la rémunération. Vous savez qu'on a un système social qui est sans doute le plus protecteur de France. Mais au-delà des droits, il y a également des devoirs. Et moi, je suis attaché à ce que toutes les femmes et tous les hommes qui travaillent au sein de l'institution respectent ces devoirs et aient conscience que c'est un privilège que de pouvoir servir l'institution de Corse et donc la Corse. Il fallait également partir d'un existant. La fusion, le 1er janvier 2018, a induit un certain nombre de difficultés. Il a fallu hiérarchiser les priorités. L'organisation qui a été retenue n'était pas optimale. Elle tenait compte de la volonté d'intégrer l'ensemble des effectifs, de permettre les premiers pas réussis, en tout cas sans bug majeur, de la nouvelle collectivité, mais elle a également, vous le savez, suscité un certain nombre de frustrations, généré des insuffisances, également des déséquilibres avec la vacance de poste considérée comme stratégique. C'est la critique dite de l'organigramme gruyère, pour prendre une métaphore alimentaire, ou pour prendre une métaphore jardinière, l'organigramme en râteau. Enfin, les râteaux, c'est surtout moi qui les prends souvent, avec vous. La collectivité de Corse doit donc entrer aujourd'hui dans une seconde phase de son existence et de son développement, et c'est le sens du projet de réforme de l'organigramme qui a vocation à nous accompagner, je pense, d'ici au moins jusqu'à la fin de la mandature, même si le travail est permanent et qui n'exclut pas, d'une part, des ajustements, chemin faisant, et d'autre part, une réflexion pour aller encore plus loin dans une troisième étape. Alors, que dire pour l'essentiel de cette nouvelle administration? D'abord, c'est une administration qui est resserrée, vous le savez. Concernant les directions générales adjointes, elles ont été resserrées à la fois dans leur nombre global, mais également dans leur organisation interne. On est passé de 9 DGA adjointes à 6 seulement, donc resserrées. Donc ça donne des responsabilités encore plus importantes aux femmes et aux hommes, beaucoup de femmes qui sont, mais aussi des hommes, Michel, qui sont en situation de DGA. Dire aussi que cette logique de resserrement, elle se retrouve dans les directions. On avait créé aussi beaucoup de directions, on a diminué d'un tiers les DGA, on est à peu près sur le même ratio en ce qui concerne le resserrement des directions.
ça participe aussi d'un souci d'efficacité, de cohérence, de lisibilité, et le caractère trop large de l'organigramme initial avait été également souvent évoqué en interne, même s'il fallait tenir compte aussi de la réalité humaine et de la nécessité de faire qu'il n'y ait pas trop de frustration liée à un sentiment réel ou ressenti de déclassement au moment de l'intégration de la nouvelle collectivité de Corse. Alors, au-delà du resserrement, il y a également un resserrement dans les compétences et dans la vision, fusion des deux ex-DGA, éducation, enseignement, formation, langue corse, culture, patrimoine, sport et jeunesse, ainsi que de l'ensemble de leur direction. Donc, une volonté de faire une grande DGA de ce côté-là, même si la langue corse en a été extraite, j'y reviendrai. La DGA, aménagement et développement des territoires, n'a pas été modifiée fondamentalement dans son périmètre et dans ses actions, mais elle a été resserrée sur un premier niveau d'encadrement en essayant de mettre en place également une mission relation au territoire destinée à renforcer de façon transversale, non seulement au sein de la collectivité, mais avec les opérateurs partenaires et surtout en direct avec les territoires, la Chambre des territoires, de contribuer à créer ce lien d'accessibilité, de proximité, d'efficacité qui est très attendu. En ce qui concerne la DGA infrastructure, elle est recentrée avec une vision politique des transports, une vision interconnectée avec des missions techniques qu'on connaît, des missions de conduite de projet en maîtrise d'ouvrage dans les domaines d'expertise traditionnels, je dirais les grandes infrastructures, routes, mobilité, fer, port, aéroport, mais également le numérique qui rejoint la nouvelle DGA et avec un accent renforcé sur le lien aux opérateurs intervenant dans le domaine des transports. Je pense notamment aux agences et offices, mais également à l'EPIC des chemins de fer de la Corse. Ça fonctionne bien de ce côté-là. On a tiré les leçons des recommandations de la Chambre régionale des comptes sur la vision stratégique partagée entre la collectivité de Corse et son opérateur dans le domaine des chemins de fer. Et puis on aura aussi, vous le savez, à intégrer, je l'espère, sous réserve du vote à intervenir, le nouvel établissement public industriel et commercial de Corse et demain la Chambre des métiers. Une organisation qui a été pensée également en essayant de renforcer la capacité de planification de cette DGA, a fortiori à un moment où nous devons produire le PADUC, mais également des grands schémas stratégiques territoriaux. La DGA en charge des affaires sociales, elle se trouve renommée, ce n'est pas qu'un artifice de langage, DGA en charge des solidarités et de la promotion de la santé. Les solidarités, parce que c'est bien la vision politique que nous avons de l'ensemble des politiques publiques qui recoupent le champ des affaires sociales et sanitaires, mais également la promotion de la santé, parce que même si nous n'avons pas de politique de compétences, en tout cas très peu de compétences dans le domaine de la santé, nous avons voulu mettre la santé au cœur de notre projet de société. En ce qui concerne les DGA support, elles ont également été resserrées afin notamment d'assurer une rationalisation de la gestion et un meilleur pilotage dans un contexte budgétaire contraint. Ça fait partie des observations de la Chambre régionale des comptes, de ce que nous avions pressenti et commencé à faire évoluer. Et je dirais que le contrôle de la Chambre régionale des comptes, qui s'est prolongé sur 15 à 18 mois de mémoire, nous a permis également d'être en temps réel mobilisés sur cet enjeu, avec une DGA en charge de la communication de la RH et la DGA en charge des affaires financières européennes et de la relation internationale qui ont été fusionnés au profit d'une DGA ressources et transformation de l'action publique. Cette dénomination nouvelle se traduisant également dans l'organisation des services avec la volonté, à partir de cette DGA support, d'impulser une véritable évolution, non seulement de notre organisation, mais également de notre fonctionnement en tant qu'institution. La DGA patrimoine de la collectivité, moyens et commandes publiques a également été repensée au profit d'une DGA achats et moyens immobiliers, avec un effort particulier sur la commande publique, mais également la création d'une mission stratégie
stratégique, immobilier, patrimoine, propriété, afin que la collectivité se vive et se pense plus en gestionnaire à visée de son patrimoine, et dans un souci de cohérence et de renforcement des moyens. Ça a été l'objet d'une discussion aussi en interne. La direction de la construction et de la réhabilitation des bâtiments rejoint la direction de la construction et de la maintenance, une direction générale. Concernant la direction générale des services, le projet propose par ailleurs de renforcer ses effectifs. Avant de rentrer dans la présentation des 3 délégations générales, je pense que l'expérience depuis 2018 nous montre que, à la fois, la diversité des compétences de la collectivité de Corse, qui exerce les compétences qui sont dans le droit commun exercées à la fois par les régions et par les départements, la diversité des compétences, mais également la place qu'occupe l'institution dans le vécu et dans l'imaginaire collectif des Corses et les attentes qu'elle suscite m'ont conduit, après échange avec les concernés et analyse de l'expérience des DGA successifs, à penser que l'idée d'un DGS seul, uniquement en relation avec ses DGA et son comité de direction et derrière l'administration organisée, ne permet pas au DGS d'être véritablement à la fois le chef d'orchestre, mais également l'acteur stratégique qu'il a vocation à être. Donc l'idée, c'est, pour reprendre un anglicisme, de staffer, d'étoffer l'équipe autour du DGS sans pour autant porter atteinte à la cohérence d'ensemble de l'organisation des services. Donc c'est par rapport à cette philosophie, mais également à d'autres enjeux que je vais souligner, qu'ont été créées 3 délégations générales qui sont désormais positionnées à un niveau stratégique. L'idée, au-delà de ce que je viens d'évoquer, c'est bien de contribuer à mettre notre administration de la collectivité de Corse en mode projet. Promouvoir, encourager, renforcer une logique projet qui a fait défaut, quelle que soit la qualité des femmes et des hommes, où on s'est rendu compte que on était dans un fonctionnement trop en silo, ça a été dit souvent, et qu'on n'arrivait pas suffisamment, ni suffisamment vite, à concevoir les projets stratégiques et surtout les mettre en œuvre et les conduire à bonne fin en les réintégrant dans une vision globale. Donc c'est à cette catégorie d'enjeux que répond la création de 3 délégations générales. La première, Lingua, Europa, Mediterraneo, internazionale et valorisation institutionnelle, a vocation à incarner, à porter l'être et le rapport au monde de la Corse, de son peuple et de la société insulaire. Ça participe aussi, je dirais, du recentrage stratégique de ce qui fait, au-delà de la sécheresse administrative ou de l'application des textes, l'identité de notre institution. Qu'est-ce qu'est notre institution? Elle est l'incarnation institutionnelle d'un peuple, communauté humaine originale qui vit en Europe, qui vit en Méditerranée, qui a un rapport à l'international, y compris d'ailleurs à travers sa diaspora, mais également qui a sa langue. Et cette question de la langue et de la question de l'Europe, le fait de le positionner à ce niveau de la délégation générale, à mon avis, a politiquement beaucoup de sens. La langue, j'ai dit pourquoi tout à l'heure, je n'y reviens pas. Je rappelle simplement que lorsque nous avons accédé aux responsabilités en 2015, la langue était rattachée au DGS, qu'ensuite, en 2018, avec le nouveau DGS, et dans le cadre de la nouvelle organisation, elle a été redispatchée vers les services et que ça contribuait aussi à diluer la place de la langue et de fait son importance, là aussi, quel que soit l'engagement et la qualité des personnes et des personnels. Donc la langue était vécue administrativement et donc quelque part perçue politiquement comme une simple composante de la. Donc, en réintégrant la langue dans ce qui est notre être au monde, c'est aussi une façon
d'abord de rappeler son importance objective, ça fait écho à notre discussion de tout à l'heure, mais la volonté également que la politique de la langue, et demain la politique linguistique, irrigue l'ensemble de notre organisation administrative au plan interne et au plan externe. Même chose pour l'Europe et les relations internationales. Nous avons voulu distinguer, ce qui n'était pas le cas dans la précédente organisation, la dimension des partenariats financiers, les fonds, la mobilisation des fonds européens, leur mise en œuvre, leur exécution. Cette partie reste conservée au sein de la DGA ressources. Par contre, tout ce qui est la vision politique de la coopération européenne, méditerranéenne et internationale, c'est intégré dans cette délégation générale. Une deuxième délégation, nous y avons fait référence aussi lorsque nous avons parlé tout à l'heure, notamment de l'EPISC. On a dit EPISC égale outil nouveau, devant accompagner les SIS vers un SIS territorial. Les SIS territoriales, outil majeur, mais non exclusif, d'une politique globale de sécurité publique inscrite dans l'identité euro-méditerranéenne de la Corse. Je pense par exemple au projet de faire de la Corse une base en Méditerranée pour la lutte contre les incendies. Ça avait été expérimenté en 2009. Comment on l'institutionnalise? Comment également on intègre les nouveaux enjeux de la transition écologique, du réchauffement climatique dans toutes nos politiques publiques? Comment on anticipe les grandes mutations du XXIe siècle? Ça fait écho dans notre organisation administrative au travail qui est mis en œuvre par la présidente de l'Assemblée de Corse dans son espace de réflexion qui aura également vocation à nourrir cette délégation générale. Et cette inscription d'une planification stratégique nous a paru d'autant plus indispensable au moment où nous réfléchissons, je l'ai dit tout à l'heure, à des grands documents stratégiques structurants, et notamment au PADUC, en intégrant l'ensemble des enjeux et en assurant un pilotage stratégique non seulement entre les différentes DGA concernées, mais également en lien avec les différentes politiques publiques mises en œuvre par les agences et offices de la collectivité de Corse. Troisième délégation générale, là aussi la création a été tirée de l'expérience, sont les relations publiques et les partenariats stratégiques. Je me suis rendu compte au fil des années que nous manquait un outil de consolidation de l'ensemble de nos relations stratégiques avec les partenaires de la collectivité de Corse. Je prends un exemple avec l'État. Lorsque j'ai un rendez-vous avec un représentant de l'État ou avec un ministre, il n'y a jamais la possibilité de faire remonter l'ensemble des informations ou des suivis des dossiers qui relèvent des différentes DGA. Et donc on a en permanence une forme là aussi de cloisonnement et d'absence de circulation de l'information qui ne nous permet pas d'avoir une vision consolidée de notre relation globale avec un partenaire donné. Alors c'est particulièrement vrai pour l'État et c'est particulièrement préjudiciable de ne pas l'avoir. Mais on peut penser également à d'autres partenaires stratégiques et sur un mode où, par nature, on n'est pas dans une relation conflictuelle, mais on est dans une relation, je dirais, de partenariat. On a vocation à être dans une relation de partenariat avec l'État. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, avec les acteurs insulaires, l'Université de Corse, par exemple, ou les communes et les intercommunalités, là aussi, vous l'avez vu, y compris lorsque nous essayons d'avoir une présentation globale et consolidée de notre politique d'aide au territoire, nous n'avons pas aujourd'hui ni les instruments de quantification et d'évaluation, ni la mise en perspective administrative et politique, ce dont sera chargée cette délégation générale. Et puis, à côté donc des entités que je viens d'évoquer, est conservée l'inspection générale des services, qui est renforcée avec des missions de contrôle interne et une mission d'évaluation des politiques publiques qui est importante et qui fait défaut. Bon, ce n'est pas qu'en Corse, ce n'est pas que la collectivité de Corse. Vous savez qu'il y a beaucoup de
littérature politique et scientifique, et notamment la France est aujourd'hui un pays qui est objectivement en retard en matière d'évaluation des politiques publiques, et ça nous est très préjudiciable, y compris d'ailleurs pour faire évoluer nos dispositifs. Nous manquons d'instruments d'appréciation de l'impact de nos politiques publiques sur la réalité que nous prétendons transformer. Dans le logement, dans l'ensemble des politiques publiques stratégiques, il y a un déficit d'évaluation, et nous parlions tout à l'heure, par exemple, de la langue corse. Là aussi, sans même parler du déficit d'évaluation partagé avec le rectorat, nous-mêmes, je vais prendre un exemple sur l'aide aux différents partenaires, nous n'avons pas d'évaluation de l'efficacité de notre politique en matière de langue corse. Un dernier niveau important, c'est la création d'une mission évolution sociétale. Je veux dire, on ne peut pas se permettre de courir en permanence après des phénomènes de fond qui viennent impacter très lourdement nos décisions sans jamais se donner les moyens de les évaluer et de les anticiper. Je vais prendre quelques exemples. Bon, la démographie, par exemple, le vieillissement de la population, les nouveaux usages, etc., etc., la place du numérique dans la société, l'intelligence artificielle demain. Je pense que nous avons besoin de réfléchir de façon stratégique. Et puis un dernier enjeu auquel je veux faire référence, le suivi de la mise en œuvre de la délibération, lutte contre les pratiques mafieuses, proposition pour une société corse libre, apaisée et démocratique. Elle a été votée à l'unanimité. Il y a plus de 30 décisions opérationnelles qui ont été prises, mais qui relèvent pratiquement de directions totalement différentes et distinctes. Et s'il n'y a pas une vision et une approche coordonnée, y compris en termes d'évaluation de la mise en œuvre de cette délibération, nous risquons d'être dans l'échec et donc dans la frustration et dans la déception. Je termine en disant que le secrétaire général du Conseil exécutif de Corse est restructuré autour de deux missions, l'une portant sur la coordination et l'accompagnement administratif et l'autre sur les politiques publiques. Cette nouvelle organisation vise à renforcer le rôle d'interface assuré par le secrétaire général, à la fois interface entre le Conseil exécutif et les services de la collectivité de Corse, mais également interface avec l'Assemblée de Corse, le secrétariat général de l'Assemblée de Corse et les instances consultatives. Nous avons un fonctionnement interne qui est lourd, objectivement. Nous devons impérativement fluidifier les relations et les renforcer, notamment entre les institutions, les différents organes qui composent la collectivité de Corse. Après un organigramme toujours sujet à discussion, il est par définition en permanence à repenser, mais surtout il doit être confronté à la réalité de sa mise en œuvre opérationnelle. Donc la réalité de sa mise en œuvre opérationnelle, c'est d'abord rappeler que cette proposition de nouvel organigramme s'inscrit, je l'ai dit au seuil de mon propos, et je vais terminer aussi par là, dans une dynamique d'ensemble que nous souhaitons impulser. C'est la mission, une des missions qui a été donnée au directeur général des services, qui est assumée par le comité de direction, mais qui, par capillarité et par ruissellement, doit devenir celle de toutes celles et tous ceux qui travaillent au sein de la collectivité de Corse. L'idée, c'est bien de créer un choc de confiance et d'adhésion, de renouer avec l'esprit de mission qui doit être celui des agents et des fonctionnaires de la collectivité de Corse, qui doivent se sentir valorisés dans leur action, valorisés dans leurs fonctions. Ça passe aussi par la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, par la réflexion sur l'évolution des métiers, par la mutation, les mutations internes et, je dirais, des perspectives stimulantes, et par le renforcement du sentiment d'appartenance qui s'est renforcé et qui doit désormais être totalement cristallisé, avec également le renforcement du dialogue social pour rendre toujours plus prégnante et concrète la dialectique des droits et des devoirs. Et puis,
Un organigramme, oui, mais dans un contexte budgétaire que vous connaissez, dans lequel les dépenses de fonctionnement doivent être contenues. Qui dit dépenses de fonctionnement dit aussi dépenses salariales, le 0,12, qui est très important aujourd'hui, mais qui n'est pas important par une augmentation des recrutements. On le redira demain. Je veux dire, on est aujourd'hui à un epsilon près, à isopérimètre, pour des compétences beaucoup plus larges et surtout pour une population beaucoup plus nombreuse. Je veux dire, ça, je l'ai dit à la Chambre régionale des comptes, elle l'a intégré. Mais je veux dire, quand vous faites avec 4400 agents, effectifs consolidés des 3 collectivités, pour une population de 240 000 habitants, qui était celle de la Corse il y a une génération. Ce n'est pas la même chose que de faire avec le même nombre d'agents pour une population où il y a 360 000 habitants. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. On gagne 5 000 personnes, on augmente la population de 5 000 personnes, de 4 à 5 000 personnes par an, mais les agents restent les mêmes. Le nombre des agents reste le même. Donc la charge de travail, elle augmente. La charge de travail théorique et la charge de travail pratique. Il n'empêche que cet organigramme, il a fallu le construire aussi en tenant compte de la contrainte budgétaire. Et ça fait écho aux rapports qui sont en miroir, le référentiel à l'organisation, qui est la description du squelette de notre organisation dans lequel va s'incarner cet organigramme, et puis également la modification du tableau des effectifs, mais avec une trajectoire budgétaire qui doit être soutenable. Et donc, il a fallu intégrer dans la perspective quel est le coût de cet organigramme. Sommes-nous en mesure de l'assumer, et de l'assumer, peut-être pas en totalité tout de suite, mais de l'assumer dans une mesure qui soit cohérente avec nos objectifs globaux. Donc c'est avec cette philosophie, ces objectifs, et en tenant compte de ces contraintes aussi, notamment budgétaires, et en essayant de privilégier le dialogue social, qui a pu paraître insuffisamment abouti aux organisations syndicales, mais c'est très difficile de donner totalement satisfaction. Ce que je veux dire, c'est que le comité de direction, les directeurs et le DGS se sont impliqués très fortement, et je tiens à saluer ce travail, sa qualité, sa densité. Le DGS est allé pratiquement physiquement dans tous les services. Il a rencontré plusieurs centaines de personnes. Et donc, voilà, on arrive à cette proposition avec une discussion qui a eu lieu devant le CST. Il n'y a pas de vote, je vous l'ai dit. Il y a eu des positions exprimées, des craintes, des interrogations. Nous avons essayé d'y répondre. Et ce nouvel organigramme a vocation à rentrer en vigueur à compter du 15 septembre 2025. Le CST, oui. Le CST n'était pas, le vote n'était pas obligatoire, mais nous avons fait voter le CST, et donc il y a eu 2 votes contre, la CFDT et la CGT, et 2 abstentions, le SNT et le STC. Bien, merci Monsieur le Président pour cette présentation. Qui souhaite intervenir sur cet organigramme? Oui. Madame Pédinier, pour Roussoffiou. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous l'avez dit, le rapport 158, 166 et 167 étant liés, je n'interviendrai qu'une fois. Sur l'organigramme, donc, qui rentrera en vigueur le 15 septembre, il a été présenté en comité social territorial, vous l'avez évoqué.
Il est censé reposer sur une architecture enfin établie. Après 7 années à considérer que l'organigramme prévisionnel était davantage un outil de convergence entre les 3 anciennes collectivités. Alors ça fait long, ça fait quand même long, surtout que pour être efficiente, l'administration a besoin de stabilité et d'avoir enfin une mise en œuvre opérationnelle. Vous nous l'avez expliqué, on passe de 9 DGA à 6 DGA et le resserrement se fait sentir dans les directions internes au DGA. Vous faites le choix du renforcement de la direction générale des services avec 3 délégations directes. La première délégation, la langue, Europe, valorisation institutionnelle, je cite, ayant vocation à figurer l'être et le rapport au monde de la Corse, de son peuple. On parle d'identité de relations internationales. Alors ça me paraît assez politisé, mais lourd surtout pour une direction générale difficile à pourvoir et qui est déjà débordée. Pour ce qui est de la langue, la placer sous le DGS est une façon symbolique de la valoriser, mais reste à savoir ce qu'il va changer en positif. On en a longuement parlé cet après-midi. Quelle va en être la plus-value? Si ce n'est peut-être la transversalité, mais voilà, il faudra bien travailler sur ce point-là. La deuxième délégation, planification stratégique et transition, articulation des agences, office, PADUC, documents stratégiques, lutte contre la spéculation. Je voulais savoir ce que ça allait changer pour la tutelle des agences. Et est-ce que c'est en lien avec la recommandation de la Cour régionale des comptes d'élaborer ces conventions d'objectifs et de performance dans tous les EPIC satellites de la collectivité de Corse? La troisième délégation concerne les relations publiques et les partenariats stratégiques, pilotage et vision. Et j'ai lu que l'IGS récupérait le suivi du rapport dérive mafieuse, tout ce qui est égalité également hommes-femmes, laïcité, mais vous nous confirmez qu'on ne fait pas évoluer ces missions premières et que le mode de saisine d'une inspection demeure inchangé. C'est-à-dire que pour lancer une inspection dans les services, seul le président de l'exécutif peut initier la démarche et mandater l'inspection. À ce titre, je voulais savoir, Président, combien de missions d'inspection il y a par an en moyenne. Avec ce nouvel organigramme découle la révision du tableau des effectifs, vous nous l'avez dit, et celle du référentiel en organisation, que j'évoquerai brièvement pour ne pas reprendre la parole par la suite. Pour se conformer du reste à cet organigramme, le référentiel en organisation intègre la création de 142 postes, la suppression de 168. Par ailleurs, des opérations de mise à jour créent 212 postes et en suppriment 154. Vous nous l'avez expliqué. Une petite remarque pour la modification du tableau des effectifs. Il y a peut-être une erreur dans le rapport qui dit que c'est une prise d'acte. Or, comme il y a 10 articles de la délibération qui autorisent des créations et des suppressions de postes, je pense que ça va appeler à un vote. Voilà, je vous remercie. Et je terminerai, Président, et je redirai ce que je dis souvent ici. Ce qui nous gêne toujours, c'est de ne pas avoir la perspective de la masse globale avec les départs qui sont censés pouvoir être anticipés désormais. Ce qui nous conduira, en cas de passage au vote, et j'en reviens pour le tableau des effectifs, à ne pas participer à la modification du tableau. Je vous remercie. Merci. J'ai omis de dire qu'il y avait un simple avis de la Commission des finances. D'une prise d'acte, bien sûr. Ouais. Bien, merci. Oui, non, évidemment, évidemment. Merci beaucoup. D'autres interventions? Oui, Paul Félix Benedetti. Je vais faire court parce qu'on ne va pas épiloguer. On attendait tellement un document matriciel de l'organisation spatiale des 4000 et quelques employés de la collectivité de Corse que je ne vais pas m'en plaindre. Par contre, je pense qu'il a besoin d'évoluer, entre autres sur certaines directions générales, où on voit encore les frontières. Il y a des services, je prends un exemple, le service social ou le service de la culture, on voit une ossature générale, avec une administration qui fait l'abstraction de frontières des anciens départements.
Par contre, il y a des services fondamentaux et stratégiques, comme le service des moyens généraux, la direction générale des infrastructures, ou même, sur certains chapitres internes de la direction financière, des compartimentations qui montrent qu'il y a encore le poids, je dirais, des divisions issues des matrices initiales de chaque département. Moi, je pense que l'homogénéité demande à avoir un resserrement de l'organigramme sur des directions générales techniques uniques, une direction adjointe du contrôle financier unique. On ne peut pas avoir un contrôle financier séparé en Haute-Corse et en Corse du Sud, ou Cismonte et Poumonte. Moi, les deux mots ne me plaisent pas d'ailleurs. Je considère qu'il y a un rappel d'un curseur de position qui nous met peut-être à gêne. Après, quelqu'un de plus malicieux me dirait non, mais c'est Corté, qui est sous la montagne et derrière la montagne. Mais bon, c'est quelque chose à discuter. Goleliamo nos arriva più giusto. Et puis una noce storica. Mais à partir de là, voilà, moi j'appelle votre réflexion, c'est qu'il y a encore des compartiments qui montrent des organisations de travail séparées. Et ensuite, j'ose espérer qu'on n'a pas, quand on clique, il n'y a pas de menu déroulant. Je pensais voir arriver les 4000, un par un. Je pense que vous les avez. Mais nous, on s'arrête, je pense, à un grade d'adjudant-chef. Tout ce qui est en dessous, on ne voit pas. Et ça peut montrer aussi des disparités dans les organisations de travail, dans les services. Moi, je vous prends qu'un exemple, parce que ça m'a un peu alerté. Dans les affaires financières, simplement, dans la direction de la qualité des comptes, déjà, vous avez un contrôle Poumonte, un contrôle Cismonte. Je considère qu'à terme, on doit avoir un contrôle unique, avec une méthodologie unique. Mais dans vos sous-services, on voit qu'il y a une matrice différente. Parce que d'un côté, vous avez un service des exécutions budgétaires pour le Poumonte, et pour le Cismonte, vous avez deux services. Mais dans les deux, il n'y en a aucun qui s'appelle service des exécutions budgétaires. Il y en a un qui s'appelle service de la fiabilisation des comptes, et l'autre, mission d'audit des fonds européens. Ça veut dire que ça ne travaille pas pareil. Je ne vous dis pas qu'il ne fallait pas rester sur ces appellations, mais normalement, on doit avoir une matrice en devenir de ce qui est l'harmonisation d'un organigramme global qui montre qu'il y a une collectivité territoriale unique et une méthodologie unique de travail, ou du moins qu'elle est en gestation, en devenir. Je vous ai pris cet exemple, mais j'aurais pu en prendre plusieurs autres. Le service, je dirais, des routes, il est carrément compartimenté en deux, tout le temps. Moi, j'estime qu'à terme... Après, le problème, c'est qu'il y a des personnes à des postes de direction générale adjointe. Mais il faut avoir l'ambition de séparer le grade de la fonction. Un ingénieur, il peut être chef de projet, chef de lui-même, dans une entité où il y a de la dignité et où chacun retrouve sa place. On n'a pas besoin d'inventer des directions adjointes pour donner à quelqu'un un grade respectueux de ses diplômes, de son ancienneté et de sa compétence. Et c'est quelque chose qui doit être vu dans une organisation générale. Donc moi, je vous dis, c'est une bonne chose. On a déjà une vision globale. Après, il manque la déclinaison de toutes les cases, avec les besoins en grade fonctionnels. Parce que l'organigramme, c'est ça. Quand on fait chaque année des tableaux d'avancement, ils sont peut-être au choix, en fonction de critères, je dirais, sociaux, de critères d'ancienneté, mais ils sont essentiellement sur des critères de mérite, mais aussi sur des critères de besoin. On cherche à promouvoir des gens parce qu'on a besoin de monter en compétences sur des postes vacants. Tout ça, on ne peut le voir que si on a toutes les cases. Pour le moment, je crois que si vous ne nous l'avez pas donné, c'est que c'est encore en construction. Sinon, vous aurez eu un grand plaisir à nous donner un tableur Excel avec un menu déroulant à 4300 noms. Président, je ne vais pas en dire plus. Je considère que c'est pas mal déjà d'avoir proposé un élément matriciel qui a quand même une cohérence d'ensemble, mais il y a tous ces doublons où, moi je vous le dis, je pense qu'il faut travailler à les résorber pour que dans l'organigramme, on ait une vision matricielle d'une unicité de commandement d'action. Colleghi Bolebarla, ouais. Josefa Giacometti.
quelques considérations, quelques mots, très rapidement. Alors effectivement, il y a une matrice, après un long cheminement qui s'affiche. C'est un premier pas. On doit voir se décliner une stratégie, vous l'avez dit, une stratégie politique, une stratégie budgétaire et des choix dans les politiques que l'on va décider de mettre en avant. Alors il y a toujours la question du besoin d'en revenir aux directions adjointes, parce que c'est une organisation administrative. Mais dans le même temps, donc cette organisation qui reste encore en silo. Et dans le même temps, il y a, on le voit aussi, une volonté de tenter de construire les transversalités. Sauf que, et on extrait du coup des grandes masses auxquelles on donne de grands titres très je ne vais pas dire pompeux parce que ça serait pas sympa, mais je veux dire très élaboré, gestion internationale, européenne, de la projection, bon, bref, parce qu'on essaye de tout faire, on essaye de tout faire rentrer, parce qu'on sait très bien qu'il faut organiser la transversalité dans des logiques de projet, et que pour l'heure, la logique administrative, elle n'a pas été encore en capacité d'intégrer la logique de projet dans ses déclinaisons opérationnelles. Et que donc, on essaye de coller au-dessus des directions des grands blocs d'idées. C'est un début, on voit qu'il y a déjà la volonté d'essayer de le créer. Mais pour avoir connu la question des silos et de la transversalité, s'il n'y a pas la manière de faire fonctionner et de rendre les choses opérationnelles, ça ne fonctionne pas, et nous le savons. Et aussi, dans la même logique, lorsque l'on extrait, vous avez pris l'exemple de la langue, vous avez pris l'exemple des défis climatiques, me semble-t-il aussi. Lorsque l'on sort des directions certains grands sujets, certaines thématiques, et qu'on les colle, je le dis un peu de manière triviale, au DGS ou en direct au président du Conseil exécutif pour donner une symbolique forte. C'est important, la symbolique. Mais en revanche, il faut que la case soit pleine. Il faut qu'il y ait des moyens, là aussi, d'action, du personnel et des moyens de les décliner. Sinon, j'inverse ce que je dis souvent, ça reste de la symbolique. Et du coup, on n'est toujours pas opérationnel. Donc, cette lecture-là, on a encore besoin de la voir. Et puis ensuite, et vous l'avez dit, c'est de la gestion humaine. Parce que la masse, ce n'est pas simplement des chiffres, c'est des hommes et des femmes, c'est des compétences, et c'est des compétences à gérer et à rendre dynamiques. Et on voit que là encore, ça vient d'être dit par celui qui m'a précédé, on voit encore que pour évaluer les moyens, les besoins, on a encore besoin d'établir des fiches de poste claires dans toutes les directions pour savoir quelles compétences nous avons à notre disposition, une GPEC, comment on en fait la gestion, comment on organise les évolutions en interne et comment, s'il y a besoin, on organise les recrutements à l'extérieur. J'entends bien sûr, vous l'aurez compris dans ma bouche, à l'extérieur de la collectivité de Corse. Voilà, de la machine, hein, pas plus loin. Donc, la question de l'ingénierie et de l'accompagnement sur certaines directions, on sait qu'elle manque. On est souvent venu à la question des fonds européens, mais pas seulement. Et puis ensuite, dans la relation avec les partenaires, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut rendre l'action de la collectivité aussi lisible auprès des partenaires. C'est un dialogue, parce qu'on est toujours dans une logique de guichet, trop souvent, et que derrière le rideau, on n'arrive pas encore à organiser une réponse globale lorsqu'un partenaire, souvent d'ailleurs, pas seulement quand on est dans une logique de financement ou de subvention, et également quand on est dans une logique de construire des partenariats et de conventionner avec certains partenaires. Il y a différentes échelles partenariales d'ailleurs, hein. Il y a les grands partenaires et puis il peut même y avoir des petits partenaires sans être péjorative, mais
mais avec lesquels on a besoin de construire des stratégies. Et je terminerai justement sur la question de la stratégie. C'est aussi pour afficher une action résolue de la collectivité de Corse sur certains grands thèmes que j'ai vus, que j'évoquais tout à l'heure comme étant des grandes thématiques transversales, par exemple celle de la spéculation, quid de la relation aussi avec les offices et agences et les satellites pour mettre en œuvre une action concertée sur ces grands thèmes et sur ces thématiques-là. Parce que ça va, on sort de l'organigramme, mais on doit être logique dans l'action. Et enfin, pour la stratégie au service de la Corse et des Corses, parce que finalement, Teguet, la stratégie pro Diagurtiga et Digour, et qu'elle soit lisible à leurs yeux et que cette collectivité l'incarne, il y a besoin de renouer avec une échelle de proximité réelle. La proximité humaine, que ce soit une collectivité à taille humaine, servons-nous de notre petit nombre. La proximité, ce n'est pas que péjoratif, c'est souvent pas du tout péjoratif, et auprès de l'humain et des territoires. Et ça reste encore aussi à affiner. Ringraziabi. Qual è chi volevi a parola? No, più Nimo. Ah, pardon, Jacinthe, Vanni. Ringraziabi, giusto due parole alla Corte. Dans un premier temps, bien entendu, féliciter le travail du DGS, des DGA, de toutes les équipes. On a connu des DGS qui sont arrivés, qui sont repartis sans pouvoir nous présenter l'organigramme. Bon, là, je pense qu'on a mieux travaillé, puisqu'on a un DGS qui connaît bien la maison, qui est d'ici, qui a pris le temps de consulter, d'écouter, de prendre en compte aussi l'aspect humain, la photographie de notre collectivité, les difficultés, la fusion, tout ce travail-là d'écoute, de concertation, je pense qu'il faut le souligner. Et il faut aussi, quand les choses vont vite et bien, il faut aussi le dire. Et je ne le dis pas parce que nous avons des liens d'amitié avec le DGS et beaucoup de DGA. Et je le dis parce que le travail qui a été fait rapidement en consultant le dialogue qui a été instauré, aujourd'hui, il est là et on s'en satisfait. On a un organigramme qui trace notre politique et qui doit être là pour mettre en œuvre notre politique. Donc moi, bien entendu, je m'en félicite. On a eu de grands débats en CST avec les partenaires sociaux. On a échangé. Bien entendu, un organigramme, il est appelé à évoluer, il est appelé à finaliser, à aller dans le détail. Et bien entendu, ça vit tout le temps. Et dans les mois qui viennent, on peut être amené à aller retoucher cet organigramme pour le perfectionner. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une dynamique, on est dans une simplification et on est dans l'action et j'en ai dit dans la concrétisation. Peut-être qu'il a fallu attendre un peu, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui se met en marche et qui se met en marche avec les agents et pour les agents. Et bien entendu au service de la Corse et du peuple corse. Mais toutes les revendications qui nous remontent et qui vous remontent des agents, bien entendu, quelquefois des situations personnelles, quelquefois un certain nombre de choses, que personne ne reste sur le chemin, la peur de certains de perdre des missions, d'autres d'en avoir plus. C'est tout ce travail-là qui a été fait. Je pense qu'on ne réalise pas bien tout ce qui a été fait en peu de temps. Parce que 4500 agents, refaire une organisation du DGS au DGA, au directeur, en passant par prendre en compte aussi notre projet politique, mettre en adéquation avec ce que vous présentez aujourd'hui, je pense que c'est à souligner. Bon, après, on peut toujours dire à la marge, on peut faire mieux, etc. Oui, pourquoi pas. Mais je pense que déjà, il faut souligner la qualité du document et aussi la rapidité. Donc, je tenais à le faire au-delà de nos amitiés, en étant
très honnête, et vous le savez que je ne me gêne pas quand ça ne va pas de vous le dire, mais je dois dire aussi qu'aujourd'hui, vous avez notre confiance, notre groupe, mais au-delà, je pense que vous avez la confiance des partenaires sociaux et vous avez la confiance des agents. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc il faut en profiter, il faut continuer, surtout pas s'arrêter en cours de route, continuer, affiner et surtout le côté humain, bien entendu, c'est le plus important, que tout le monde se sente bien dans cette nouvelle organisation et que tout le monde puisse travailler dans des conditions idéales et bien entendu se sente bien au travail. C'est ça le plus important, puisque quand on se sent bien au travail, eh ben, on travaille mieux et c'est la Corse et les Corses qui en profitent. Donc, a ringraziabi et a felicitabi dans la route. Y a-t-il d'autres interventions? Savérion. Merci, Présidente. Deux mots rapidement. Comme c'est une prise d'acte, on ne va pas trop développer. Simplement, je crois que l'organigramme était attendu depuis longtemps. C'est quand même, bon, c'est une réponse quand même à un besoin de fonctionner autrement, certainement. Moi, ce qui me préoccupe, c'est pas tant de réorganiser. Je pense que c'était une nécessité, c'est évident. Il y a ce qu'a évoqué M. Vanni et la Sainte, sur le bien-être aussi, le fait que, je crois qu'il y avait, et moi je le constatais en tous les cas dans bon nombre d'endroits, à un moment donné, un mal-être aussi d'un certain nombre d'agents. Il faut que l'objectif c'était, je pense, j'espère que vous allez le réaliser, ou en tous les cas que il y aura un ressenti, c'est à un moment donné que tout le monde se sente bien dans l'institution, qui est très lourde. Après, le deuxième souci que j'ai, en dehors de l'aspect interne, c'est la performance. Est-ce que le nouveau moteur de la collectivité, enfin en tous les cas le moteur, je dirais, reformaté, est-ce qu'il va être performant, est-ce qu'il va répondre justement maintenant à nos aspirations, aux attentes des Corses? Ça c'est aussi tout aussi important. Bon, après le reste c'est une prise d'acte, encore une fois, il y a deux points. Alors un petit clin d'œil, excusez Paul Félix, sur Gismonte et Boumonte. Je vais pas, on va pas refaire un retour à l'histoire, mais je crois que ce serait intéressant de réfléchir à casser un peu. Alors moi, je ne suis pas pour Grenoble et Diamant, qui sont les départements issus de la Révolution française, vous le savez. Poumonte et Gismonte. Poumonte est une appellation incontrôlée. Poumonte, ça ne représente pas la Corse du Sud. Je le dis comme ça, très sérieusement. Ça représente une partie de la Corse du Sud, et c'est une partie de la Corse du Sud qui, linguistiquement, est très proche de la partie, de la partie nordiste. Je le dis comme ça, vrai ou faux? Je le dis tout simplement. Non, par contre, à un moment donné, il va falloir. Alors, il y a un certain nombre de répartitions, en tout cas de pointillés, notamment sur les services des routes par rapport aux zones. Je pense qu'il va falloir redéfinir fondamentalement les territoires, y compris, à un moment donné, être pris en compte dans l'organigramme. Je crois qu'il y a une dimension historique et culturelle à prendre en compte. Alors, moi, je ne vais pas convoyer forcément au pied, mais il y a forcément, à un moment donné, une redéfinition des territoires qui répondent aussi à nos aspirations. Elles sont liées à tous les autres. Bon, pour le reste, bon, le redéploiement, on ne peut qu'espérer qu'elles soient au service d'un projet qui, redéployé, sera opérationnel. Dernier petit point aussi, par rapport à transversalité, qui apparemment apparaît dans ce organigramme, c'est un bon point, c'est aussi avoir une réflexion poussée sur le rôle des agences et offices dans cette transversalité. Est-ce qu'à un moment donné, tout à l'heure quelqu'un parlait de fonctionnement en silo, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une autre réflexion à avoir, y compris sur la redéfinition même, je dirais, pas de leur résistance, mais en tous les cas de leur projet, de leur opérationnalité et surtout de leur place dans une Corse de 2025 qui n'est plus la Corse des années, même 2015, je vais pas très loin, mais je crois que cette partie-là qui, bon, n'apparaît pas forcément dans l'organigramme puisque ça regarde les satellites, je crois qu'il faut aussi une réflexion sur les satellites parce que la Corse évolue et parce que les missions aujourd'hui ont changé et qu'il y a forcément aussi des mutualisations à avoir, y compris
en termes donc, et de transversalité avec le reste, mais surtout entre elles, voire même demain donc, une profonde modification de cette partie-là de l'appareil territorial. Ringraziati. Colei chi vuole intervenire? Non, più nimo. Donc, Monsieur le Président, je vous repasse la parole. Bon, je remercie l'ensemble des intervenantes et intervenants pour leurs remarques en soutien de la part de Hyacinthe Van et des critiques ou des bienveillantes ou des observations souvent fondées de la part de l'opposition. Quelques éléments de réponse pour essayer de vous rassurer, je l'espère, en tout cas de vous donner des éléments d'information. Alors, par rapport à Chantal, simplement dire, oui, il y a un renforcement de la sécurisation juridique, notamment à travers la recomposition je dirais, du service du contrôle de l'exécution de la tutelle, etc. Et ça a à voir aussi avec ce qui est demandé. De la même façon, indépendamment de l'organisation, de l'organigramme stricto sensu, oui, le DGS, notamment dans l'animation, est en train de faire partager par l'administration de la collectivité, mais également l'agence et office, le fait qu'il faille fonctionner de façon, je dirais, beaucoup plus en synergie. Il ne peut pas y avoir d'un côté la collectivité de Corse, de l'autre les agences et offices, même si elles ont leur existence juridique, leur indépendance d'un point de vue. Mais la tutelle, qui ne doit pas être vécue comme intrusive ni oppressante, mais qui doit quand même s'exercer, mais surtout, au-delà des notions de contrôle et de cohérence et de convergence, y compris au plan budgétaire, sur la trajectoire, sur les recrutements, c'est d'un point de vue des politiques publiques de penser la complémentarité et la synergie. Donc ça, oui, on y travaille. Vous dire aussi, je pense que ça a été souligné, mais je le redis, aujourd'hui, on arrive enfin à dépasser ce qui me faisait souffrir et ce qui me valait aussi de venir devant vous me faire légitimement rabrouer en disant oui, vous me faites voter des créations de postes au coup par coup, on élimine, on crée, etc. On n'a jamais de vision globale. J'avais pris l'engagement. Aujourd'hui, je dirais, notre tableau est installé. C'est-à-dire que vous avez un organigramme, vous avez un référentiel en organisation qui est la traduction des postes qui viennent concrétiser cet organigramme, et ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas présenté là, on a la déclinaison, et vous aurez le tableau des effectifs qui vous permet de faire la comparaison entre le référentiel en organisation et la réalité authentique de ce que constituent les ressources humaines au sein de notre collectivité. Et je rappelle qu'en début d'année, il y aura une délibération cadre qui dira voilà ce que sont les priorités et les recrutements qu'on va faire cette année, etc., une présentation intermédiaire et une restitution en fin d'année, y compris donc avec en amont la prévision budgétaire et le réalisé budgétaire sur la capacité à tenir ce que nous aurons fait valider par l'Assemblée de Corse. Donc aujourd'hui, notamment grâce à ces rapports, on a sécurisé la totalité de la démarche. Pour répondre à Paul-Félix Benedetti, dès qu'il m'écoutera un peu, donc il y a du vrai dans ce que vous dites, bien sûr, vous l'avez dit, et vous le savez, notamment à travers votre expérience syndicale et professionnelle, il y a la théorie, il y a l'objectif cible et il y a la façon d'y arriver. On ne peut pas, il y a les gestions de carrière des agents, il y a l'absence de mobilité géographique forcée qui continue de contraindre quand même nos choix. Il y a la nécessité de monter en puissance dans la mobilité interne, etc. Mais globalement, on est vraiment sur une trajectoire où on va vers une vision territorialisée de l'action de la collectivité de Corse. Et dans tous les domaines, en général, on est vers la mise en œuvre. On est dans la concrétisation, là, même s'il y a encore quelques subsistances. Par exemple, sur l'exemple que vous avez pris, on avait sur les directions finances et budget, on avait en 2019 3 directions distinctes. Aujourd'hui, on a une direction
avec 2 directions adjointes qui ne sont pas, quelle que soit la localisation territoriale, qui ne sont pas en miroir avec des pratiques différentes. On a une direction adjointe programmation financière et on a une direction adjointe qualité des comptes avec les mêmes process partout. Et de la même façon, je crois que l'exemple qui est peut-être encore plus parlant, on est sorti de la logique, alors Poumonte, Cismonte ou Gaulle ou Liamone, et ce n'est pas satisfaisant non plus, territoire à trouver, c'est dans le domaine des infrastructures. Dans le domaine des infrastructures, quand il y a eu la fusion, on a gardé dans un premier temps, je dirais, l'organisation sud-nord, qui était la duplication et la reprise dans la collectivité de Corse de l'organisation des départements. Progressivement, on a progressé, on est allé vers une vision globale, mais qui aujourd'hui est très aboutie. La seule organisation spatiale, territoriale qui subsiste, c'est celle de l'exploitation entre le Poumonte et le Cismonte. Mais c'est logique parce que l'exploitation, elle doit être au plus près du terrain. Par contre, pour l'investissement, jusqu'avant, on avait un investissement Poumonte et un investissement Cismonte. Aujourd'hui, on a une direction unique. Sur les process routiers, l'ensemble des process routiers, on a une direction unique. Sur les infrastructures, aéroports, ports et même transport scolaire, on a la fin du clivage nord-sud et on a des services territorialisés, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je crois que globalement, on va dans le bon sens, même si le process n'est pas encore totalement achevé. Pour répondre à Josepha, on n'est pas que dans le symbolique. Je me suis peut-être mal exprimé. Les délégations générales ne sont pas uniquement rattachées au DGS. Les délégations générales, elles sont sous l'autorité du DGS, elles ne sont pas dans les DGA, mais elles sont dans l'organisation globale de la collectivité. Et c'est pas, alors c'est peut-être toujours un peu pompeux, mais en tout cas, je veux dire, c'est une ambition aussi, et elle est assumée. Mais ça ne va pas rester une coquille vide, parce que c'est le travail aussi d'identification, et moi je ne veux pas surjouer, mais il y a aussi des cadres, vous le savez, et des non-cadres, qui ont été en souffrance au lendemain de la fusion et qui se sont retrouvés, je dirais, dans des situations professionnelles qui ne leur convenaient pas, qui n'étaient pas une mise au placard, mais des frustrations, un sentiment de ne pas retrouver sa place, etc. Et ce nouvel organigramme, nous avons voulu le construire aussi en offrant une perspective de nouvelles dynamiques à celles et ceux qui aujourd'hui ne se retrouvaient pas dans l'organisation ancienne. Ces délégations générales, ça représente à peu près combien de personnes sur les trois? 90 à 100 personnes. Vous pensez bien qu'on ne va pas faire des recrutements. Le recrutement, il naît in fine, et d'ailleurs selon des priorités que nous avons identifiées dans le troisième document avec les recrutements internes ou les recrutements externes, TRE et TRU, le fameux acronyme trajectoire de recrutement interne, les postes prioritaires que nous voulons pourvoir par le recrutement interne, et les TRE, trajectoire de recrutement externe, là où nous savons que nous n'aurons pas la ressource en interne et où nous avons fait des arbitrages pour pouvoir prioriser les postes en restant dans l'enveloppe budgétaire qui nous est allouée. Donc sur ces délégations, il y a aussi un travail d'identification qui a été fait en amont en s'assurant qu'on va avoir, y compris en interne, le niveau suffisant pour permettre à ces délégations de fonctionner. Puis après, il y a aussi des transpositions de services ou d'équipes qui existaient, mais qui sont intégrées dans la délégation générale pour lui donner un sens global. Par exemple, le PADUC, ça a été une discussion, etc. Avant, c'était dans la DGA d'Audrey. Aujourd'hui, on l'intègre dans la délégation générale transition, parce qu'on veut relier la révision du PADUC, donc la conception du PADUC, à cette dimension de projet de société intégrant l'ensemble des transitions. Donc je pense quand même que globalement, il y a une cohérence. Maintenant, encore une fois, Hyacinthe l'a dit et je termine. En arrière-plan, il y a aussi la nécessité de mettre en œuvre une politique globale à travers le dialogue social, dans lequel les femmes et les hommes qui font vivre cette institution pour y travailler et se sentent impliqués dans le nouveau process. Et ça, il y a une forme de pari. On va essayer de le relever ensemble et on a créé les conditions
pour essayer de le relever ensemble. Et je crois que cet organigramme, même s'il n'est pas l'alpha et l'oméga, même s'il n'est pas parfait, même s'il sera encore sûrement à faire évoluer, si on croise l'organigramme, le référentiel à l'organisation, le tableau des effectifs et la nouvelle politique, la nouvelle dynamique globale qu'on essaie de mettre en œuvre au niveau des RH, y compris en vivifiant le dialogue social et en prenant des décisions, y compris des décisions qui quelquefois peuvent déplaire hein, sur certains aspects. Vous le savez, on a pris des décisions importantes sur le télétravail, sur le temps de travail. Et il y a aussi la mise en perspective en disant, voilà, maintenant on y va et on y va ensemble. Bien, merci. Donc, il s'agit d'une prise d'acte, bien sûr. Et donc, nous n'aurons pas de vote là-dessus. Bien, merci, Monsieur le Président. Donc, un autre rapport, je crois, dans la foulée. Je pense que ce n'est peut-être pas la peine d'y revenir. Sur le REO aussi, donc c'est la photographie de la mise en œuvre de cet organigramme. Il y a des suppressions de postes, puisqu'on avait un toilettage de postes, il y avait plusieurs dizaines, voire au-delà de postes qui avaient été créés au fil des exercices budgétaires sans nécessairement être pourvus. C'est des postes qui ne correspondent pas à l'organigramme que nous venons d'adopter, donc ceux-là vont être supprimés. Il y en a d'autres qui vont être créés pour correspondre à l'organigramme, et ce n'est pas parce qu'ils sont créés qu'ils vont forcément être pourvus. Donc derrière, on a la trajectoire budgétaire et le tableau des effectifs, et tous les ans, on vous dira, voilà les postes qui existent, voilà ceux qu'on a réussi à créer, à pourvoir par mutation interne, voilà ceux qu'on considère prioritaires, voilà les recrutements qu'on se propose d'engager cette année. Avec aussi, j'en ai pas parlé, je vais en dire un mot, parmi les difficultés qu'on a, c'est vrai aussi qu'on a des secteurs qui sont aujourd'hui structurellement sous-dimensionnés ou déséquilibrés. Et des secteurs, alors on a parlé de la langue corse ce matin, vous savez bien que la direction de la langue corse est aujourd'hui une direction en souffrance et que ni son dimensionnement théorique, ni l'état de son fonctionnement actuel, y compris lorsqu'on prend en compte les maladies ou les arrêts, etc., ne correspond à la volonté politique que nous avons. Donc ça aussi, on aura en discuté, par exemple, dans le rôle de la Commission, comment on fait, jusqu'où on va, comment on dimensionne, y compris par rapport aux priorités à faire. Est-ce qu'on a des gens en interne? Est-ce qu'on fait des recrutements extérieurs, etc., etc. On a évoqué aussi le domaine de la formation, où on sait qu'il y a de gros enjeux, de gros besoins, mais c'est important de le citer, parce que la formation, ça nous impose aussi de réfléchir au-delà de l'interne à la collectivité, avec, dans la perspective de l'établissement public de commerce et d'industrie, qui fait de la formation, et avec la Chambre des métiers, qui fait aussi de la formation. Comment on mutualise, comment on regroupe, comment on spécialise, ça c'est un travail qui est devant nous. Je vais citer aussi deux secteurs opérationnels, les routes. Je veux dire, dans les routes, aujourd'hui, on manque d'ingénieurs, on manque aussi d'opérationnels dans certains secteurs. Les FORSAP, on n'est plus aux effectifs cibles, y compris au plan interne. Je dirais le fait que certaines carrières, certains postes soient plus attractifs que d'autres a conduit des secteurs à se vider et d'autres à se gonfler. Et aujourd'hui, nous avons un déséquilibre de ce côté-là, donc ça doit se corriger, mais on ne peut pas le corriger par le recours au recrutement externe à concurrence des besoins, donc on aura des choix là aussi à faire, et ça fait partie de la difficulté, mais aussi de la nécessité de l'exercice. Voilà pour le référentiel. Est-ce qu'il y a des interventions sur... moi, je n'ai pas l'emploi du jour détaillé. J'entends parler, je ne sais pas qui parle. Oui, il y a un avis de la Commission des finances. Voilà, merci. Qui est un avis favorable avec la non-participation des groupes Unsof Youno ou Corinfront et Avancem. D'accord, merci, monsieur le rapporteur. Qui souhaite s'exprimer?
sur le REO. Bon, aucune intervention, donc c'est une prise d'acte. Monsieur le Président, vous voulez rajouter quelque chose? Non? Bien, donc nous prenons acte de ce REO. Merci. Et ensuite, il y a une modification du tableau des effectifs. Là, il y a un vote. Alors, bien sûr, il n'y a pas à ce stade, je dirais, l'encadrement budgétaire, mais ça va venir dans les délibérations qui vont désormais venir accompagner le cadre ainsi posé. Donc, il y a l'organigramme, le rapport sur le REO et la modification conséquente avec des opérations modificatives qui sont de nature différente. D'abord, la création des postes d'encadrement présentés en CST le 6 juin 2025, suite au rapport modifiant l'organigramme. C'est l'annexe 1. Deuxièmement, les opérations de recrutement définies dans la trajectoire externe et correspondant aux besoins urgents de la collectivité, c'est l'annexe 2. Donc là, ces arbitrages, ils ont été faits en interrogeant l'ensemble des DGA, en ayant des discussions au sein du CODIR et ensuite à travers un choix que j'ai fait en m'adossant aux analyses et recommandations de l'administration, en intégrant aussi les priorisations politiques. Donc, troisièmement, la TRI, donc là c'était la TRE, trajectoire de recrutement externe. Troisièmement, la trajectoire de recrutement interne, c'est les postes qui correspondent à un besoin que nous considérons urgent, mais que nous pensons pouvoir être pourvus, y compris par les prises de contact et l'analyse de nos effectifs, que nous pouvons penser être pourvus par le biais de redéploiements internes. L'ensemble des postes permettant la mise en œuvre des opérations de gestion courante, annexe 4, c'est-à-dire les postes créés pour permettre la nomination des lauréats de concours et les postes créés pour permettre les changements de filière, et enfin des opérations de toilettage par le biais des suppressions, ce que je vous disais tout à l'heure, des postes devenus inopérants au tableau des effectifs. Avec ces suppressions, eh bien, progressivement, on va avoir une cohérence totale entre la cible en organisation, le REO et les effectifs réalisés, c'est-à-dire la trajectoire des effectifs, c'est-à-dire un organigramme dont la photographie est le REO et un REO pourvu à concurrence des postes qui sont validés dans le cadre du tableau des effectifs en tenant compte de nos besoins et de nos contraintes budgétaires. Oui, Monsieur Georges Mel a souhaité connaître le pourcentage suffisamment explicite entre les postes de catégorie C ne requérant pas de compétences particulières et les autres postes mis en place pour la montée en charge des responsabilités de service. Madame Marie-Hélène Givas, directrice générale adjointe en charge des ressources humaines, a précisé que, comme indiqué dans le rapport social unique examiné précédemment, la collectivité de Corse compte 28% de catégorie A, 12% de catégorie B et 60% de catégorie C. Concernant l'organigramme, elle a rappelé qu'il y avait eu plus de création de postes d'encadrement que de suppression, tout en précisant que le nouvel organigramme mis en œuvre de façon lissée, vraisemblablement en septembre prochain. Madame Marie-Hélène Givas a par ailleurs précisé que dans le cadre de la mise en place du nouvel organigramme, 136 postes d'encadrement ont été créés et ils seront pourvus en interne d'ici cet été. 92 postes ont été supprimés dans le cadre du déploiement de cet organigramme. Dans ces chiffres ne sont pas mentionnées les éventuelles modifications de postes d'encadrement déjà en place au sein de la collectivité de Corse. La Commission des finances a émis un avis favorable sur le rapport avec la non-participation des groupes Sofiuno, Avancemo et Cor in Fronte. Ringraziabi. Qual è chi volevi a parola? Nimo. Jacinthe Vanni. Giusto una parola per dire che non possiamo mica oggi portare a nostra politica come un giorno, perché quando noi abbiamo sforzi maggiori per essere a pari della nostra massa salariale, lo Stato decide di via misure che ci costano oggi 4 milioni e 500 mila euro. Non abbiamo mica queste misure oggi qui. Possiamo completare i nostri effettivi di forestieri, possiamo completare i nostri effettivi in strade e potremmo portare veramente la nostra politica. E questo è vero
queste decisioni che sono state fatte a livello nazionale ci mettono in difficoltà, perché se oggi mettete 4 milioni e 5 non dei personali in due decisioni di difficoltà, vi vedrete che già penso che i servizi sarebbero contenti et je pense que derrière il y aurait une bouffée d'oxygène pour nous. Sauf que cette politique-là qu'on devait mettre en œuvre, elle a été hypothéquée par une mesure qui a été prise au niveau national. Et aujourd'hui, on doit faire avec ces 4 500 000 euros qu'on doit absorber, plus, à un moment donné, il faudra bien qu'on comble aujourd'hui ces effectifs, puisqu'on était l'autre jour à Ponteletsch avec Cathy, on est passé de 18 personnels à 9, je ne parle même pas de Cannes, je ne parle même pas des routes, je ne parle même pas du reste. Tout ce qu'on devait mettre en œuvre a été hypothéqué par une mesure qui est venue augmenter les cotisations de la salariale. Donc c'est quand même assez rageant, c'est quand même assez, pas décourageant, mais tous ces efforts qui ont été mis en œuvre pour prévoir ces recrutements, aujourd'hui, ils sont réduits à néant. Et ça, c'est une vraie difficulté, Monsieur le Président. Donc, il va falloir continuer, il va falloir trouver encore des marges de manœuvre, mais encore pour dire 4 millions et 5, c'est compliqué. Donc voilà la réalité d'aujourd'hui. On en parlera plus longuement demain, dans d'autres rapports. Mais c'est une difficulté qui nous est imposée. Altre domande di parola? Paul Félix. Bon, il y a une multitude de créations pour rentrer dans les cases de l'organigramme. Mais là aussi, je pense qu'il y a de l'amélioration, je pense, sociale à venir, parce qu'on a des logiques naturelles de sous-qualification. Je vois qu'il y a quand même de nombreux postes ouverts de chefs de service en catégorie B, alors que naturellement, ils doivent être en catégorie A. Et vous avez de nombreux postes de chefs de bureau en catégorie C, ce qui est paradoxal. Donc ça veut dire que quelque part, il doit aussi y avoir des accompagnements pour des passages de concours internes, ou la prospection de passage au choix, avec un certain nombre d'anciennetés, sur des règles dérogatoires admissibles en fonction publique territoriale, et qu'on ait un organigramme qui soit hiérarchiquement cohérent. Parce que si la personne a fait l'affaire, le grade doit faire l'affaire aussi. C'est-à-dire qu'un organigramme où on a des postes de responsabilité, il doit avoir le grade de la responsabilité. Moi, là-dessus, j'y vois aussi le traceur de quelque chose qui a besoin d'une amélioration. Remarque positive pour les salariés. D'autres interventions? Donc non, Monsieur le Président, si vous souhaitez rajouter quelque chose. Merci aux deux intervenants pour leurs mots et aux autres pour leur silence. C'est une trajectoire vers laquelle il faut aller, vers laquelle il faut tendre, effectivement, en intégrant une équation budgétaire contrainte. Donc, chemin complexe, mais il faut le prendre ensemble. Cette fois, ce n'est pas un rapport, une prise d'acte, il va falloir voter. Donc je soumets au vote ce rapport sur le tableau des effectifs, la modification du tableau des effectifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention de Corinne Front. Qui ne participe pas? Non-participation d'Untsurf, non-participation d'Awansem. Qui est pour? Donc le rapport est adopté à une très large majorité. Merci. Je crois qu'il nous reste un rapport. Sur le rapport social unique. Alors, le rapport social unique, rapidement en ce qui me concerne, d'abord, pour anticiper peut-être une remarque, ce n'est pas de notre fait et nous ne sommes pas en retard pour la présentation, il y a toujours un décalage d'un an. Donc on présente le rapport social unique de l'année N à l'année N+1.
Donc, le rapport social unique de 2023 devait être présenté, c'est une formalité obligatoire, et discuté devant le CST, et il était inscrit à l'ordre du jour en novembre 2024, pour passer devant l'Assemblée de Corse en décembre 2024 également. Et comme le syndicat majoritaire a quitté le CST, et donc il n'y a pas eu le quorum, nous n'avons pas pu examiner dans les temps le rapport, ce qui vaut donc, après qu'il ait été discuté dans le cadre d'un nouveau CST, sa présentation aujourd'hui. Alors, je vais être assez rapide. Le rapport est composé d'une centaine d'indicateurs. Une synthèse analytique est également annexée. Bon, vous avez les principales caractéristiques, les effectifs avec leur répartition, leur nombre bien sûr, leur répartition par sexe, par catégorie, par filière, l'organisation du travail, les parcours professionnels, les flux de personnel, l'absentéisme médical des emplois permanents, la rémunération des emplois permanents, la formation et l'action sociale. Donc c'est une photographie de la situation sociale au sein de notre collectivité, autant T. Pour le surplus, je m'en rapporte au rapport et je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, il y a un rapport de la Commission des finances. Oui, Madame la Présidente. Alors, le président Louis Pozzo-di-Borgo a souhaité connaître le nombre d'agents de la collectivité de Corse qui étaient en télétravail en 2023. Madame Marie-Hélène Givas, directrice générale adjointe en charge des ressources humaines, a précisé que le nombre d'agents de la CDC en télétravail en 2023 était de 1287 agents, soit 28,6% des effectifs. Madame Serena Battestini a interrogé Madame la directrice générale adjointe sur le temps effectué en télétravail par ces agents. Madame Marie-Hélène Givas a précisé que sous l'ancien règlement relatif au télétravail modifié lors de la commission permanente de mai dernier, la durée de droit commun était fixée à 1 jour de télétravail ou de 2 jours pour les non-encadrants. À ces durées de droit commun peuvent s'ajouter des options dérogatoires, notamment pour les femmes enceintes, sur motif médical et après avis du médecin de prévention ou en cas d'indisponibilité d'accès aux services où s'exerce l'activité professionnelle quotidienne. La Commission des finances a pris acte de ce rapport. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, qui veut la parole sur ce rapport social unique? Oui. On ne va pas laisser le président comme ça, orphelin d'une prise de parole. Non, moi je vais revenir sur ce que je dis depuis 4 ans bientôt. C'est-à-dire que sur l'état général des emplois, le taux très important des contractuels, où par vision trompeuse, l'exécutif se félicite d'en avoir moins qu'ailleurs. Sauf qu'il en a beaucoup plus qu'avant. Nous, ce qu'on doit regarder, c'est l'état de la fusion. Combien il y en avait au moment de la fusion? Ben, il y en avait beaucoup moins. Ça veut dire qu'on est sur une trajectoire qui n'est pas vertueuse. Ensuite, passer par des contractuels, c'est quand même de la précarité. Et ça génère malgré tout de la surconsommation d'argent en termes de fonctionnement. Parce que le taux de charge ne sera pas le même, les indemnités de précarité sont supérieures et souvent, on les indexe sur des rémunérations qui sont non conventionnelles. Donc moi, je vois qu'on ne résorbe pas ce chiffre, qu'il y en a énormément. Si on regarde le tableau des effectifs, il y a beaucoup de cadres. Pareil, il doit y avoir un accompagnement planifié pour aider les jeunes Corses qui occupent des postes ou qui voudraient les occuper de manière permanente à passer des concours, même si ce sont des concours français. Aujourd'hui, c'est la règle et elle est comme ça, et de rentrer dans les voies de la normalité. D'avoir autant d'effectifs contractuels, même si vous vous réjouissez que ce n'est que 11 ou 12% et qu'en France, ils sont 16%, lorsque vous avez repris les 3 collectivités en fusion, vous étiez à moins de 5%.
Oui, donc il y a Chantal Pédinier qui a demandé la parole. Je vous en prie. Je vous remercie. Je vais essayer d'être brève. Même s'il faut reconnaître que ce rapport, seulement soumis à débat, est important tant la question du personnel est prégnante. On le voit dans le cas du compte administratif et du rapport de la Cour des comptes qui a fait la une des journaux dans la semaine. Il faut donc avoir une photographie conforme à la réalité si on veut maîtriser le chapitre 012. Justement, il faut avant tout se mettre d'accord sur les chiffres. On lit dans le rapport social unique que la collectivité de Corse compte 4 520 agents, dont 3 984 sont des fonctionnaires, des chiffres qui divergent avec ceux du compte administratif, où l'état des effectifs alignait 4 308 agents. Il y a une différence d'un peu plus de 220 agents. Je suppose qu'il y a une explication. Peut-être que les emplois non permanents sont comptabilisés d'un côté, pas de l'autre. Peut-être que le chiffre se base aussi sur les équivalents temps plein et l'autre non. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons avoir précisément en équivalent temps plein le nombre d'agents titulaires et non titulaires, permanents et non permanents. J'en reviens au document. 88% des agents sont fonctionnaires, ce qui est supérieur à la moyenne nationale des régions et des départements. La féminisation est en hausse, c'est bien, mais elle reste plus basse que la moyenne nationale et départementale. La moitié des contractuels sont des agents de la catégorie A, 61% de femmes. C'est assez identique aux fonctionnaires. 80% des contractuels occupent un CDD. 20% sont en CDI. En 2023, les contractuels, Paul Félix nous le rappelait, ont augmenté de pratiquement 8%. Alors, parmi les agents au 31 décembre 2023, 116 fonctionnaires ont été titularisés, 2 agents une prorogation de stage et 95 contractuels ont été stagiairisés dans l'année. Le rapport nous dit aussi que la principale cause de départ chez les fonctionnaires est le départ à la retraite de 60%, ça c'est logique. Et en page 23, on peut lire qu'il y a eu en 2023 241 départs, 120 pour les fonctionnaires, 121 pour les contractuels. C'est énorme, c'est supérieur aux années antérieures, mais je pense qu'ils sont forcément remplacés puisqu'en nombre d'agents, on est toujours au même chiffre que lors de la fusion. Vos arguments de l'époque, Président, entre 2015 et 2017, reposaient sur l'objectif de tomber en dessous des 4000 agents. Et vous m'avez expliqué qu'il fallait monter en compétences. Je pense que ça sera une des explications de ce nombre d'agents. Je voudrais aussi revenir sur l'absentéisme. On note que dans la catégorie C, elle est plus impactée par l'absentéisme médical. Les 2 tiers sont âgés de plus de 50 ans. Le taux d'absentéisme tourne autour des 10% et les fonctionnaires le sont bien davantage que les contractuels. En page 46, on peut lire que l'absentéisme à la collectivité de Corse est 4 points au-dessus de la moyenne nationale. D'ailleurs, il est plus important en 2023, alors qu'en 2020-2021, il y avait les années Covid, donc avec un gros impact par rapport à la maladie. Et en 2023, cet absentéisme est bien plus important. Alors cela nous interpelle. Est-ce que les agents se sentent bien dans l'institution? Est-ce qu'il y a un malaise, un problème? Cette question de l'absentéisme est particulièrement préoccupante car elle impacte le fonctionnement de l'institution, tout comme le recours au télétravail, dont les modalités ont été récemment revues en considérant qu'il pouvait y avoir des abus. Sur ce point-là, Président, vous savez que j'étais de votre côté concernant la diminution du télétravail. Cela me conduit pour finir à vous interroger sur un sujet que l'on évoque rarement, c'est la mobilisation du CET, le compte épargne-temps, depuis l'instauration de la pointeuse. Je souhaiterais savoir combien la collectivité de Corse a dû verser en termes de masse globale, bien sûr, chaque année, aux agents qui sont dépositaires d'un compte épargne-temps, pour avoir une idée de ce que ça représente. Le rapport, le fameux rapport de la Cour régionale des comptes, en page 24, regrette l'absence de provision pour ces CET. Par contre, la M57 rend obligatoire le provisionnement pour couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur ce compte épargne-temps.
On apprend qu'au 31/12/2023, 3588 agents ont ouvert un CET, cumulant 132 500 jours épargnés. C'est énorme. Ce que rapproche la Cour régionale des comptes, c'est que vous n'avez provisionné que 4,1 millions d'euros, alors qu'elle estime que 22 millions auraient dû l'être, impactant le résultat de fonctionnement. C'est une évidence. D'une part, il y a un risque d'insécurité budgétaire avec ces chiffres, cette différence. D'autre part, c'est, je pense, une ruine. Nous avons besoin de comprendre en disposant des montants versés au titre du compte épargne-temps par exercice comptable. Voilà ce que je voulais préciser. Je vous remercie, Président, pour la présentation de ce rapport. Merci beaucoup, Chantal. D'autres interventions? Non. Pas d'intervention, si ce n'est pour souligner l'importance d'un tel rapport et contrairement à ce qu'on peut penser, je partage l'avis de Chantal et peut-être qu'il faudrait qu'on les présente comme les rapports égalité hommes-femmes et autres à d'autres moments. Voilà. Merci. Donc, Président, vous voulez réagir aux deux interventions qui ont été faites? Dans le désordre, par rapport à l'intervention de Chantal et la différence entre les chiffres concernant le nombre des effectifs entre le RSU, le rapport social unique et le tableau des effectifs est dû au fait que ce ne sont pas les mêmes personnels qu'on intègre dans les deux, notamment les assistantes familiales sous contrat, les collaborateurs de groupe et les vacataires n'apparaissent pas au tableau des effectifs alors qu'ils apparaissent au RSU. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le CET, on en parlera demain, ce que nous avons fait n'est pas illégal. Ce que nous avons fait est fait régulièrement par beaucoup de collectivités pour ne pas déséquilibrer les budgets. Par contre, il y a eu une augmentation très significative du CET et vous savez qu'un des éléments, selon notre analyse, c'est notamment l'organisation du temps de travail et qu'on en a parlé. Et donc je pense qu'on y reviendra demain, si vous le voulez bien, de façon un peu plus approfondie. Après, ce que je voudrais dire quand même, je suis en désaccord avec Paul Félix Benedetti sur... bon, d'abord, je pense qu'il y a eu un petit emballement. Je ne pense pas qu'on ait été à 5% de contractuels avant la fusion. Je demande à vérifier vos sources. Oui, zéro. Il n'y avait pas, en fait. donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, bon, quand on parle de précarisation, non, le taux de contractuel, il n'est pas forcément un élément qui caractérise une précarisation. Je vais quand même rappeler que la rémunération brute moyenne au sein de la collectivité de Corse est supérieure de 600 € de mémoire à la rémunération moyenne dans la fonction publique territoriale. Donc on est, et tant mieux, j'ai envie de dire, très au-dessus de la moyenne. De la même façon, même si comparaison n'est pas raison, je rappelle ce que sont les chiffres, les pourcentages en termes de contractuels. Nous en avons 11,58. Je ne retrouve plus les ratios dans les régions et les départements. Ils étaient là pourtant. Dernière page. Je ne trouve pas. J'arrive plus, je vois plus clair là. Je vous avoue que. Où sont les pourcentages? Je les ai vus tout à l'heure. 25%, voilà, dans les départements. 25% dans les départements et 18% en région. 25% dans les départements, pourquoi? Parce que la plupart des, vous le savez aussi, la plupart des contractuels, beaucoup des contractuels que nous avons sont des contractuels qui sont recrutés dans le secteur social. Dans le secteur social, vous ne recrutez pratiquement que des contractuels. Nous avons augmenté le nombre de contractuels de ce côté-là parce que les besoins sociaux ont explosé par rapport à la population, et notamment par rapport à la population qui arrive en situation de précarité. Et vous savez que nous avons même eu, je dirais, un accord avec les organisations syndicales pour augmenter notre niveau de recrutement. Un deuxième élément
qui a été un élément important, c'est le Covid. Au moment du Covid, je dirais, on a fait recours aux contractuels parce qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires, notamment qui étaient, comment ça s'appelle, en éviction et qui ne pouvaient pas exercer. Donc on a eu des contractuels et ensuite, en général, on a gardé un certain nombre de ces contractuels parce qu'il y avait un besoin. Je rappelle aussi que nous sommes dans un processus d'intégration des contractuels. C'est marqué dans le RSU avec la résorption donc de l'emploi précaire. Cette année, 95 contractuels ont été stagiairisés. Donc ils vont vers, je dirais, l'accès au statut de fonctionnaire. Dernier mot, oui, y compris dans les cadres A, nous avons un nombre significatif de contractuels, mais c'est parce que nous recherchons aussi la compétence. Après, quand les personnes viennent, on leur propose de passer des concours, et si elles passent leur concours, elles sont ensuite conservées. De la même façon, des fois, on ne garde pas des contractuels parce qu'ils ne donnent pas satisfaction. Donc, c'est un élément aussi de souplesse et de bonne gestion, parce que prendre quelqu'un qui est fonctionnaire, si c'est quelqu'un qui n'est pas bon, après on le garde, vous le savez, pendant toute sa carrière. Donc je crois que globalement ce rapport social unique, alors après, sur quoi on va essayer de travailler? J'ai envie de dire de façon évidente, la prévention et la lutte contre l'absentéisme. Donc il faut réfléchir à ça, mais je rappelle quand même que lors du dernier séminaire social organisé par Région de France, la problématique de l'absentéisme, et particulièrement au sein des OPLE, a été recensée comme un sujet absolument prioritaire pour toutes les régions. Donc on retrouve aussi des éléments qui sont similaires ou identiques dans d'autres territoires. Les collectivités, notamment les régions, s'interrogent également sur les impacts de la réforme du congé de maladie ordinaire. De nombreuses collectivités envisagent d'utiliser les crédits générés par cette réforme afin de développer de nouvelles politiques de lutte et de prévention. Donc, premièrement, prévention et lutte contre l'absentéisme. Deuxièmement, un meilleur pilotage de la fonction RH. Maintenant qu'on a notre photographie, qu'on a mieux identifié, je pense que vraiment, il faut qu'on anticipe. Il faut qu'on incite à la mobilité interne en accompagnant les agences, ça a été dit, ce travail de moyen terme, et optimiser et exploiter toutes les pistes de maîtrise et de rationalisation de la masse salariale. C'est vrai que l'augmentation de la masse salariale, elle est due principalement au GVT, à l'harmonisation des régimes indemnitaires au moment de la fusion, et à des mesures qui sont prises au plan national, je pense notamment à l'indice coût de la vie, etc., qui conduisent mécaniquement à une augmentation qui, aujourd'hui, prend des proportions qui sont plus assumables. Donc on a une vraie difficulté, je dirais même une forme d'équation insoluble, puisqu'on a une structure dans laquelle, aujourd'hui, on a un certain nombre de besoins stratégiques qui ne sont pas couverts. On a des besoins qui augmentent. On sait qu'on ne pourra pas couvrir par la mobilité interne tous nos besoins, qu'on a besoin de faire des recrutements extérieurs et qu'il faut le faire en maîtrisant la masse salariale qui, par ailleurs, augmente mécaniquement indépendamment de nos décisions. Donc, tu vois là, Somica, Marivlette. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien, donc merci Monsieur le Président. Sur ce rapport, c'est une prise d'acte. Voilà. Ne partez pas, j'ai quelques communications à vous faire. D'abord, avant la communication, il faut voter la dérogation au temps de travail pour les personnels du secrétariat général. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Très bien. Deuxièmement, la commission dont nous avons voté la constitution tout à l'heure, commission ad hoc sur une politique linguistique, doit se réunir demain. Elle le fera dès 9h à 9h sous l'autorité. Quelle est la question, Pierre? Oui, pourquoi pas. Je te sens déjà très impliqué.
Donc, salle 2, comme le suggère Pierre Jong, sous l'autorité, sous la présidence de la doyenne de cette, je suis désolée, je suis obligée de le dire, de cette commission qui est Charlotte Terrigue, voilà, qui a le privilège d'être la doyenne, c'est un privilège. Donc, Madame la Présidente, pour demain, en tous les cas, au moins pour demain, vous présiderez avec l'aide du secrétaire général. Bon, ça consiste bien évidemment à faire l'appel et à mettre en place le bureau. Hein, c'est l'objectif de demain matin. Voilà, considérez que c'est une convocation pour demain matin. Dernier point, il nous faudra aussi au plus tôt, ou ce soir ou demain matin 9h, les candidatures pour les candidatures, je ne sais pas, pour la commission permanente, puisqu'on a un vote de commission permanente. Je ne veux pas faire l'élection de la commission permanente, et je vous le dis aussi, Monsieur le Président de l'exécutif, demain en fin de journée, parce qu'on va avoir des problèmes de représentation, de quorum, et c'est un vote physique qu'il faut réaliser, avec urne, isoloir, bulletins et enveloppes. Réfléchissez bien cette nuit à tout cela. Bonne année.